Bienvenue sur Alexandria, où l'histoire, la mythologie et les cultures prennent vie à travers des livres audio. Veuillez vous abonner, aimer et commenter pour nous soutenir. Chapitre 1. Né dans le chaos. Pyrrhus, roi d'Épire, commença sa vie par une série d'événements remarquables et aventureux. Dès l'âge de 2 ans, il fut contraint de fuir son foyer pour échapper à une menace grave pesant sur sa vie. Les serviteurs de sa famille le prirent rapidement en charge afin de le protéger. Cette fuite dramatique eut lieu dans le contexte suivant. L'Épire était situé le long de la côte orientale de la mer Adriatique, près de la Macédoine. En raison de sa proximité avec la Macédoine, l'Épire était souvent entraîné dans les affaires politiques de son voisin. Les deux royaumes étaient étroitement liés, notamment par les familles royales qui se mariaient fréquemment entre elles. Chaque fois que la Macédoine connaissait des conflits majeurs ou des troubles civils, l'Épire s'impliquait généralement, prenant parti pour l'un ou l'autre camp. Cela entraînait parfois le chaos et la confusion au sein même de l'Épire, le roi et le peuple, prenant des positions opposées dans ces querelles. Pyrrhus vécut peu de temps après l'époque d'Alexandre le Grand. Il naquit environ 4 ans après la mort d'Alexandre. À cette époque, les familles royales de Macédoine et d'Épire étaient étroitement liées, principalement grâce à un mariage significatif de la génération précédente. Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre, avait épousé Olympias, la fille d'un roi d'Épire. En conséquence, les habitants de l'Épire ressentaient un fort attachement envers Alexandre. Ils le considéraient non seulement comme un Macédonien, mais également comme un membre de leur famille royale. Olympias, qui partageait son temps entre l'Épire et la Macédoine après son mariage, maintenait des liens étroits avec les deux familles. Cette relation proche, ainsi que la renommée d'Alexandre, rapprochait souvent les deux pays sur le plan politique. Il est important de comprendre que la relation entre les cours d'Épire et de Macédoine, influencée par Olympias, n'était pas toujours amicale. C'était souvent le contraire. Olympias avait un tempérament fougueux et une volonté ferme, et comme Philippe était tout aussi obstiné et impulsif, leur mariage fut marqué par des conflits. Au début de leur mariage, Olympias parvenait souvent à imposer sa volonté. L'un de ses succès fut de convaincre Philippe de placer son frère sur le trône de l'Épire, remplaçant ainsi l'héritier légitime. Cependant, ce dernier ne renonça pas, ce qui mena à la formation de 2 factions rivales en Épire. Cette division plongea le royaume dans des guerres civiles prolongées. Ainsi, bien qu'Olympias exerçât une influence sur Philippe, elle l'utilisait d'une manière qui causait des troubles à sa patrie. Finalement, Olympias perdit toute influence sur Philippe. Leurs désaccords se transformèrent en une querelle amère et irréconciliable. Philippe épousa une autre femme, Cléopâtre, en partie pour des raisons politiques et en partie par dépit envers Olympias, qui l'accusait de crimes terribles. Furieuse, Olympias retourna en Épire et chercha refuge auprès de son frère. À cette époque, leur fils Alexandre avait environ 19 ans et était resté en Macédoine après la séparation de ses parents. Bien qu'il restât à la cour de Philippe pendant un certain temps, Alexandre était en colère et ressentait de la rancune. Finalement, lors d'un festival public, Alexandre et Philippe eurent une violente dispute, déclenchée par des remarques à propos d'Olympias faites par certains invités. Alexandre défia ouvertement son père et quitta la cour pour rejoindre sa mère en Épire. Ce différend attira beaucoup d'attention en Épire, où les gens prirent parti, certains soutenant Philippe, d'autres Olympias et Alexandre. Peu de temps après, Philippe fut assassiné de manière mystérieuse et choquante. Beaucoup accusèrent Olympias d'être à l'origine du meurtre, bien qu'aucune preuve claire n'ait été apportée pour le démontrer. D'un autre côté, Olympias avait toujours montré peu de considération pour la justice ou l'humanité, si bien qu'il était plus facile pour les gens de croire qu'elle était coupable. En conséquence,
Elle a été largement condamnée comme complice du crime, malgré l'absence de preuves solides. Que l'assassinat de Philippe soit le fait d'Olympias ou non, cela servit grandement ses intérêts et ses ambitions. Avec Philippe disparu, elle put retourner en Macédoine. Son fils Alexandre devint immédiatement roi, et comme il était très jeune, elle pensait qu'il tomberait facilement sous son influence. Bien qu'Alexandre fût un fils dévoué et traitât sa mère avec beaucoup de respect, il ne lui permit jamais de le contrôler politiquement. Il établit ses plans et les exécuta à sa manière. S'ils étaient en désaccord, Olympias comprit rapidement qu'elle ne pouvait pas le faire changer d'avis et cessa d'essayer. Cette dynamique n'est pas inhabituelle, car l'on observe souvent qu'une femme au caractère bien trempé qui refuse de se soumettre à son mari peut néanmoins être maîtrisée par son fils. Olympias chercha à lui partager ses pensées sur les affaires politiques. Alexandre, mon fils, comme je te l'ai toujours dit, tu dois faire preuve de plus de prudence et consolider ta position. Les plans que tu fais pourraient mettre fin à ton règne, avant même qu'il ne commence. Tu es un jeune roi. Et oui, je suis bien consciente des volcans qui brûlent en toi. Mais malgré cela, tu dois apprendre à maîtriser ton monde de rêve. Alexandre répondit « Mère, je t'en prie, ne cherche pas à tracer ma route à ma place. Je suis toujours ouvert à tes idées sur les questions techniques, mais je ne te permettrai pas d'interférer dans mes rêves. Si ce n'est pas moi le conquérant du monde, alors qui le sera? Y a-t-il quelqu'un sur cette terre qui le désire plus que moi? » Les choses se déroulèrent relativement bien tant qu'Alexandre était vivant. Bien qu'Olympias se querellât constamment avec les commandants et les ministres qu'il avait laissés en charge de la Macédoine pendant ses campagnes asiatiques, ces disputes ne devinrent jamais de véritables problèmes. Alexandre gérait habilement ces différends, montrant du respect à sa mère tout en s'assurant que le véritable pouvoir restait entre les mains de ceux en qui il avait confiance pour gouverner. De cette manière, Alexandre maintint sa mère satisfaite en lui témoignant du respect et en lui garantissant un statut élevé au sein de la maison royale, tout en lui donnant très peu de pouvoir réel. Pendant les campagnes asiatiques d'Alexandre, il nomma Antipater, un homme d'État âgé de 70 ans, pour gouverner la Macédoine. En tant qu'ancien conseiller de Philippe, Antipater avait acquis un profond respect pour sa sagesse, sa loyauté et son intégrité. Bien que puissant, il demeurait humble et se concentrait uniquement sur le service fidèle du royaume, gagnant l'admiration générale à travers la Macédoine. Par exemple, Philippe expliqua un jour pourquoi il s'était levé tard, en plaisantant. Je me suis permis le luxe de faire la grasse matinée ce matin, mais j'ai dormi tranquille en sachant que l'infatigable Antipater était déjà éveillé et s'occupait des affaires de l'État. Sa dévotion et sa fiabilité sont telles que, même lorsque je m'accorde un peu de repos supplémentaire, je suis confiant que les affaires du royaume sont entre de bonnes mains. Alexandre avait également une grande estime pour lui. Lorsqu'on lui demanda pourquoi Antipater ne portait pas de manteau pourpre comme les autres hauts fonctionnaires, Alexandre répondit « Ces hommes portent du pourpre à l'extérieur, mais Antipater est du pourpre à l'intérieur. Alors que d'autres affichent leur statut à travers des symboles visibles comme des manteaux pourpres, la véritable noblesse d'Antipater réside dans son caractère, son intégrité et son dévouement inébranlable au royaume. Sa nature pourpre n'est pas une simple façade, mais imprègne son être tout entier, faisant de lui un dirigeant véritablement exceptionnel et digne de confiance. » Tout le pays avait confiance en la sagesse et en l'équité d'Antipater, et ils acceptèrent donc son autorité pendant l'absence d'Alexandre. Cependant, Olympias, la mère d'Alexandre, ne cessa de lui causer des problèmes. Antipater gouvernait le royaume selon ce qu'il jugeait juste pour le peuple et pour Alexandre, sans céder aux exigences d'Olympias. Frustré de ne pas pouvoir le contrôler, Olympias tenta de le discréditer à chaque occasion. Elle écrivait fréquemment des lettres à Alexandre pour se plaindre d'Antipater, déformant parfois les faits ou faisant de fausses accusations.
Antipater, de son côté, écrivait également à Alexandre pour lui rapporter les difficultés qu'Olympias lui causait. Alexandre parvint à apaiser ses tensions pendant un certain temps, mais il finit par décider de procéder à un changement. Lorsqu'un groupe de recrues devait être envoyé en Asie, Alexandre ordonna à Antipater de les diriger. Simultanément, il envoya un autre général, Cratère, en Macédoine, pour gouverner à la place d'Antipater. Alexandre espérait probablement que Cratère collaborerait mieux avec Olympias qu'Antipater ne l'avait fait. Alors qu'Antipater attendait l'arrivée de Cratère en Macédoine, Alexandre mourut de manière inattendue. Cet événement soudain bouleversa l'ensemble de l'Empire et déclencha une série de changements majeurs qui eurent un impact profond sur Olympias. Bonjour, si vous avez aimé notre livre audio, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai besoin de votre soutien pour vous proposer encore plus de livres audio. Merci d'avance pour votre soutien. Chapitre 2 – L'ascension de Perdiccas. Lorsque la nouvelle de la mort d'Alexandre se répandit, la première question que tout le monde se posa concernait son successeur. Au moment de sa mort, Alexandre n'avait pas d'héritier clair, il n'avait pas d'enfant, mais sa femme, Roxane, était enceinte, et quelques mois après sa mort, elle donna naissance à un fils. Roxane était la fille d'un prince asiatique. Alexandre l'avait capturée, avec d'autres femmes, dans une forteresse où son père les avait cachées pour leur sécurité. Roxane était incroyablement belle, et Alexandre décida de l'épouser. Parmi tous les captifs de ces campagnes, Roxane était considérée comme la plus éblouissante. Puisqu'Alexandre mourut environ 4 ans après leur mariage, Roxane était encore jeune et belle lorsque leur fils naquit. En plus de ce fils nouveau-né, il y avait aussi le demi-frère d'Alexandre, Aridée, qui était vivant lorsque ce dernier mourut. Aridée avait une revendication plus directe au trône, mais il était mentalement diminué et n'avait aucune réelle influence politique, hormis le fait d'être l'héritier suivant par la naissance. Il n'était pas le fils d'Olympias, sa mère était une autre femme, et la rumeur disait que son handicap mental était dû à une tentative d'empoisonnement de la part d'Olympias, motivée par la jalousie. Elle était furieuse que Philippe l'ait quittée pour la mère d'Aridée. Le poison avait endommagé l'esprit d'Aridée, bien qu'il ne l'ait pas tué. Lorsque Alexandre devint roi, il prit des mesures pour protéger Aridée de tout autre danger venant d'Olympias et l'emmena même avec lui lors de sa campagne en Asie. Aridée et Roxane étaient tous deux à Babylone lorsqu'Alexandre mourut. Lorsqu'il s'agissait de la question de savoir qui devait hériter de la couronne macédonienne, Aridée, le demi-frère d'Alexandre, ou le fils nouveau-né de Roxane, il était évident qu'aucun des deux ne pouvait vraiment régner. Le fils d'Alexandre était trop jeune, et Aridée était inapte mentalement à diriger. En conséquence, le véritable pouvoir passa entre les mains des principaux généraux et conseillers d'Alexandre. Après avoir discuté de la situation, ces généraux décidèrent de ne pas choisir entre les deux héritiers potentiels. Au lieu de cela, ils proclamèrent les deux comme co-souverains. Ils nommèrent Aridée Philippe et le bébé de Roxane Alexandre. Ces deux-là devinrent les rois officiels, mais en réalité, les généraux se partagèrent le pouvoir entre eux. Dans cette répartition, l'Égypte et les territoires africains environnants furent attribués à Ptolémée, un général influent. Il fonda ensuite la dynastie ptolémaïque, une lignée de souverains qui inclura plus tard la célèbre Cléopâtre. La Macédoine et la Grèce, ainsi que les provinces européennes, furent confiées à Antipater et à Cratère. Cratère, qui était déjà en route vers la Macédoine avec un groupe de soldats qu'Alexandre avait renvoyés chez eux, était en mauvaise santé à ce moment-là. En raison de son état, Alexandre avait envoyé un autre officier, Polyperchon, pour assister Cratère dans le commandement des troupes. Polyperchon jouerait plus tard un rôle important dans les événements qui se déroulèrent en Macédoine après son arrivée avec Cratère.
En plus des grandes provinces de l'Égypte en Afrique et de la Macédoine et de la Grèce en Europe, plusieurs régions plus petites d'Asie mineure et de Syrie furent également divisées entre les généraux et ministres d'Alexandre après sa mort. Chacun d'eux souhaitait obtenir sa part de pouvoir. La répartition de ces territoires satisfit initialement la plupart des gens. Cette répartition fut officiellement réalisée au nom du roi Philippe Aridée, mais la véritable personne au pouvoir était Perdiccas, le principal général d'Alexandre au moment de sa mort. Lorsque Alexandre mourut, Perdiccas prit immédiatement le contrôle de l'armée et commença à gérer l'empire. Beaucoup pensaient qu'il nourrissait l'ambition de devenir empereur lui-même, en remplaçant Alexandre. Au début, Perdiccas voulait que l'enfant à naître de Roxane soit l'unique héritier, excluant ainsi Aridée. Son objectif était probablement de régner en tant que régent pendant la jeunesse de l'enfant, prenant éventuellement le contrôle de tout l'empire. Cependant, les autres généraux n'étaient pas d'accord et souhaitaient qu'Aridée devienne roi. Ce désaccord provoqua un conflit majeur, et pendant plusieurs jours, il sembla qu'une guerre civile allait éclater à Babylone. Finalement, un compromis fut trouvé. Aridée et l'enfant de Roxane partageraient le trône, et Perdiccas agirait en tant que régent à Babylone. Lorsque l'empire fut divisé, cela se fit au nom d'Aridée, car l'enfant de Roxane n'était pas encore né. Bien que la division fût officiellement faite au nom du roi, c'était Perdiccas qui détenait réellement le pouvoir. Beaucoup pensaient que sa stratégie en attribuant des provinces visait à envoyer les autres généraux loin de Babylone, leur assignant des tâches qui les empêcheraient d'interférer avec ses plans pour s'emparer du pouvoir suprême. Après avoir stabilisé l'empire grâce à la répartition du pouvoir, Perdiccas commença à envisager des moyens d'étendre davantage son influence. Une décision cruciale qu'il devait prendre concernait son choix de mariage. Olympias et Antipater proposèrent toutes deux leurs filles comme potentielles épouses. Olympias proposa sa fille Cléopâtre, veuve d'un roi d'Épire qui vivait en Syrie, tandis qu'Antipater présenta sa fille Nichéa. Plusieurs conseillers de Perdiccas suggérèrent qu'épouser Cléopâtre, la sœur d'Alexandre le Grand, renforcerait sa position en l'alignant avec la famille d'Alexandre et en assurant le soutien d'Olympias. Perdiccas trouva cette proposition attrayante et envoya des cadeaux à Cléopâtre par l'intermédiaire d'un messager, laissant croire à Cléopâtre et à Olympias que le mariage était conclu. Cependant, Antipater réagit rapidement en envoyant Nichéa directement à Babylone, où se trouvait Perdiccas. L'arrivée de Nichéa fit réfléchir Perdiccas. Bien qu'Olympias fût célèbre, elle ne détenait aucun pouvoir réel. Antipater, en revanche, contrôlait une vaste région riche, commandait une grande armée bien entraînée et était un dirigeant compétent malgré son âge. Réalisant que le soutien d'Antipater serait plus bénéfique, Perdiccas décida d'épouser Nichéa à la place. Cette décision provoqua la fureur d'Olympias, qui détestait déjà Antipater, et se sentit à présent complètement trahi. Olympias débattait avec son cercle proche. Comme toujours, je trouve peu de raisons d'être surprise. Les dieux ont béni nos hommes avec des esprits de guerriers, de l'intelligence, du courage et bien d'autres qualités, mais ils semblent leur avoir ôté toute détermination. Après la mort prématurée de mon fils, il est tout à fait clair de voir quel genre de personnage guette son trône à la première occasion. Nous devons rétablir l'ordre dans ce chaos aussi vite que possible, où l'ensemble de l'Empire sera menacé d'effondrement. Au même moment, une autre question de mariage surgit, causant encore plus de problèmes. Sinan, fille de Philippe de Macédoine et demi-sœur d'Alexandre le Grand, souhaitait que sa fille, Ada, épouse Aridée. À ce moment-là, Philippe et Roxane, ainsi que son enfant, étaient sous la garde de Perdiccas. Sinan partit de Macédoine avec sa fille pour arranger le mariage, un acte audacieux car Perdiccas était susceptible de s'y opposer, notamment parce qu'un mariage entre Philippe et une princesse macédonienne remettrait en question son contrôle.
Lorsqu'il apprit les déplacements de Sinan, Perdiccas fut furieux de son audace et envoya des messagers pour l'intercepter et la tuer en chemin. Cependant, la nouvelle de ce complot provoqua une vive indignation dans l'armée macédonienne. Les soldats, profondément attachés à la famille d'Alexandre, refusèrent de permettre qu'un de ses membres soit blessé. Terrifié par l'agitation qu'il avait causée, Perdiccas annula rapidement ses ordres aux assassins. Pour apaiser la situation et faire amende honorable, il accueillit Ada à Babylone avec une apparente chaleur et accepta son mariage avec Aridée. Le mariage eut lieu et la colère de l'armée s'apaisa. Ada prit à ce moment-là le nom d'Eurydice et deviendrait plus tard une figure historique importante sous ce nom. Pendant que ces événements se déroulaient, divers complots et conflits avaient lieu parmi les gouverneurs des différentes provinces d'Europe et d'Asie. Comme ces événements n'affectaient pas directement les pires, il n'est pas nécessaire d'en détailler les circonstances ici. Durant cette période, Perdiccas cherchait à étendre son pouvoir et à prendre le contrôle de tout l'Empire, tandis qu'Antipater, en Macédoine, et Ptolémée, en Égypte, communiquaient secrètement, cherchant des moyens de l'arrêter. Cette situation illustrait un exemple typique de provinces lointaines s'unissant contre le pouvoir central. Pendant un certain temps, les deux camps s'appuyèrent sur des manœuvres politiques plutôt que sur des conflits ouverts. Antipater hésitait à faire la guerre à Perdiccas, étant donné que celui-ci était son gendre par son mariage avec Nicaea. Pourtant, à mesure que les tensions augmentaient, Perdiccas choisit de divorcer de Nicaea et de poursuivre un mariage avec Cléopâtre à la place. En apprenant cette nouvelle, Antipater commença immédiatement à préparer la guerre. Antipater convoqua ses commandants au conseil de guerre et leur adressa la parole. Certains généraux, peu importe leur âge ou le nombre de batailles qu'ils remportent, continuent à considérer la guerre comme un jeu. En ce moment, dans le terrain de jeu que nous appelons aujourd'hui l'Asie mineure, un enfant semble avoir dégainé ses épées contre nous. Tout le monde sait que j'ai marié ma fille avec lui pour maintenir de bonnes relations. Mais il est désormais clair qu'une personne incapable de gouverner même un village a été totalement empoisonnée par le pouvoir qu'elle détient. Pour corriger cette grave erreur, nous devons envoyer cet enfant pleurnicheur dans l'autre monde. Commencez les préparatifs immédiatement et ne perdez pas de temps. Le conflit commença par une attaque menée sur deux fronts. Perdiccas leva une armée et, emmenant avec lui Philippe Aridée, Eurydice, Roxane et son enfant, marcha vers l'Égypte pour affronter Ptolémée. Pendant ce temps, Antipater et Cratère dirigèrent une grande armée macédonienne à travers l'Hellespont pour entrer en Asie mineure et attaquer Perdiccas à Babylone. Perdiccas, en réponse, envoya une grande force sous le commandement d'un général expérimenté pour affronter Antipater et Cratère en Asie mineure pendant qu'il se concentrait sur sa campagne égyptienne. L'issue du conflit fut désastreuse pour Perdiccas. Antipater avança avec succès à travers l'Asie mineure, bien que Cratère fût tué dans l'une des batailles. Malgré la mort de Cratère, ses forces remportèrent la victoire, ce qui signifiait que Perdiccas perdit du terrain dans cette région. La campagne de Perdiccas en Égypte fut encore pire. À son approche de l'Égypte, ses soldats se montrèrent réticents à combattre Ptolémée, un général respecté, connu pour gouverner l'Égypte avec sagesse, équité et modération. Perdiccas répondit à l'hésitation de ses soldats avec arrogance, les traitant de rebelles et menaçant de les punir. Cette attitude ne fit qu'alimenter leur colère, et bientôt leurs murmures se transformèrent en plaintes bruyantes. Ils lui rappelèrent qu'il n'était pas leur roi, juste le tuteur de leur roi, et refusèrent de tolérer son comportement. Prenant conscience de la gravité de la situation, Perdiccas changea d'approche et tenta de calmer les troupes. Il parvint finalement à rétablir un semblant d'ordre et ils poursuivirent leur avancée vers l'Égypte. Une fois sur place, Perdiccas traversa une branche du Nil et mena ses troupes à l'attaque de Ptolémée qui s'était retranché dans une forteresse.
Bien que l'armée de Perdiccas fût beaucoup plus nombreuse, elle combattit sans enthousiasme, tandis que les forces de Ptolémée étaient fortement motivées par leur loyauté envers lui. Perdiccas subit une défaite et son armée fut sévèrement affaiblie. Il décida de se replier et de retraverser le fleuve. Lorsqu'ils commencèrent à retraverser, les troupes découvrirent que l'eau était devenue trop profonde pour être franchie, après qu'environ la moitié de l'armée eut réussi à passer. Au début, cela semblait mystérieux, car le niveau de l'eau le long de la rive n'avait pas changé. Finalement, ils réalisèrent que le sable au fond du fleuve avait été remué par les soldats et les chevaux, permettant au courant de l'emporter et rendant l'eau trop profonde pour être traversée à gué. Cette situation mit Perdiccas dans une position terrible. La moitié de son armée était coincée d'un côté du fleuve, tandis que lui-même et l'autre moitié restaient de l'autre côté. Alarmé par la situation dangereuse dans laquelle il se trouvait, Perdiccas tenta plusieurs solutions pour réunir son armée. Cependant, toutes ces tentatives échouèrent. Réalisant qu'il devait impérativement réunir les deux moitiés de son armée, il ordonna à ceux qui avaient déjà traversé le fleuve de revenir, quel que soit le risque. De nombreux soldats essayèrent, mais beaucoup allèrent à trop loin dans l'eau, furent emportés par le courant et se noyèrent. Tragiquement, environ 2000 hommes périrent, et leurs corps furent dévorés par les crocodiles du fleuve. Les soldats commencèrent à s'organiser entre eux. Combien de temps allons-nous encore suivre cet imbécile? Un commandant qui ne sait même pas traverser un fleuve, que peut-il bien conquérir? Je n'arrive toujours pas à croire qu'il fut l'un des généraux de notre grand roi. N'a-t-il rien appris de lui? Ou bien son arrogance démesurée lui a-t-elle fait oublier tout ce qu'il savait autrefois? Je songe à changer de camp. Après tout, c'est une guerre civile, et les armées opposées sont encore les nôtres. Ce n'est pas comme si je rejoignais les Perses, n'est-ce pas? Dans les opérations militaires, le succès détermine l'opinion des soldats sur leurs dirigeants. Après ce désastre, le mécontentement dans le camp de Perdiccas s'aggrava. Une mutinerie éclata, menée par les officiers eux-mêmes. Environ 100 d'entre eux changèrent de camp, rejoignant Ptolémée et emmenant une grande partie de l'armée avec eux. Les troupes restées avec Perdiccas n'avaient aucune intention de le défendre, elles voulaient le tuer. Un groupe de cavaliers encercla sa tente, le piégeant à l'intérieur. Puis plusieurs soldats envahirent la tente et le tuèrent, alors qu'il paniquait et tentait de s'échapper. Après la mort de Perdiccas, Ptolémée se rendit au camp et fut accueilli par des acclamations. Toute l'armée se soumit rapidement à lui. Un accord fut conclu pour renvoyer l'armée et la famille royale à Babylone. Python, l'un des généraux de Perdiccas, prit le commandement des troupes et la responsabilité de la famille royale lors du voyage de retour. Pendant ce temps, Antipater avait vaincu les forces envoyées par Perdiccas contre lui et traversé en Asie. Un nouveau conseil de généraux fut convoqué et une nouvelle répartition du pouvoir fut organisée. Selon ce plan, Antipater conserva son commandement sur la Macédoine et la Grèce et obtint la garde des rois. Avec tout réglé, Antipater retourna en Macédoine avec Philippe Aridée, Eurydice, Roxane et le jeune Alexandre. Le vieil Antipater, âgé d'environ 80 ans, fut accueilli chez lui avec grand honneur et applaudissements. Ses accomplissements firent de lui un héros aux yeux des Macédoniens. Il avait mené une campagne militaire réussie en Asie, ramené la famille royale d'Alexandre et été nommé tuteur de ses héritiers royaux et régent de l'Empire. Cela l'éleva à la position de pouvoir la plus élevée du monde à cette époque, et les Macédoniens célébrèrent son retour avec des louanges fortes et enthousiastes. Chapitre 3. Olympias et Eurydice. Malgré son retour en Macédoine avec de grands honneurs et une autorité complète, Antipater se retrouva confronté à une situation difficile. Il avait deux adversaires redoutables, Olympias et Eurydice, qui non seulement s'opposaient régulièrement à lui,
mais nourrissaient une haine encore plus profonde l'une envers l'autre qu'envers lui. Olympias résidait à cette époque en Épire, gardant volontairement ses distances avec la Macédoine afin d'éviter l'autorité d'Antipater. Malgré cette séparation physique, elle ne cessait de le saper à travers diverses intrigues et complots. Sa haine intense envers Antipater s'était encore renforcée après qu'il eut déjoué sa tentative de marier sa fille Cléopâtre à Perdiccas, en proposant à la place sa propre fille, Nichéa, comme épouse. Bien que Nichéa et Perdiccas fussent désormais décédés, Olympias ne pardonnait pas cette interférence. Olympias jurait vengeance chaque matin pour la trahison qu'elle avait subie. Par les cieux et la terre, par tous les dieux, les étoiles, le soleil et la lune, je jure que je mettrai fin à ceux qui m'ont trahi. Que ce soit de jour ou de nuit, au printemps ou en hiver, je resterai toujours vigilante et j'agirai avec sagesse. Je ne permettrai pas que l'héritage de mon fils soit dévoré par une volée de vautours. Cet héritage a été construit avec lui et il sera préservé avec lui. Il continuera de vivre comme le grand roi qui veille depuis les cieux sur les triomphes de sa mère. Eurydice, cependant, posait un problème encore plus grand à Antipater qu'Olympia. Elle avait une personnalité forte et audacieuse et avait été élevée par sa mère, Sinane, à maîtriser des activités militaires telles que le tir à l'arc, le lancer de javelots et la conduite de troupes à cheval. Après son mariage avec le roi Philippe Aridée, elle adopta immédiatement une attitude autoritaire, croyant qu'en tant qu'épouse du roi, elle devait avoir plus d'autorité que les généraux, qu'elle considérait comme de simples conseillers ou serviteurs du roi. Pendant la campagne en Égypte, Perdiccas avait eu du mal à la contrôler, et après sa mort, elle devint encore plus récalcitrante. Elle s'opposait constamment à Python, le commandant de l'armée pendant le retour d'Égypte, et elle s'opposa avec force à la nomination d'Antipater comme tuteur des rois. Lors d'une réunion avec ses partisans, Eurydice déclara avec assurance « Les règles de la succession impériale sont suffisamment simples pour être apprises dans n'importe quel livre d'histoire de la bibliothèque. Philippe Aridée doit régner seul. Les autres ont déjà réclamé leur part du butin de cet empire. Comme ma mère me l'a averti, dans les jeux de pouvoir, il vaut mieux être celui qui désire le pouvoir avec folie que celui qui paraît simplement sage. Nous devons accélérer nos efforts et prendre le contrôle aussi rapidement que possible. Sinon, peu importe combien de temps nous travaillerons, réunir un empire fragmenté sera hors de notre portée. » La réunion pour la nomination d'Antipater eut lieu à Triparadisos, en Syrie, où ses forces d'Asie mineure rejoignirent l'armée revenant d'Égypte. Un grand conseil fut convoqué immédiatement après l'union des armées. Eurydice s'opposa farouchement à la nomination d'Antipater, et lorsqu'il réprimanda son comportement, sa colère ne fit que s'intensifier. Après sa nomination, Eurydice dénonça publiquement Antipater devant l'armée, l'accusant de mauvaise conduite et appelant les soldats à se révolter. Bien qu'Antipater tentât de se défendre calmement, le discours enflammé d'Eurydice provoqua une émeute dangereuse qui faillit lui coûter la vie. Ce n'est que grâce à l'intervention de plusieurs autres généraux, qui risquèrent leur propre vie pour le protéger, qu'Antipater échappa aux troupes enragées. La tension provoquée par cette confrontation s'apaisa progressivement, et comme les généraux maintinrent leur décision, Eurydice n'eut d'autre choix que de l'accepter. Bien qu'elle causât des perturbations temporaires, elle ne disposait d'aucun pouvoir réel. Comme beaucoup de personnes au caractère têtu, lorsqu'elle comprit que son obstination ne changerait rien, elle se résigna à accepter la situation, bien que de manière boudeuse. C'était l'état des relations entre Antipater et Eurydice lorsqu'Antipater retourna en Macédoine. Cependant, les défis qu'Antipater anticipait de la part d'Olympias et d'Eurydice furent de courte durée, du moins pour lui. Peu de temps après son retour en Macédoine, il tomba gravement malade. Compte tenu de son âge avancé,
il devint évident que sa guérison était impossible. Acceptant son sort, Antipater commença à préparer le transfert de son pouvoir. Lorsque Cratère revint de l'Asie en Macédoine après la mort d'Alexandre, il ramena avec lui un général nommé Polyperchon. Bien que Polyperchon fût techniquement le second dans la hiérarchie, c'est lui qui avait dirigé l'armée durant le voyage, car Cratère était malade. Plus tard, lorsque Antipater et Cratère partirent en Asie pour combattre Perdiccas, Polyperchon fut laissé à la tête de la Macédoine en tant que régent jusqu'au retour d'Antipater. Antipater avait un fils, Cassandre, qui s'attendait à se voir confier le contrôle du royaume en l'absence de son père. Cependant, pour des raisons inconnues, Antipater choisit Polyperchon plutôt que Cassandre pour gouverner la Macédoine. Polyperchon avait acquis de l'expérience dans la gouvernance, développé une profonde compréhension des affaires macédoniennes et gouverné efficacement. Le peuple s'était habitué à son leadership. Pour ces raisons, Antipater décida qu'après sa mort, il vaudrait mieux laisser Polyperchon aux commandes plutôt que de le remplacer par Cassandre. Bien qu'Antipater ait confié à Cassandre un poste militaire de haut rang, il transmit le royaume à Polyperchon. Cassandre ne pardonna jamais à son père cette décision, mais celle-ci valut à Antipater encore plus de respect. Le peuple admirait son choix de mettre le bien du royaume avant l'avancement de sa propre famille, une attitude rare chez les dirigeants. Sur son lit de mort, Antipater donna à Polyperchon plusieurs conseils, y compris un avertissement sévère concernant l'influence des femmes dans les affaires publiques. Il croyait que les femmes étaient principalement guidées par leurs émotions et leurs impulsions, plutôt que par la raison et la maîtrise de soi nécessaires à la gestion de l'État. Bien qu'il ait formulé cet avis en termes généraux, il visait clairement Olympias et Eurydice, deux femmes redoutables qui avaient prouvé qu'elles étaient difficiles à contrôler et qui deviendraient probablement encore plus problématiques après sa mort. Malgré cet avertissement, Polyperchon prêta peu d'attention aux conseils d'Antipater. L'une de ses premières actions après la mort d'Antipater fut d'inviter Olympias à revenir de l'Épire en Macédoine. Il prit cette décision après avoir consulté un grand conseil pour discuter de l'état du gouvernement. Polyperchon croyait que ramener Olympias renforcerait sa position, car elle était très respectée par le peuple, non pas pour ses qualités personnelles, mais parce qu'elle était la mère d'Alexandre le Grand. Polyperchon pensait que son soutien et le prestige de son nom renforceraient sa position. Parallèlement, il mit délibérément Cassandre et d'autres membres de la famille d'Antipater de côté, les considérant comme des menaces potentielles à son autorité. Cassandre, un homme audacieux et ambitieux, observait silencieusement les actions de Polyperchon tout en restant à sa cour. Il réfléchissait soigneusement aux mesures qu'il devait prendre. Finalement, Cassandre décida d'agir. Il rassembla un petit groupe d'amis pour ce qu'il appela une partie de chasse. Une fois loin de la cour de Polyperchon, Cassandre révéla son véritable plan. Il avait l'intention de renverser Polyperchon, affirmant que le trône de Macédoine lui revenait de droit en tant que fils et héritier d'Antipater. Il invita ses amis à se joindre à lui pour déposer Polyperchon et prendre la couronne. Cassandre s'adressa à ses amis les plus fidèles. « Il y a encore bien des choses que je ne comprends pas pleinement à propos de mon père. Cependant, il y a une chose dont je suis certain. Mon père ne voulait absolument pas qu'Olympias soit impliqué dans les affaires politiques ou publiques de la Macédoine. Même du vivant d'Alexandre, alors qu'il conquérait le monde, sa mère n'a jamais laissé mon père en paix, remplissant son temps de fantasmes et de distractions incessants. À présent, Polyperchon, qui s'est injustement emparé du pouvoir, a écarté la famille de mon père et placé cette femme folle aux commandes. Cette situation est inacceptable. Je vous ai réunis ici parce que je sais que vous me soutiendrez dans ce voyage pour réclamer le trône. » Cassandre persuada ses amis de le suivre en avançant des arguments convaincants.
Il leur expliqua que soutenir son plan était la seule manière d'assurer leur sécurité, car ils avaient tous été proches d'Antipater. Olympias, que Polyperchon était en train de ramener au pouvoir, haïssait Antipater et ferait preuve d'hostilité envers quiconque était associé à lui. Cassandre croyait également que les princes et généraux d'Asie, qui avaient été loyaux envers Antipater, le soutiendraient dans sa revendication légitime. Il était convaincu que Philippe Aridée et Eurydice le soutiendraient également, car ils avaient beaucoup à craindre d'Olympias et s'opposeraient naturellement à Polyperchon. Les amis de Cassandre acceptèrent rapidement, et ses prédictions se révélèrent exactes. Les princes asiatiques lui apportèrent un soutien important dans sa tentative de renverser Polyperchon. Tandis qu'Olympias prenait le parti de Polyperchon, Eurydice soutenait Cassandre. Un violent conflit éclata, avec des batailles se déroulant en Grèce et dans d'autres régions. Les combats étaient alternés, avec des victoires des deux côtés. Cependant, les détails de ces batailles sont moins importants pour l'histoire, car ils n'eurent pas d'impact direct sur les principales figures impliquées jusqu'à ce que le conflit se rapproche de la Macédoine. Dans un premier temps, Olympias hésita à accepter l'invitation de Polyperchon à revenir en Macédoine. Elle chercha conseil auprès de ses amis, mais eux aussi étaient incertains. Ayant fait de nombreux ennemis lors de son précédent séjour en Macédoine, elle était consciente des dangers liés à un retour. De plus, elle doutait de la stabilité du pouvoir de Polyperchon. Bien qu'Antipater l'eût désigné comme successeur, rien ne garantissait que le peuple accepterait son autorité. Ainsi, Olympias choisit de patienter et d'observer l'évolution de la situation. Depuis sa position en Épire, elle resta en contact étroit avec Polyperchon sur les affaires d'État, tout en observant avec anxiété le déroulement de la guerre entre celui-ci et Cassandre en Grèce. Cassandre se montra supérieure à Polyperchon en Grèce. Soutenu par d'importantes armées fournies par ses alliés asiatiques, il fit preuve d'une grande habileté et d'un courage remarquable, à tel point que Polyperchon ne parvint pas à l'expulser. Durant cette campagne, un événement marquant illustra les méthodes de guerre de l'époque. Dans la ville de Mégalopolie, située dans le Péloponnèse et fidèle à Cassandre, les citoyens refusèrent d'obéir à la demande de reddition de Polyperchon en se retranchant derrière les murs de la ville avec tous leurs biens. En réponse, Polyperchon entreprit de faire le siège de la cité. Tout en lançant des attaques sur plusieurs fronts pour distraire les défenseurs, Polyperchon fit secrètement appel à des mineurs pour affaiblir une partie du mur de la ville. Ces sapeurs creusèrent un tunnel sous les fondations du mur, qu'ils soutinrent avec des poutres en bois. Une fois l'excavation terminée, ils retirèrent les poutres, provoquant l'effondrement du mur sans prévenir. La tactique fut un succès. 3 tours ainsi que le mur les reliant s'écroulèrent, créant une large brèche dans les défenses. Les défenseurs de la ville se précipitèrent vers la brèche pour bloquer l'avancée de l'ennemi, tandis que les soldats de Polyperchon se ruèrent pour envahir la cité. Une bataille acharnée éclata lorsque les deux camps s'affrontèrent. Derrière les lignes de combat, les femmes et les enfants de la ville s'efforcèrent de construire de nouvelles défenses derrière la section du mur effondrée. Bien que les défenseurs parvinssent à repousser les troupes de Polyperchon, leur soulagement initial s'évanouit lorsqu'ils apprirent que ce dernier prévoyait d'envoyer des éléphants de guerre à travers la brèche. Ces énormes bêtes, couramment utilisées dans les guerres asiatiques, étaient presque inconnues en Grèce. Les habitants de Mégalopolis furent terrifiés, n'ayant aucune expérience pour se défendre contre de telles créatures. Heureusement, un soldat nommé Damidès, qui avait combattu aux côtés d'Alexandre le Grand en Asie, se trouvait dans la ville. Il approcha les dirigeants de la cité et leur offrit son aide. Damidès déclara « Ne vous inquiétez pas, continuez simplement vos préparatifs et laissez-moi m'occuper des éléphants. Je sais comment les neutraliser si vous suivez mon plan. » Les dirigeants acceptèrent, et Damidès fit fabriquer des pointes de fer qu'il fixa à de courts pieux en bois.
Ces pieux furent ensuite plantés autour de la brèche et recouverts de paille pour dissimuler les pointes, créant ainsi une défense cachée contre les éléphants. Lorsque les éléphants avancèrent à travers la brèche, le plan de Damidès fonctionna parfaitement. Les bêtes marchèrent sur les pointes cachées et furent grièvement blessées. Le chaos éclata lorsque certains éléphants s'effondrèrent sur place, tandis que d'autres, paniqués et souffrants, firent demi-tour et piétinèrent leurs propres gardiens. La brèche fut rapidement obstruée par les corps des hommes et des éléphants tombés, forçant les troupes de Polyperchon à battre en retraite. Peu après cet assaut raté, Polyperchon abandonna complètement le siège et se retira de la ville. Finalement, le camp de Cassandre remporta la lutte en Grèce et Polyperchon décida de retourner en Macédoine. Chapitre 4. La conquête de Cassandre. Pendant ce temps, Olympias décida de retourner en Macédoine pour aider Polyperchon dans sa lutte contre Cassandre. Elle quitta l'Épire avec une petite armée fournie par son frère, le roi Alexandre d'Épire, et rejoignit les forces de Polyperchon. Cette décision alarma Eurydice, qui considérait Olympias comme sa principale rivale et comprenait que son pouvoir, ainsi que celui de son époux, serait menacé si Olympias prenait le contrôle. En réponse, Eurydice mobilisa ses partisans et prit les armes. Après avoir rassemblé une force considérable, Eurydice prit le commandement et envoya des messagers dans 2 directions, à Cassandre, pour l'inciter à rejoindre sa cause, et à Polyperchon, exigeant qu'il remette son armée à Cassandre au nom du roi Philippe Aridée. Bien qu'elle n'eût aucune illusion quant à la soumission de Polyperchon, elle se prépara néanmoins à la bataille. Les plans d'Eurydice s'effondrèrent de façon spectaculaire. Lorsque les 2 armées se rencontrèrent, ses soldats furent frappés par une vision inattendue, celle d'Olympias elle-même. L'ancienne reine, approchant dans son char royal aux côtés de l'armée de Polyperchon, arborait une dignité royale. Les soldats, qui avaient longtemps vénéré Olympias en tant qu'épouse du roi Philippe et mère d'Alexandre, furent tellement émus par sa majestueuse présence qu'ils abandonnèrent immédiatement Eurydice pour rejoindre les rangs de Polyperchon sans qu'un seul coup ne fût échangé. Olympias s'adressa aux généraux qui avaient rejoint sa cause. Croyez-moi lorsque je dis que je suis arrivé ici nourri par des serments de vengeance que je prononce chaque matin, midi et soir. Je voulais que les dieux entendent ma voix plus clairement et je les ai submergés de mes demandes. J'ai également imploré maintes fois mon fils, qui réside désormais parmi les dieux, et je l'ai enfin convaincu d'écouter les paroles de sa mère. Maintenant, ensemble, nous marchons pour purifier cette terre des voleurs, des flatteurs et des opportunistes. Je suis certaine que votre grand roi vous observe depuis au-delà des nuages et vous sourit, car jamais il n'aurait souhaité que sa mère soit blessée. Polyperchon captura Eurydice et son époux Philippe Aridée. Triomphante d'avoir enfin sa rivale sous son pouvoir, Olympias les fit emprisonner dans un cachot exigu où ils ne pouvaient à peine bouger. Leur seule subsistance était une nourriture grossière poussée à travers un trou dans le mur. Avec Eurydice désormais capturée, Olympias tourna sa vengeance vers la famille d'Antipater. Alors que Cassandre avançait à travers la Thessalie avec une puissante armée, son frère Nicanor restait en Macédoine. Olympias s'empara de Nicanor et ordonna son exécution, ainsi que celle d'environ 100 de ses proches et partisans. Dans sa fureur extrême, elle fit même exhumer les restes d'un autre fils d'Antipater et les fit jeter dans la rue. Ceux qui entouraient Olympias tentèrent d'arrêter ces actes cruels, mais leurs protestations ne firent qu'alimenter sa rage. Elle ordonna l'exécution de Philippe Aridée par poignardement. Puis, elle envoya un bourreau à Eurydice avec 3 options pour sa mort, une dague, une corde ou une coupe de poison. Eurydice répondit : « Je prie les dieux d'en haut et les esprits de mes ancêtres pour qu'Olympias soit un jour confrontée à ces mêmes choix cruels, qu'elle comprenne alors le poids de sa tyrannie, que ses derniers instants soient emplis de cette même amertume et de cette même réflexion qu'elle a imposée aux autres.
Elle déchira ensuite sa robe en bande pour soigner les blessures de son époux. Après cet ultime acte de dévotion, Eurydice rejeta les 3 méthodes d'exécution proposées et utilisa à la place une bande de tissu pour se pendre elle-même. La nouvelle de ces atrocités parvint à Cassandre alors qu'il avançait depuis la Grèce vers la Macédoine. Lorsqu'il rencontra une grande armée gardant le défilé des Thermopyles, il imagina une solution ingénieuse. Plutôt que d'engager le combat, il rassembla tous les navires disponibles, transporta son armée par mer autour du défilé et débarqua en Thessalie. De là, il poursuivit sa marche vers la Macédoine. Alors que Cassandre avançait, Polyperchon et Olympias se préparèrent avec diligence à son arrivée. Olympias, accompagné de Roxane et du jeune Alexandre, âgé d'environ 5 ans, parcourut la Macédoine, mobilisant des soutiens, recrutant des soldats et rassemblant des provisions. Elle fit également appel à Éacide, le roi d'Épire et père de Pyrrhus, pour obtenir de l'aide. Pendant ce temps, Polyperchon travaillait de son côté à renforcer ses positions contre Cassandre. Telle était la situation lorsque Cassandre entra en Macédoine. Cassandre divisa son armée en 2. Une force, dirigée par un général compétent, affronta Polyperchon, tandis que Cassandre lui-même poursuivit Olympias. Consciente que ses troupes étaient trop peu nombreuses pour livrer une bataille ouverte, Olympias se réfugia à Pydna, une ville côtière du sud-est de la Macédoine. Elle fortifia sa position, sachant qu'une confrontation directe serait futile. À son arrivée, Cassandre trouva la ville trop bien défendue pour un assaut frontal, et il mit en place un blocus complet par terre et par mer. Cassandre évaluait la situation avec ses conseillers. Être la mère d'Alexandre ne signifie pas qu'elle sait prendre les bonnes décisions sur le champ de bataille. Malheureusement pour elle, même les dieux auxquels elle croit l'ont menée à sa tombe. Elle ne tiendra plus très longtemps. Ni les villes, ni les armées, ni les richesses ne comptent en ce moment. La seule chose qui importe vraiment, c'est de s'assurer qu'une personne ne s'échappe pas de ce siège. Olympias. Tout notre objectif doit être concentré sur cela, car si elle trouve la moindre opportunité, elle brisera le blocus et cherchera refuge auprès d'un autre allié. Pydna n'était pas préparée à un siège prolongé, et les habitants commencèrent rapidement à souffrir de pénuries alimentaires. Olympias les exhorta à tenir bon, révélant qu'elle avait demandé de l'aide à l'Épire et que le roi Éacide approchait avec des renforts. Bien que cela fût vrai, Cassandre avait eu vent de ce plan. Il envoya des troupes pour bloquer les cols de montagne entre l'Épire et la Macédoine, empêchant les forces d'Éacide d'atteindre Olympias. L'armée d'Éacide tenta de percer les blocus, mais échoua. Nombre de ses officiers, qui s'étaient opposés dès le départ à entrer en guerre, se mutinèrent et retournèrent de chez eux. Ils allèrent même jusqu'à déposer Éacide et installer une autre branche de la famille royale sur le trône. Ce bouleversement mena à l'évasion du jeune Pyrrhus, qui fut emmené en sécurité par ses amis. Bien que les détails de l'évasion de Pyrrhus soient racontés dans le chapitre suivant, ce qui importe ici est que l'échec de la tentative de sauvetage d'Éacide laissa Olympias piégé à l'intérieur de Pydna, avec pour seule protection les murs de la ville face à Cassandre. À l'intérieur de la ville, la situation était devenue critique en raison du manque de nourriture. Olympias, Roxane, le jeune Alexandre et les autres femmes de la cour en étaient réduits à manger de la viande de cheval. Les soldats affamés, quant à eux, eurent recours à des mesures encore plus désespérées. Ils consommaient les corps de leurs camarades tombés au combat. Selon certaines rumeurs, ils nourrissaient même les éléphants avec de la sciure de bois. De nombreux soldats et citoyens, incapables de supporter ces conditions extrêmes, s'échappaient à la nuit en descendant les murs de la ville pour rejoindre le camp de Cassandre. Pourtant, Olympias refusait de se rendre, s'accrochant à un dernier espoir. Elle envoya un messager à Polyperchon pour demander un navire de sauvetage. Bien que Cassandre interceptât le message,
Il laissa le messager poursuivre sa route, sachant qu'il pourrait contrecarrer la tentative de sauvetage. Lorsque Polyperchon envoya le navire, les forces de Cassandre le capturèrent. Avec cette dernière chance d'évasion éliminée, Olympias n'eut d'autre choix que de se rendre. Peu de temps après, toute la Macédoine tomba sous le contrôle de Cassandre. Les partisans d'Antipater réclamèrent justice pour les exécutions de ses fils et de ses proches, qu'Olympias avait ordonnées durant son court règne. Bien qu'Olympias acceptât de comparaître devant le Sénat macédonien, convaincu que son influence empêcherait une condamnation, Cassandre craignait que le procès ne se termine en sa faveur. Hésitant à ordonner son exécution directe, il restait néanmoins déterminé à la voir mourir. Il élabora un stratagème, l'incitant secrètement à fuir à Athènes avec son aide promise. Selon les rumeurs, il prévoyait de la faire tuer durant son évasion. Olympias, ayant reconnu le piège, refusa. Cassandre envoya alors 200 soldats pour l'exécuter. Lorsqu'ils entrèrent dans sa prison, les soldats, dont beaucoup l'avaient autrefois vénérée en tant que reine, hésitèrent à exécuter l'ordre. Pendant un moment, il sembla que personne ne porterait le coup fatal. Mais finalement, les soldats dont les proches avaient été victimes de la brutalité d'Olympias trouvèrent la détermination nécessaire pour frapper, mettant fin à sa vie. Roxane et le jeune Alexandre restèrent emprisonnés sous la garde de Cassandre pendant plusieurs années. Finalement, voyant dans les prétentions du jeune garçon au trône une menace permanente à son pouvoir, Cassandre ordonna leur assassinat. Chapitre 5 – L'histoire d'Alexandre d'Épire. Les chapitres précédents ont couvert l'histoire de la Macédoine, essentielle pour comprendre les défis auxquels la famille royale d'Épire fut confrontée à l'époque où Pyrrhus fit son apparition. Ces défis provenaient principalement de deux sources. Tout d'abord, il y avait une incertitude quant à la succession, car deux branches de la famille royale revendiquaient le trône, une situation largement créée par les ingérences d'Olympias dans les affaires de l'Épire. Ensuite, Olympias avait convaincu Éacide de rejoindre sa lutte contre Cassandre en Macédoine. Les loyautés divisées entre les deux branches royales empêchaient tout souverain de bénéficier d'un soutien total de ses sujets. Ainsi, lorsque Éacide partit aider Olympias, la faction opposée le renversa facilement et installa leur prince sur le trône. Olympias avait initialement placé son frère Alexandre sur le trône d'Épire, écartant la revendication rivale de la branche familiale descendante d'Arymba, le frère de Néoptolème. Cet Alexandre, contemporain d'Alexandre le Grand, partageait de nombreuses similitudes avec son célèbre neveu. Les deux hommes entreprirent des conquêtes parallèles. Alexandre d'Épire en Italie et Alexandre le Grand en Asie, chacun cherchant à dominer son territoire respectif. Pourtant, leurs destins divergèrent de manière spectaculaire. Tandis qu'Alexandre le Grand connut un succès durable et une renommée immortelle, Alexandre d'Épire échoua dans sa campagne et sombra dans l'obscurité historique. La différence de leur réussite résidait en grande partie dans la nature de leurs adversaires. Alors qu'Alexandre d'Épire affrontait les redoutables Romains, des soldats endurcis, déterminés et presque invincibles, Alexandre le Grand rencontrait en Asie des forces moins résilientes. Les armées asiatiques, habituées au luxe, étaient moins préparées à une opposition déterminée. Alexandre d'Épire lui-même remarqua ce contraste, affirmant qu'il avait échoué parce qu'il avait combattu des hommes, tandis que son neveu avait triomphé d'adversaires qui combattaient comme des femmes. La campagne d'Alexandre d'Épire en Italie se termina par un désastre. Les Tarentins l'avaient invité à les aider dans leur guerre contre les tribus voisines. Tarente, située sur la côte occidentale de l'Italie près du golfe de Tarente, se trouvait à environ 200 milles d'Épire, de l'autre côté de la mer Adriatique. Le voyage pouvait être effectué entièrement par mer en passant par le sud du golfe. Alternativement, en prenant une route plus au nord à travers la partie la plus étroite de l'Adriatique,
large d'une 50aine de milles. Il restait ensuite à parcourir la distance restante jusqu'à Tarente par voie terrestre. Avant de lancer sa campagne, Alexandre consulta l'oracle renommé de Dodone, en Épire, afin de savoir si l'expédition serait sûre. L'oracle répondit « Méfie-toi des eaux traîtresses de l'Achéron, car elles seront l'instrument de ta perte, et dans les limites de Pandocia, ton voyage mortel atteindra sa fin. C'est en ce lieu fatidique, où le destin t'attend, que tu rendras ton dernier souffle et rencontreras ta destinée ultime. » Alexandre se sentit rassuré par cette réponse. Comme l'Achéron était une rivière en Épire et que Pandosia était une ville voisine, il supposa que la prophétie signifiait qu'il mourrait paisiblement dans sa patrie, bien des années plus tard. Fort de cette confiance, il navigua vers l'Italie et combattit avec une bravoure téméraire dans chaque bataille, accomplissant des exploits remarquables. Il ne lui vint jamais à l'esprit qu'il pouvait également exister un Achéron et une Pandosia en Italie. Alexandre d'Épire s'adressa à son armée avec une grande confiance. « Je sais que nos ennemis manquent à la fois de la force et du courage nécessaires pour nous vaincre sur le champ de bataille. Et maintenant, je suis convaincu que les dieux sont favorables à notre campagne, car ils m'ont révélé que je vivrai de nombreuses années et mourrai en paix. Sachant que je ne périrai pas sur un seul ennemi, dites-moi, qui pourrait m'arrêter? Maintenant, nous devons traverser les mers, vaincre nos ennemis et soumettre leurs terres et leurs peuples pour faire de l'Épire la ville la plus riche et la plus puissante du monde. » Au début, Alexandre connut de grands succès, remportant des batailles, conquérant des villes et élargissant son territoire. Pour garantir la loyauté des peuples conquis, il prit des otages, principalement des enfants, qu'il envoya en Épire. Plus tard dans la campagne, Alexandre positionna ses troupes sur 3 collines voisines, séparées par des basses terres et un petit ruisseau. Bien que le ruisseau permette initialement une communication facile entre les divisions de l'armée, de fortes pluies provoquèrent une crue, isolant les camps les uns des autres. Profitant des inondations, l'ennemi attaqua 2 des camps d'Alexandre, qu'il ne pouvait défendre à cause des eaux hautes. Les camps tombèrent, et ses troupes se dispersèrent. Les soldats restant avec Alexandre, désespérés, conspirèrent contre lui. Ils conclurent un accord avec l'ennemi, proposant de livrer Alexandre, mort ou vivant, en échange d'un passage sécurisé pour rentrer chez eux. Bien que l'ennemi acceptât cette offre, Alexandre découvrit le complot avant qu'il ne soit exécuté. Rassemblant ses fidèles, il perça les lignes ennemies et s'enfuit dans une forêt voisine. Alexandre se dirigea vers une rivière où il connaissait un pont, prévoyant de le traverser et de le détruire derrière lui pour empêcher ses poursuivants de le suivre. Mais en arrivant, il découvrit que la crue avait emporté le pont. Désespéré de s'échapper, il tenta de traverser la rivière en furie à cheval. Alors qu'il luttait contre le fort courant, l'un de ses serviteurs, craignant pour sa vie, s'écria « Maudite rivière! Comme elle mérite bien son nom d'Achéron! Ces courants traîtres semblent déterminés à ne nous apporter que douleur et malheur. » Dans leur langue, Achéron signifiait « rivière des douleurs ». En entendant l'exclamation de son serviteur, Alexandre réalisa soudainement que cette rivière portait le même nom que celle de l'Épire, mentionnée par l'oracle. Saisi de peur et de confusion, il hésita entre poursuivre sa route ou battre en retraite. Son moment d'indécision prit fin brutalement lorsque ses serviteurs l'avertirent que les ennemis approchaient. Alexandre pressa son cheval à traverser la rivière. Il parvint à atteindre la rive opposée, mais fut aussitôt frappé par un trait ennemi. Son corps sans vie retomba dans l'eau et dériva jusqu'au camp ennemi, où il fut récupéré. Les soldats ennemis profanèrent le corps d'Alexandre. Ils le coupèrent en 2, envoyant une moitié dans une ville voisine comme trophée, tandis qu'ils utilisaient l'autre moitié pour s'entraîner au lancer de javelots et de fléchettes. Plus tard, une femme entra dans le camp en larmes, suppliant les soldats de lui remettre les restes d'Alexandre. Elle espérait qu'en retournant son corps à sa famille en Épire, elle pourrait obtenir la libération de son mari et de ses enfants, retenus en otage.
Les soldats acceptèrent sa demande. Les restes furent recueillis et envoyés en Épire, où Olympias organisa des funérailles honorables pour Alexandre. Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné, on croit que la famille de la femme fut libérée en échange de ce geste. L'expédition désastreuse d'Alexandre affaiblit considérablement le pouvoir et la popularité de sa famille en Épire, plus précisément la lignée de Néoptolème. Cela permit à Éacide, le père de Pyrrhus, issu de la branche royale rivale, de réclamer le trône sans opposition. Bien qu'Olympias appartenût à la famille d'Alexandre, elle soutint de manière inattendue l'ascension d'Éacide, formant une alliance étroite avec lui. Au fil des années, Éacide devint l'un de ses alliés les plus fidèles. Lorsqu'Olympias fut piégée à Pydna par l'armée de Cassandre, elle fit appel à Éacide pour obtenir de l'aide. Éacide leva rapidement une armée et marcha vers la frontière macédonienne, mais il trouva les cols de montagne lourdement gardés. Malgré sa détermination à avancer, il remarqua un mécontentement croissant parmi ses officiers qui dégénéra bientôt en mutinerie ouverte. Éacide rassembla ses troupes et leur offrit un choix, le suivre en Macédoine ou rentrer chez eux. De nombreux soldats choisirent de partir, mais au lieu de quitter l'armée pacifiquement, ils déclenchèrent une révolte en Épire qui rétablit la famille de Néoptolème au pouvoir. Le nouveau gouvernement déclara qu'Éacide avait abandonné son royaume et, par conséquent, avait perdu son droit à la couronne. Il fut banni à vie. Les nouveaux dirigeants ne se contentèrent pas d'écarter Éacide. Ils cherchèrent à éliminer toute sa famille. Après avoir tué plusieurs de ses proches, ils ordonnèrent l'exécution de son fils en bas âge, Pyrrhus, pour renforcer leur emprise sur le pouvoir. Heureusement, les protecteurs de Pyrrhus parvinrent à sauver sa vie en s'enfuyant avec l'enfant. Chapitre 6. Le garçon qui devenait roi. Deux officiers loyaux à Éacide, Androclyde et Angelos, organisèrent l'évasion. Ils emportèrent rapidement le bébé, accompagnés d'un petit groupe d'assistants essentiels, et prirent la fuite. Leur progression fut lente, car Pyrrhus, étant encore un nourrisson, nécessitait des soins fréquents. Bientôt, des troupes ennemies se lancèrent à leur poursuite et gagnaient du terrain. Lorsque la capture parut inévitable, Androclyde confia l'enfant à 3 jeunes hommes, leur ordonnant de chevaucher aussi vite que possible jusqu'à la ville de Mégarée, en Macédoine, où le bébé trouverait refuge. Androclyde et ses compagnons restants firent demi-tour pour affronter les soldats poursuivants, gagnant du temps grâce à une combinaison de négociations, de supplications et de résistance. Après avoir semé leurs poursuivants, Androclyde et Angelos rejoignirent les jeunes hommes portant Pyrrhus. Pensant être hors de danger, le groupe reprit son chemin vers Mégarée. À la tombée de la nuit, ils atteignirent la ville, mais une rivière en crue bloquait leur passage. Les récentes pluies avaient gonflé les eaux, rendant la traversée impossible. Dans la pénombre, ils aperçurent des habitants sur l'autre rive. Désespérés, ils tentèrent de leur faire signe en agitant le bébé, mais le rugissement de la rivière étouffait leurs appels. Bien que seulement quelques mètres les séparent de l'aide, ils étaient incapables de communiquer. Lorsque leurs tentatives de dialogue avec les personnes de l'autre rive échouèrent, l'un des compagnons de Pyrrhus proposa un plan. Ils écriraient un message sur un morceau d'écorce d'arbre et le lanceraient de l'autre côté du cours d'eau. Après avoir prélevé de l'écorce sur un chêne voisin, ils gravèrent un message à l'aide de la pointe d'une boucle de ceinture. Le message disait « Cet enfant que nous portons avec nous est Pyrrhus, fils d'Éacide. Il est l'héritier de l'Épire. Si vous nous aidez aujourd'hui, vous en serez récompensés à l'avenir. Sinon, vous devrez faire face aux conséquences de votre manque de conscience. » En utilisant une lance ou une pierre, ils attachèrent l'écorce et la lancèrent de l'autre côté du courant. Les habitants sur l'autre rive récupérèrent le message et passèrent immédiatement à l'action. Ils abattirent des arbres pour construire un radeau de fortune. Malgré l'obscurité et le courant tumultueux,
Ils réussirent à transporter Pyrrhus et ses accompagnateurs en sécurité sur l'autre rive. Cependant, ils décidèrent de ne pas rester à Mégarée. Rester en Macédoine était trop risqué, car ils ne pouvaient prévoir l'issue de la guerre entre Polyperchon et Cassandre, ni deviner quel camp protégerait Pyrrhus. Ils poursuivirent donc leur voyage, se dirigeant vers le nord, quittant la Macédoine pour entrer en Illyrie. L'Illyrie était dirigée par le roi Glaucias, en qui ils plaçaient leurs espoirs pour protéger le jeune prince. Ils avaient des raisons d'être optimistes. L'épouse de Glaucias, Béroé, était une princesse issue de la lignée d'Éacide, ce qui la liait par mariage à la famille royale d'Épire. À leur arrivée à la cour de Glaucias, ils expliquèrent leur situation, déposèrent Pyrrhus aux pieds du roi et le supplièrent de lui accorder sa protection. Glaucias resta longtemps silencieux et indécis. Tandis qu'il réfléchissait à sa décision, le jeune Pyrrhus, toujours allongé aux pieds du roi, se mit à ramper vers lui. L'enfant agrippa la robe du roi et tenta de grimper sur ses genoux, levant les yeux vers Glaucias avec un mélange innocent de confiance et d'appréhension. Profondément ému par ce geste spontané, le cœur du roi s'adoucit et ses doutes s'évaporèrent. Il souleva le garçon, le remit à la reine Béroé et lui ordonna d'élever Pyrrhus comme l'un de leurs propres enfants. Glaucias s'adressa à ses commandants. « J'ai vu une lueur dans les yeux de ce jeune garçon. Élevez-le dans les meilleures conditions possibles. Je ne veux pas qu'il soit traité différemment de mes enfants. Je devrais peut-être mener quelques guerres pour le protéger, et je suis prêt à le faire. La lumière dans ses yeux suggère que, une fois adulte, il pourrait m'apporter la clé d'opportunité encore plus grande. » Lorsqu'il apprit où se trouvait Pyrrhus, Cassandre déploya de grands efforts pour convaincre Glaucias de lui remettre l'enfant. Bien qu'il offrit une somme considérable d'argent, Glaucias resta ferme dans son refus. Même si Cassandre envisageait d'attaquer Glaucias pour obtenir Pyrrhus par la force, il était préoccupé par des conflits en cours en Grèce et en Macédoine. Lorsqu'il tenta enfin d'envahir le territoire de Glaucias pour capturer Pyrrhus, sa mission échoua. Après cet échec, Pyrrhus fut autorisé à rester en paix en Illyrie. Lorsque Pyrrhus atteignit l'âge de 12 ans, des changements majeurs survinrent dans le royaume de Cassandre. Au début, Cassandre avait connu le succès. Il avait chassé Polyperchon de Macédoine, revendiqué le trône et même ordonné l'assassinat de Roxane et du jeune Alexandre pour éliminer toute menace potentielle. Bien que son règne semblât un temps assuré, sa fortune changea rapidement. Démétrios devint un ennemi redoutable en Asie, représentant une menace sérieuse pour son pouvoir. Pendant cette période, Alcétas, le roi d'Épire issu de la lignée de Néoptolème, mourut. Glaucias vit dans cette conjoncture le moment idéal pour restaurer Pyrrhus sur le trône d'Épire. Glaucias marcha sur l'Épire avec Pyrrhus et une armée. Rencontrant peu de résistance, ils installèrent Pyrrhus comme roi. En raison de son jeune âge de 12 ans, un régent fut nommé pour gouverner jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Pendant 5 ans, la situation parut stable, mais en réalité, des troubles se tramaient en secret. Les princes dépossédés de la famille de Néoptolème complotaient continuellement pour reprendre le pouvoir. Leur chance se présenta lorsque l'un des fils de Glaucias annonça son mariage. Ayant grandi aux côtés du prince en Illyrie, Pyrrhus accepta l'invitation, confiant dans la sécurité de son royaume. Alors que Pyrrhus célébrait les festivités du mariage, ses rivaux passèrent à l'action. Ils organisèrent une rébellion, prirent le contrôle du gouvernement et de la trésorerie de Pyrrhus et tuèrent ou exilèrent ses partisans. Après avoir installé un prince de la lignée de Néoptolème sur le trône, ils forcèrent Pyrrhus à s'exiler à nouveau. Après avoir évalué la révolution complète qui avait secoué l'Épire, Pyrrhus comprit qu'il manquait de ressources pour reprendre son trône. Ambitieux et animé d'un esprit inquiet, il décida de rejoindre Démétrios dans sa guerre contre Cassandre pour 2 raisons majeures. Premièrement, Cassandre était son plus grand ennemi, et l'affaiblir ou le vaincre était essentiel pour espérer un retour au pouvoir. Deuxièmement, Démétrios était un allié naturel.
Sa femme, Deidamia, était la sœur de Pyrrhus. Démétrios accueillit avec enthousiasme l'offre de Pyrrhus de le servir. Bien que Pyrrhus n'eût que 17 ou 18 ans, Démétrios lui confia un commandement militaire important et devint son mentor dans l'art de la guerre. Pyrrhus fit face à son premier grand défi lors de la bataille d'Ipsos, en Asie mineure, où Démétrios affronta Cassandre. La bataille devint légendaire, attirant des princes et des généraux puissants des deux côtés. Bien que les forces de Démétrios se retirassent finalement, la division de Pyrrhus resta ferme. Son courage exemplaire et son leadership lui valurent une reconnaissance généralisée, et son succès sur le champ de bataille renforça sa réputation. Impressionné, Démétrios éleva les responsabilités de Pyrrhus et lui confia la direction de campagnes cruciales. Dans chaque engagement, Pyrrhus fit preuve d'une énergie remarquable, d'un courage exceptionnel et d'une grande habileté tactique, les premiers signes de sa grandeur future. Démétrios partagea ses réflexions avec son conseil de guerre. Malgré le jeune âge de Pyrrhus, sa maîtrise de lui-même et son raisonnement m'ont profondément marqué. Il possède également un passé que personne d'autre ne peut revendiquer. Il n'a rien à perdre, mais tant à gagner. C'est le genre de commandant que vous ne voudriez jamais affronter sur le champ de bataille, et je suis convaincu qu'il accomplira des choses encore plus grandes à l'avenir. Démétrios forma une alliance avec Ptolémée, le roi d'Égypte, qui exigeait un otage pour garantir la loyauté de Démétrios. Pyrrhus se porta volontaire, et Ptolémée accepta. Peu de temps après, Pyrrhus embarqua sur un navire de Ptolémée en direction d'Alexandrie. À la cour égyptienne, Pyrrhus conquit immédiatement tout le monde. Sa grande taille, ses traits impressionnants et ses manières gracieuses, combinées à sa nature douce, lui valurent d'innombrables admirateurs. Les récits de son ascendance royale, de ses exploits sur le champ de bataille et de ses aventures de jeunesse captivèrent la cour. Son statut d'otage, plutôt que de prisonnier, lui attira une sympathie particulière, car les otages étaient considérés comme des amis garantissant des alliances et non comme des ennemis capturés. Pendant son séjour en Égypte, le caractère exceptionnel de Pyrrhus renforça encore son prestige. Son humilité, sa discipline et sa conduite noble lui valurent un respect universel. Son mariage avec Antigone, une princesse de la maison de Ptolémée, transforma son statut d'otage en membre honoré de la famille royale. Cette union incita Ptolémée à lancer une expédition pour soutenir Pyrrhus dans sa tentative de reconquérir le trône d'Épire. À son retour en Épire, Pyrrhus trouva la situation favorable. Le peuple, las de son dirigeant actuel, l'accueillit avec enthousiasme. Une révolution rapide et sans effusion de sang suivit, rétablissant Pyrrhus à sa position légitime de roi. Pyrrhus s'adressa à son peuple. Il n'y a personne qui ne connaisse mon histoire, et si quelqu'un l'ignore, ceux qui la connaissent doivent la lui raconter. Vous pouvez voir comment les dieux m'ont protégé sans relâche du danger. J'ai beaucoup appris durant mon séjour en Égypte. J'ai une foi inébranlable que les dieux sont à mes côtés et qu'aucun obstacle ne se dressera sur le chemin de l'expansion de mon royaume. Maintenant, je suis ici pour accomplir plus que mes ancêtres ne l'ont jamais fait et pour élever l'Épire au plus haut rang de son histoire. Chapitre 7. Pyrrhus prend le pouvoir. Le prince que Pyrrhus déposséda du trône d'Épire après son retour d'Égypte appartenait à la famille de Néoptolème. Ce prince portait également le nom de Néoptolème. Il était le deuxième fils du fondateur de la dynastie, Néoptolème l'Ancien. Plutôt que d'exécuter ou d'exiler son rival, Pyrrhus fit preuve d'une retenue remarquable. Il traita Néoptolème avec respect et proposa un partage du pouvoir. Néoptolème accepta et ils régnèrent ensemble sur l'Épire pendant un certain temps. Pourtant, ce partenariat ne pouvait durer. Les tensions croissantes menèrent à un conflit qui se termina par la mort de Néoptolème. Les événements, tels que relatés par les historiens, se déroulèrent ainsi. Chaque année,
le peuple d'Épire se réunissait dans une ville désignée pour un festival visant à renouveler les serments d'allégeance entre le roi et ses sujets. La célébration comprenait des jeux, des spectacles, des cérémonies religieuses et la présentation traditionnelle de cadeaux au roi. Lorsque Pyrrhus retourna sur son trône, lui et Néoptolème assistèrent tous deux à ce festival avec leurs partisans. Pendant le festival, Pyrrhus reçut 2 paires de bœufs en cadeau de la part de Gélo, un ami proche de Néoptolème. Conformément à la tradition royale de distribuer de tels cadeaux parmi les assistants, un échanson nommé Myrtilos demanda à Pyrrhus de lui donner les bœufs. Lorsque Pyrrhus refusa et les attribua à quelqu'un d'autre, Myrtilos s'en offensa et se plaignit en privé. Gélo, percevant le mécontentement de Myrtilos, l'invita à dîner. Durant le repas, Gélo attisa délibérément la colère de Myrtilos envers Pyrrhus et lui proposa finalement de rejoindre un complot visant à empoisonner le roi. Gélo chercha à semer la confusion dans l'esprit de Myrtilos. « Je n'arrive pas à croire ce qu'on t'a fait. Quel manque de respect, quel comportement inacceptable. Nous avons un roi qui ne comprend pas encore nos lois. Nous devons remettre en question son avenir en Épire. Si des patriotes comme nous n'agissent pas face à de telles injustices, qui le fera ?» En tant qu'échanson, Myrtilos pouvait facilement exécuter ce plan sans éveiller les soupçons. Gélo lui promit de généreuses récompenses de la part de Néoptolème en échange de son aide. Myrtilos sembla embrasser le plan, acceptant de rejoindre la conspiration et assurant Gélo de sa loyauté. Cependant, après le dîner, Myrtilos se rendit directement auprès de Pyrrhus pour lui révéler l'ensemble du complot. Pyrrhus géra cette situation critique avec une grande prudence. Il savait qu'une accusation directe contre Gélo entraînerait un déni, créant un conflit impossible à trancher entre des témoignages contradictoires. Sans preuve concrète, les observateurs impartiaux n'auraient aucun moyen de déterminer la vérité. Pyrrhus choisit donc de renforcer son dossier avant d'agir. Pyrrhus donna ses instructions à Myrtilos. « Myrtilos, écoute attentivement. Ton rôle est crucial pour ce que nous allons accomplir. Je veux que tu maintiennes l'apparence de ta loyauté envers le complot. Fais-leur croire que tu es pleinement engagé. Mais cela ne suffira pas à lui seul. J'ai prévu qu'Alexicratès, un autre échanson, rejoignent également leur complot. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'il agit sous mes ordres secrets, tout comme toi. En impliquant Alexicratès, nous créons 2 témoins, 2 voix qui témoigneront contre Gélo lorsque le moment sera venu. Cette stratégie ne consiste pas seulement à dévoiler la trahison, elle vise à s'assurer qu'il n'aura aucune échappatoire. Je compte sur toi pour jouer ton rôle à la perfection. Reste vigilant et que personne ne devine ta véritable allégeance. » Avant que Pyrrhus ne puisse mettre son plan à exécution, des preuves plus décisives émergèrent. Après avoir obtenu ce qu'il pensait être la coopération de Myrtilos, Gélo rapporta les progrès du complot à Néoptolème. Ravi à l'idée de récupérer le trône de sa famille, Néoptolème discuta du complot avec plusieurs proches, dont sa sœur Cadmée, lors d'une conversation privée dans son appartement après le souper. Ce qu'il ignorait, c'est qu'une servante était allongée sur un canapé dans un coin de la pièce, le visage tourné vers le mur, feignant de dormir tout en écoutant attentivement chaque mot. Le lendemain matin, la servante informa secrètement Antigone, l'épouse de Pyrrhus, de la conversation. Ces révélations confirmèrent à Pyrrhus la trahison de Néoptolème, le poussant à agir sans tarder. Il invita Néoptolème à un banquet. Son rival, ne se doutant de rien et faisant totalement confiance à Pyrrhus, trouva la mort aux mains de ce dernier. Par cet acte, Pyrrhus devint l'unique souverain de l'Épire. À 23 ans, Pyrrhus fit preuve d'une retenue remarquable, évitant les excès de la jeunesse, mais son ambition le poussa à rechercher davantage de pouvoir. Une opportunité se présenta rapidement avec la mort de Cassandre, le roi autoproclamé de Macédoine. Ses 2 fils, Alexandre et Antipater,
s'engagèrent immédiatement dans une lutte acharnée pour le trône. Lorsque Antipater prit l'avantage, Alexandre, désespéré, sollicita l'aide de Pyrrhus et de Démétrios de Thessalie. Bien que les deux dirigeants acceptassent de lui prêter main forte, Démétrios fut retardé par d'autres engagements. Saisissant l'opportunité, Pyrrhus mobilisa rapidement son armée et se prépara à traverser la frontière, lançant ainsi sa prochaine campagne ambitieuse. Cette marche marqua un moment crucial dans la vie de Pyrrhus. C'était la première fois qu'il commandait une armée sous sa seule autorité. Lors de ses campagnes militaires précédentes, il avait toujours servi en tant que général suivant les ordres d'autrui. Désormais, en tant que souverain indépendant, il dirigeait ses troupes sans avoir de compte à rendre à personne. Dans ce nouveau rôle, Pyrrhus gagna rapidement l'admiration et la loyauté de ses soldats. Son imposante stature physique, sa maîtrise des compétences martiales, son attention envers ses troupes et son approche méthodique des opérations lui valurent leur respect. Ces démonstrations de noblesse et de générosité renforcèrent sa réputation de chef à la fois compétent et généreux. Des récits circulaient parmi les soldats, mettant en lumière le caractère exceptionnel et la sagesse de Pyrrhus. Lorsqu'un homme fut présenté devant lui pour avoir critiqué le roi à plusieurs reprises, ses conseillers recommandèrent l'exil. Pyrrhus refusa, déclarant « Qu'il reste ici et parle contre moi à quelques-uns, plutôt que de l'envoyer ailleurs, où il répandra ses critiques à tout le monde. » Une autre fois, lors d'un banquet, plusieurs hommes, enhardis par le vin, critiquèrent ouvertement l'une des décisions de Pyrrhus. Lorsqu'ils furent convoqués et interrogés, ils reconnurent leurs paroles et ajoutèrent « Et pour être honnête, si nous avions eu droit à encore plus de votre excellent vin pour délier nos langues et renforcer notre audace, nous aurions certainement exprimé des opinions encore plus tranchées et formulé des critiques bien plus sévères à ce sujet. » Pyrrhus, amusé par leur honnêteté, les congédia sans leur infliger de punition. De telles anecdotes illustraient sa magnanimité et lui valurent un profond respect ainsi qu'une loyauté indéfectible de la part de ses soldats. Détenant la confiance et l'affection inébranlables de ses troupes, Pyrrhus les inspirait par sa vigueur et sa détermination au combat. Son armée triompha dans presque toutes les batailles. Ils avancèrent régulièrement. Pyrrhus conquérant territoire après territoire, sécurisant la région pour Alexandre tout en forçant Antipater à battre en retraite. Pour maintenir le contrôle de ses conquêtes, Pyrrhus installa des garnisons dans chaque ville capturée. Bientôt, il devint évident que la défaite complète d'Antipater était inévitable et qu'Alexandre accéderait au trône. À ce moment critique, les alliés d'Antipater mirent au point un stratagème pour déjouer Pyrrhus, qui s'était révélé trop redoutable pour être vaincu sur le champ de bataille. Connaissant le profond respect et la loyauté que Pyrrhus portait à son beau-père, Ptolémée, roi d'Égypte, ils forgèrent une lettre au nom de Ptolémée. Cette lettre exhortait Pyrrhus à faire la paix avec Antipater et à se retirer de Macédoine, affirmant qu'Antipater lui verserait 300 talents d'argent pour son départ. Le message falsifié recommandait vivement à Pyrrhus d'accepter cette offre et de quitter la région. Lettre forgée de Ptolémée à Pyrrhus. De la part du roi Ptolémée au roi Pyrrhus, salutations. Roi Pyrrhus, il est temps d'exercer la sagesse qui sied à un dirigeant de votre stature. Vos campagnes en Macédoine ont été remarquables, mais même les plus grands généraux doivent reconnaître le moment où la persistance ne mène qu'à des résultats décroissants. Antipater propose des termes qui ne sont pas seulement justes, mais avantageux. 300 talents d'argent en échange de votre retrait de Macédoine. Accepter cette offre épargnerait à vos forces une fatigue inutile et renforcerait votre position en tant que dirigeant pragmatique. La Macédoine n'est pas l'entièreté de vos ambitions, et elle ne doit pas être le champ de bataille où votre potentiel est gaspillé. Mon conseil est simple. Acceptez l'offre et concentrez vos énergies ailleurs. Ce n'est pas une retraite, mais une manœuvre calculée. Les ressources d'Antipater sont vastes, et poursuivre ce conflit ne ferait que fragiliser davantage votre position. Le choix qui se présente à vous est clair.
Assurez la paix maintenant et préparez-vous à de futurs triomphes. Un véritable roi sait quand brandir l'épée et quand la déposer. Par l'autorité de l'Égypte, roi Ptolémée. Dans l'Antiquité, la falsification de lettres était bien plus simple qu'aujourd'hui, car la plupart des écrits étaient réalisés par des scribes professionnels, rendant l'authentification des documents difficile. Pourtant, Pyrrhus détecta immédiatement le faux rien qu'à la première ligne. De la part du roi Ptolémée au roi Pyrrhus, salutations. Il savait que Ptolémée ne l'avait jamais adressé ainsi. Les lettres authentiques de Ptolémée commençaient toujours par « de la part du père à son fils, salutations ». Après avoir exposé la falsification, Pyrrhus réprimanda sévèrement ceux qui avaient tenté de le tromper. Toutefois, pragmatique, il examina la proposition en elle-même et entama des négociations de paix. Lorsque ces discussions échouèrent, le conflit reprit jusqu'à ce que Pyrrhus sécurise définitivement la revendication d'Alexandre au trône. En récompense de son soutien, Pyrrhus reçut une concession de territoire macédonien le long de la côte adriatique, juste au nord de l'Épire. Avec son retour dans son royaume et cette acquisition territoriale, la paix s'installa dans la région, du moins temporairement. Rappelons qu'Alexandre avait également sollicité l'aide de Démétrios, l'ancien allié de Pyrrhus et son beau-frère, par son mariage avec Déidamia. À l'époque, Démétrios ne put répondre à cet appel, étant occupé à régler des affaires dans son propre royaume. Une fois ces affaires réglées, il marcha finalement en direction de la Macédoine avec son armée. Son arrivée fut trop tardive. Alexandre avait déjà attribué à Pyrrhus une portion du royaume en paiement pour son aide. Désormais, Alexandre redoutait l'approche de Démétrios, craignant qu'il ne réclame une part importante du territoire restant, ce qui affaiblirait considérablement la position d'Alexandre. Démétrios avança jusqu'à la frontière pour rencontrer Alexandre, qui le remercia de sa volonté d'aider, mais expliqua que son assistance n'était plus nécessaire. Démétrios sembla accepter cette réponse avec grâce et se prépara à partir. Cependant, dans son récit ultérieur, Démétrios affirma qu'Alexandre avait secrètement comploté pour l'assassiner lors d'un souper prévu. Saisissant le danger, Démétrios quitta précipitamment la réunion, déjouant le plan supposé d'Alexandre. Peu de temps après, Démétrios retourna la situation en invitant Alexandre à un souper organisé par lui-même. Alexandre, dans une tentative de paraître digne de confiance tout en exécutant son propre plan, arriva sans armes et sans garde. Sa stratégie consistait à apaiser les soupçons de Démétrios afin de le rendre vulnérable lors d'une future rencontre où Alexandre espérait le piéger. Cependant, Démétrios n'attendit pas le prochain coup d'Alexandre. Dès ce premier souper, il ordonna à ses hommes de tuer Alexandre ainsi que toute sa suite. Pendant le massacre, l'un des compagnons d'Alexandre fit une remarque amère. « Vous nous avez devancés d'un jour. » Lorsque les soldats macédoniens qui avaient accompagné Alexandre jusqu'à la frontière apprirent son meurtre, ils craignirent même que Démétrios ne les massacre à leur tour. À leur grande surprise, Démétrios leur fit parvenir un message affirmant qu'il ne leur voulait aucun mal et qu'il souhaitait leur fournir des explications. S'adressant directement aux troupes, il justifia l'exécution d'Alexandre en invoquant la légitime défense, prétendant avoir dû se protéger d'un complot fomenté par Alexandre contre lui. Démétrios s'adressa aux commandants ennemis. « Savez-vous combien de soldats je devrais torturer pour découvrir tous ceux qui étaient au courant du complot d'Alexandre contre moi, hier soir? J'ai tout à fait le droit de le faire, et je pourrais commencer par vous. Je ne dois d'explication à personne. Je suis venu aider un allié, pour découvrir que ma tête était mise à prix. Imaginez-vous traversant une forêt et découvrant un ourson blessé et affamé. L'aider peut sembler noble. Mais comprenez bien ceci. Au moment où cet ours prendra conscience de sa force, ses instincts, purs et inaltérés, le pousseront à frapper avant que vous ne puissiez réagir. Quant à moi, je préfère m'occuper de ces oursons avant qu'ils ne grandissent et ne deviennent aussi grands que moi. Les soldats,
convaincus par ses paroles, acceptèrent son explication avec enthousiasme et proclamèrent Démétrios comme leur nouveau roi. La vérité sur le complot supposé d'Alexandre contre Démétrios reste incertaine. Aucune preuve concrète n'a jamais été apportée pour confirmer cette accusation. Il est possible que Démétrios ait inventé cette accusation pour légitimer ses actions. En effet, tout au long de l'histoire, les dirigeants ayant commis des meurtres politiques ont souvent justifié leurs actes comme des mesures préventives contre des complots rivaux présumés. Ces affirmations de légitime défense, bien que fréquemment avancées, résistent rarement à un examen minutieux et servent généralement de simples prétextes à des prises de pouvoir. Chapitre 8. La bataille pour l'Épire et la Macédoine. Malgré leurs liens de longue date, Démétrios et Pyrrhus, désormais souverains de royaumes voisins, ne maintinrent pas les relations pacifiques que l'on aurait pu attendre. Au contraire, des différends frontaliers éclatèrent, les deux parties s'accusant mutuellement de raids et de provocations. À mesure que ces tensions s'intensifiaient, les deux rois s'impliquèrent de plus en plus dans le conflit. La mort de Déidamia, qui avait servi de lien essentiel entre leurs familles, dissipa les derniers vestiges de bonne volonté. Bientôt, les anciens alliés se retrouvèrent en guerre. Le conflit entre Démétrios et Pyrrhus ne se limitait pas à de simples escarmouches frontalières. Démétrios s'était taillé une réputation d'ambition démesurée et de poursuite brutale du pouvoir. Avant de se heurter à Pyrrhus, il avait mené de vastes campagnes à travers la Grèce, conquérant avec succès une grande partie de la région, bien que ses expéditions militaires aient failli tourner au désastre. Lors du siège de Thèbes, une importante cité grecque, Démétrios fit face à une résistance acharnée. Après que la ville l'eut offensé d'une manière ou d'une autre, sa détermination à la conquérir ne fit que croître. Bien que le siège progressât lentement, il refusa de l'abandonner. Finalement, des affaires militaires en Thessalie exigèrent son attention, le forçant à confier la direction des opérations à son fils. À son retour, Démétrios découvrit que la résistance féroce de Thèbes avait infligé de lourdes pertes à ses forces. Son fils, préoccupé par le nombre croissant de morts, le supplia d'abandonner le siège. Le fils de Démétrios demanda « Pourquoi devons-nous sacrifier autant de nos braves soldats? Considérez le prix de cet effroyable bain de sang. » Démétrios, dans une colère noire, l'interrompit. « Ne t'inquiète pas pour les morts. Plus ils meurent, moins il y aura de bouches à nourrir. » Bien que Démétrios fît preuve d'un mépris impitoyable pour la vie de ses soldats, il n'hésitait pas à risquer sa propre vie. Il rejoignait fréquemment les combats aux murs de Thèbes, s'exposant aux mêmes dangers que ceux auxquels il soumettait ses troupes. Lors d'une de ces batailles, un javelot lancé depuis la ville perça son cou, le projetant au sol. Ses hommes, croyant qu'il était mort, le transportèrent dans sa tente. Un examen révéla que l'arme avait miraculeusement évité ses artères principales et ses organes vitaux. Pourtant, une forte fièvre s'ensuivit, et pendant un certain temps, sa vie ne tint qu'à un fil. Malgré son état affaibli, Démétrios refusa obstinément de lever le siège. Il finit par se rétablir et Thébès capitula. Après sa campagne en Grèce, Démétrios retourna en Macédoine où la guerre éclata contre Pyrrhus. Les deux dirigeants rassemblèrent leurs armées pour la bataille, Pyrrhus marchant depuis l'Épire, Démétrios avançant depuis la Macédoine. Par hasard, ils empruntèrent des routes différentes et traversèrent la frontière sans se rencontrer. Démétrios trouva l'Épire sans défense, car Pyrrhus avait emmené toute son armée en Macédoine. Saisissant cette opportunité, Démétrios traversa les territoires de Pyrrhus, pillant et conquérant tout sur son passage. Pendant ce temps, Pyrrhus faisait face à une situation différente en Macédoine. Là, il rencontra un important détachement de l'armée de Démétrios, dirigé par Pantochos, l'un de ses généraux les plus compétents et les plus renommés. Lorsque les deux forces se rencontrèrent, une bataille féroce éclata. Au cours de la bataille,
Pantauchos, désireux d'améliorer sa réputation, défia Pyrrhus en combat singulier. Connu pour sa force, son habileté et son courage, Pantauchos voyait là une occasion de se mesurer à un commandant du calibre de Pyrrhus. Ce dernier releva le défi. Cherchant à établir une domination psychologique, Pyrrhus tenta de miner le moral de son adversaire. « Ah, pauvre Pantauchos, commander quelques milliers de soldats ne te suffit donc pas. Penses-tu qu'affronter un roi te rendra plus célèbre ou plus puissant? Malheureusement pour toi, les victoires que tu espères savourer devront se faire dans un autre royaume, car jamais quelqu'un comme toi ne pourra vaincre un roi, surtout pas un roi comme moi, dont la force découle de la justice de sa cause. » Le duel commença par des lancers de javelots à distance, puis les deux hommes engagèrent un combat rapproché à l'épée. Bien que Pyrrhus reçût une blessure pendant l'affrontement, il finit par projeter Pantauchos au sol. Alors que Pyrrhus s'apprêtait à porter le coup final, les soldats de Pantauchos se précipitèrent pour sauver leur commandant. Ce duel dramatique déclencha une bataille à grande échelle entre les deux armées. Les forces de Pyrrhus remportèrent la victoire, mettant en déroute l'armée de Pantauchos et capturant 5000 prisonniers. Ce triomphe renforça encore davantage la réputation de Pyrrhus en tant que chef militaire redoutable. Les troupes macédoniennes vaincues par Pyrrhus ne réagirent pas avec amertume, mais avec admiration. Son apparence noble, sa prestance et ses prouesses exceptionnelles sur le champ de bataille les captivèrent. L'attitude de Pyrrhus, simple, austère et royale, rappelait à de nombreux soldats vétérans Alexandre le Grand qu'il vénérait encore. Il trouvait le caractère et le leadership de Pyrrhus bien supérieurs à ceux de leur propre roi, Démétrios. L'admiration des soldats pour Pyrrhus était si profonde que beaucoup croyaient qu'il aurait pu s'emparer du trône de Macédoine avec une résistance minimale. L'armée aurait probablement fait défection immédiatement pour le suivre, lui permettant de revendiquer la couronne sans combat. Pourtant, Pyrrhus choisit de ne pas saisir cette opportunité et se retira en Épire lorsque Démétrios revint en Macédoine, un retour que ses sujets accueillirent avec un mépris manifeste. Démétrios acquit la réputation d'un tyran cruel et arrogant. Son ambition le poussait non seulement à conquérir les territoires voisins, mais aussi à opprimer son propre peuple. Il traitait même ses amis et alliés les plus proches avec mépris et injustice. À l'opposé, Pyrrhus était connu pour sa bienveillance et sa courtoisie envers toutes ses troupes, officiers comme simples soldats. Il menait une vie modeste, partageait les épreuves de ses hommes et distribuait volontiers le mérite de ses victoires. Un jour, après une campagne particulièrement réussie en Macédoine, lorsqu'un soldat compara ses progrès à un vol d'aigle, Pyrrhus répondit avec sa modestie habituelle : « Si je suis un aigle survolant les champs de bataille et conquérant de nouveaux territoires, c'est bien grâce à vous, mes loyaux soldats, car vous êtes les puissantes ailes qui m'ont porté jusqu'à ces hauteurs. » Démétrios, en revanche, traitait ses soldats et officiers avec mépris, affichant ouvertement son sentiment de supériorité. Sa vanité se manifestait principalement dans son obsession pour son apparence. Il se parait de manière extravagante, couvrant ses robes, chaussures et vêtements de pierres précieuses et d'or. Son projet vestimentaire le plus ambitieux, un vêtement destiné à surpasser tous les autres par son coût et sa grandeur, resta inachevé à sa mort. Plutôt que de le terminer, ses successeurs conservèrent cette pièce inachevée comme un symbole de son orgueil excessif et de sa folie. Démétrios était également connu pour ses vices débridés et son goût pour les plaisirs excessifs. Ces excès le rendaient de plus en plus morose et imprévisible, altérant son caractère. Son manque de maîtrise de soi nuisit non seulement à sa réputation, mais éloigna également ses proches. La relation entre Pyrrhus et Démétrios se détériora davantage pour des raisons personnelles. Après la mort de sa première épouse bien-aimée, Antigone,
Pyrrhus contracta plusieurs mariages stratégiques afin de renforcer sa position politique. Parmi eux se trouvait son union avec Lanassa, fille d'Agathoclès, roi de Syracuse. Ce mariage était purement tactique. Agathoclès avait offert l'île de Corcyre en dot. Située près des côtes de l'Épire, Corcyre constituait un ajout précieux au territoire de Pyrrhus. Aujourd'hui, l'île de Corcyre est connue sous le nom de Corfou, une destination prisée pour son riche patrimoine historique et sa beauté naturelle. Cependant, Lanassa devint profondément malheureuse dans son mariage avec Pyrrhus. En tant qu'une des nombreuses épouses, elle se sentait négligée et affirma que Pyrrhus en préférait d'autres à elle. Lanassa se confia à sa plus proche amie. « Je commence à me sentir comme un simple gage pour un morceau de terre. J'oublie ce que cela signifie d'être une femme. Le roi ne vient jamais dans mes appartements. Il ne m'invite jamais dans son lit chaleureux. Il ne m'embrasse jamais et n'a aucune intention de faire de moi une mère. S'il pense qu'il peut posséder ce qui m'appartient sans vraiment me posséder, il se trompe gravement. Il croit être le seul à pouvoir faire des mouvements stratégiques. Mais il semble que ce soit à moi de lui montrer ce qu'une princesse astucieuse et déterminée peut accomplir. Personne ne prendra mon esprit ni ma propriété sans se heurter à une farouche résistance. » Ne pouvant plus supporter cette situation, Lanassa s'enfuit à Corcyre. Prenant le contrôle de son destin, elle invita Démétrios à revendiquer à la fois l'île et sa main. Par cet acte audacieux, elle divorça effectivement de Pyrrhus, récupéra sa dot et affirma son droit à se remarier. Démétrios saisit cette opportunité sans hésiter. Il navigua jusqu'à Corcyre, épousa Lanassa et établit une garnison militaire sur l'île pour la protéger de toute éventuelle riposte de Pyrrhus. Après avoir sécurisé sa nouvelle possession, Démétrios retourna en Macédoine, mais ses actions avaient attisé un conflit déjà tendu. Pyrrhus, furieux de cet affront, se retrouva encore plus profondément opposé à son rival. Peu de temps après ces événements, Pyrrhus eut l'occasion de se venger de Démétrios. Lorsque Démétrios tomba malade d'une fièvre causée par des excès de boisson, Pyrrhus conduisit une grande armée à travers la frontière macédonienne pour envahir le territoire. Malgré sa maladie, Démétrios monta à cheval et prit personnellement le commandement de ses troupes contre Pyrrhus. La campagne s'avéra vaine, après plusieurs escarmouches indécises et des tentatives infructueuses de conquête, Pyrrhus retira son armée en Épire. Le conflit entre Pyrrhus et Démétrios perdura pendant des années, la fortune favorisant tour à tour chacun des deux souverains. Puis, au moment où les perspectives de Pyrrhus semblaient s'assombrir, le destin intervint. Une série d'événements inattendus attira son attention dans une toute nouvelle direction, marquant le début du chapitre le plus remarquable et le plus illustre de sa vie, un chapitre qui se déroulerait bien loin de ses terres familières. Chapitre 9. Pyrrhus face à Rome. La prochaine grande entreprise de Pyrrhus fut sa célèbre expédition en Italie pour affronter les Romains, une aventure qui débuta par un appel à l'aide des habitants de Tarente. Son oncle Alexandre avait déjà été entraîné en Italie dans des circonstances similaires, seulement pour y trouver une fin désastreuse. On aurait pu s'attendre à ce que Pyrrhus tire des leçons de l'échec d'Alexandre et évite de répéter ses erreurs. Pourtant, les chefs militaires tiennent rarement compte des avertissements tirés des échecs des autres. Au contraire, Pyrrhus semblait encore plus déterminé à réussir là où son oncle avait échoué, résolu à effacer la honte de la défaite de l'Épire et à prouver sa suprématie sur le champ de bataille. La République romaine avait étendu son contrôle sur une grande partie de l'Italie, bien que Tarente et ses territoires environnants soient restés indépendants. À mesure que les forces romaines avançaient vers les régions orientales et méridionales de la péninsule, elles atteignirent les frontières de Tarente. Lorsque les forces tarentines résistèrent, les escarmouches dégénérèrent rapidement en guerre ouverte.
Face aux légions romaines disciplinées et redoutables, les Tarentins furent repoussés jusqu'à ce que leur propre ville soit gravement menacée. La situation de Tarente fut aggravée par un gouvernement instable. Bien que la ville fût officiellement une démocratie, elle souffrait d'un leadership chaotique, les politiques publiques étant décidées dans des assemblées de citoyens mal régulées. Ces réunions dégénéraient souvent en désordre. La menace romaine imminente ne fit qu'intensifier ce dysfonctionnement, plongeant la ville dans la confusion et le tumulte. À mesure que la crise s'aggravait, la ville se divisa en factions. Certains prônaient la reddition à Rome et l'intégration dans la République, tandis que d'autres insistaient sur la nécessité de se battre jusqu'au bout. Au sein de ces divisions, plusieurs dirigeants soutinrent que la faiblesse de la ville provenait d'un manque de leadership fort et unifié. Leur solution fut d'inviter Pyrrhus à prendre le commandement de leurs forces, croyant que son rang, son autorité et sa compétence militaire changeraient leur destin. Cette proposition suscita une vive opposition de la part des citoyens prudents, qui avertirent qu'une alliance avec un souverain étranger mènerait à leur asservissement. L'histoire avait montré que les alliances étrangères temporaires se transformaient souvent en domination permanente. Pourtant, la majorité des Tarentins, pris de peur face à une défaite et une destruction imminente aux mains des Romains, balayèrent ces préoccupations. Confrontés à la menace pressante de Rome, ils décidèrent d'appeler Pyrrhus à l'aide. Alors que le débat s'intensifiait, des voix s'élevèrent de toutes parts. Messieurs, nous devons analyser objectivement les résultats des 3 options qui s'offrent à nous. Engager une guerre directe, œil pour œil, avec les Romains comporte un risque important de défaite. Et nous savons que plus nous résistons à Rome, plus notre punition sera sévère. Si nous choisissons de nous rendre sans résistance, nous ne retrouverons jamais notre liberté et resterons à jamais sous le joug de Rome. Mais l'option Pyrrhus présente un ensemble de possibilités différentes. Tout d'abord, toute puissance qui traverse la mer devra tôt ou tard rentrer chez elle, ce qui nous permettra de préserver nos frontières naturelles. De plus, même si Rome sort victorieuse, nous pourrons partager le blâme avec l'Épire, ce qui adoucira potentiellement notre punition. Au minimum, la motivation de Rome ne sera plus simplement de nous détruire, mais de poursuivre une guerre lointaine, nous donnant ainsi une nouvelle chance de nous relever. Les assemblées tarentines de cette époque sombrèrent dans le chaos et le désordre, comme c'est souvent le cas dans les démocraties tumultueuses. La minorité opposée à l'invitation de Pyrrhus vit ses voix étouffées par la majorité bruyante. Parmi ces dissidents se trouvait Méton, qui imagina une manière ingénieuse et inhabituelle de faire entendre son point de vue. Déguisé en fêtard, Méton prit l'apparence d'un artiste ivre. Il entra dans l'assemblée, paré d'une guirlande, une torche à la main, accompagné d'un joueur de flûte. Son entrée théâtrale captiva la foule. Certains éclatèrent de rire, d'autres applaudirent, et beaucoup réclamèrent une chanson. Lorsque l'assemblée finit par se calmer, Méton s'avança, retira son déguisement et déclara « Citoyens de Tarente, vous faites bien de chanter et de vous réjouir maintenant, car je vous le dis, une fois Pyrrhus arrivé, il n'y aura plus ni joie ni rire dans notre ville. » La foule se tut, stupéfaite par ce retournement inattendu. Un murmure d'approbation parcourut les spectateurs, qui reconnurent la sagesse dans l'avertissement de Méton. Cependant, ce moment de réflexion fut bref. Le chaos reprit de plus belle, et Méton ainsi que son joueur de flûte furent expulsés de l'assemblée avec violence. Malgré sa protestation dramatique, l'assemblée maintint sa décision d'appeler Pyrrhus à l'aide. Ils dépêchèrent sans tarder des émissaires en Épire pour lui adresser leur invitation. Lors de leur rencontre avec Pyrrhus, les envoyés expliquèrent que Tarente était en guerre contre Rome et avait besoin d'un commandant habile. Ils lui assurèrent que la ville disposait de ressources abondantes et lui promirent le commandement d'une impressionnante armée, 20 000 cavaliers et 350 000 fantassins, s'il acceptait de rejoindre leur cause. Il semble remarquable qu'un État ait pu atteindre une telle prospérité et puissance, capable de rassembler une armée si massive,
tout en étant dirigé par des leaders si facilement distraits par un simple spectacle de rue durant une décision cruciale. Néanmoins, ce récit nous vient de l'un des historiens antiques les plus réputés. Pyrrhus fut enchanté par l'invitation des Tarentins. La perspective de cette expédition suscita un grand enthousiasme parmi le peuple épirote, nombreux à se porter volontaires. Pyrrhus s'engagea immédiatement et entama de vastes préparatifs. Malgré les assurances des Tarentins selon lesquelles il disposait déjà d'une grande armée bien équipée, il décida d'amener une force substantielle de son propre royaume. Une partie de son armée prête, Pyrrhus l'envoya en éclaireur sous le commandement de Cinéas, l'un de ses généraux et conseillers les plus fiables. Thessalien d'origine, Cinéas possédait une intelligence et des compétences exceptionnelles. Ayant étudié en Grèce sous la tutelle du grand orateur Démosthène, il avait acquis une renommée en tant que savant, homme d'État et diplomate. Tout au long de leurs années de collaboration, Pyrrhus lui avait confié de nombreuses missions diplomatiques délicates que Cinéas avait toutes menées avec un succès remarquable. Pyrrhus louait fréquemment les talents de Cinéas, déclarant que son conseiller avait conquis plus de villes par la diplomatie que Pyrrhus lui-même n'en avait conquises par la guerre. Avec un dirigeant aussi capable en éclaireur, Pyrrhus orienta ses ambitions vers ce qu'il espérait être une campagne triomphale en Italie. Cinéas, toutefois, nourrissait de profonds doutes quant au projet d'invasion de l'Italie. Lors des préparatifs, il exprima ses réserves au roi dans une conversation remarquable. Les Romains sont réputés pour leur excellence militaire et disposent de nombreux alliés puissants. Mais même si nous devions les vaincre, que ferions-nous ensuite de cette victoire? La réponse est évidente. Les Romains sont la puissance dominante en Italie. Une fois que nous les aurons vaincus, aucune force en Italie ne pourra nous résister. Nous conquérons tout le pays. Et après avoir conquis l'Italie, que ferons-nous? Ensuite, nous nous tournerons vers la Sicile, une île riche et peuplée. Étant donné son état actuel de désordre, nous pourrons facilement la soumettre. C'est vrai. Et après la Sicile, que ferons-nous? Nous traverserons la Méditerranée jusqu'en Libye et Carthage. C'est à portée de main, et avec nos forces, nous dominerons rapidement la côte africaine et prendrons Carthage. À ce stade, notre pouvoir sera si vaste que personne n'osera nous défier. Cela semble raisonnable. Et après cela, vous pourriez enfin vaincre tous vos rivaux en Thessalie, en Macédoine et en Grèce, vous faisant ainsi le souverain de ces terres. Lorsque tout cela sera accompli, que ferez-vous ensuite? Alors nous pourrons nous détendre, profiter de la vie et vivre dans le confort. Nous mangerons, boirons et nous réjouirons. Cinéas se pencha en avant et demanda « Mais pourquoi ne pas le faire dès maintenant? Vous avez déjà les moyens de profiter de la vie. Pourquoi ne pas trouver le contentement avec ce que vous avez, plutôt que de vous engager sur un chemin de bataille incessante, de danger et de souffrance, pour finir, après tout le sang versé et les épreuves, exactement là où vous avez commencé. » Malgré la sagesse de Cinéas, Pyrrhus resta insensible à cet avertissement, déterminé à poursuivre ses grandes ambitions. On ne sait pas si Cinéas voulait sincèrement mettre en garde le roi ou s'il faisait preuve d'une satire subtile sur la futilité de l'ambition. Quoi qu'il en soit, ces paroles n'ébranlèrent pas Pyrrhus, qui continua ses préparatifs avec ferveur. Les efforts avancèrent rapidement, et lorsque le premier contingent fut prêt, Cinéas le mena à travers la mer Adriatique jusqu'à Tarente. Pendant ce temps, Pyrrhus rassembla sa force principale, 20 éléphants, 3000 cavaliers, 20 000 fantassins, 2000 archers et 20 000 frondeurs. Cette armée embarqua sur une flotte composée de galères, de navires de transport et de bateaux à fond plat envoyés par Cinéas depuis Tarente. Avant de partir, Pyrrhus nomma son fils Ptolémée, âgé de 15 ans, régent de l'Épire, tandis qu'il emmenait avec lui ses deux plus jeunes fils, Alexandre et Hélénos, pour l'expédition. Le voyage commença par un désastre. Peu après avoir pris la mer,
une violente tempête balaya l'Adriatique, menaçant de détruire toute la flotte. Le navire de Pyrrhus, plus grand et plus robuste que la plupart, parvint à maintenir son cap et atteignit la côte italienne vers minuit. Le reste de la flotte fut dispersé à travers la mer, emporté par les vents furieux. Bien que le navire de Pyrrhus approchât du rivage, les vents et les vagues déchaînées rendaient tout débarquement impossible. La situation devint critique lorsque le vent changea brusquement de direction, soufflant violemment vers le large et menaçant de ramener le navire en pleine mer. Face à ce danger, Pyrrhus prit une décision audacieuse. Il nagerait jusqu'au rivage. Il plongea dans la mer tumultueuse, suivi de près par ses assistants et gardes qui firent tout leur possible pour l'aider. La nuit plongea le groupe dans le chaos. Les vents rugissants, les vagues déferlantes et l'obscurité totale amplifièrent la terreur. La mer déchaînée frappait violemment la côte, rendant leur tentative périlleuse. Pourtant, malgré le danger extrême, Pyrrhus et ses compagnons luttèrent jusqu'à l'aube, atteignant finalement la terre ferme, épuisés mais vivants. Malgré sa fatigue physique due à la tempête et au débarquement périlleux, Pyrrhus conserva sa lucidité et son calme. Des villageois locaux accoururent sur la côte pour porter secours à lui et à ses hommes. À mesure que le temps s'apaisait, d'autres navires rejoignirent le rivage sans encombre, leurs équipages débarquant avec une relative facilité. Après avoir rassemblé les survivants, Pyrrhus constata qu'il commandait environ 2000 fantassins, une petite unité de cavalerie et 2 éléphants. Il organisa rapidement ses forces et se mit en route pour Tarente. Cinéas le rejoignit près de la ville, à la tête des troupes qui avaient traversé l'Adriatique lors de l'expédition précédente. En entrant dans Tarente, Pyrrhus prit immédiatement le commandement, comme s'il en était le souverain légitime, une mesure nécessaire étant donné le chaos et la vulnérabilité dans lesquels la ville se trouvait. Tarente était dans un état déplorable. Sous la menace imminente d'une attaque romaine, ses habitants étaient devenus négligents et apathiques. Les hommes passaient leur journée à errer sans but, à paresser chez eux ou à se rassembler dans des lieux de divertissement sans se soucier de la défense de la ville. Au lieu d'agir, ils plaçaient tous leurs espoirs en Pyrrhus pour résoudre leur situation critique. Conscient de la gravité de la situation, Pyrrhus réagit rapidement pour rétablir la discipline et l'ordre. Pyrrhus s'adressa à ses commandants lors du conseil de guerre. « La ville ressemble à une poule sans tête, chaotique et sans raison. L'ordre doit être rétabli et s'il le faut, les mesures les plus sévères seront appliquées. Il n'y a pas de place pour la paresse. Que chacun comprenne bien que si cette indiscipline persiste, nous en paierons le prix de nos vies. Pour chaque bataille perdue à cause de cette négligence, il ne s'agira pas de simples ivrognes roulés dans les rues, ce seront leurs têtes qui rouleront. » Sa première mesure fut de fermer tous les lieux de divertissement, théâtres, salles de festin et même les promenades publiques. Toutes les festivités furent interrompues. Il enrôla dans l'armée tous les hommes valides et soumit les nouvelles recrues à un entraînement quotidien rigoureux. Bien que ces réformes strictes provoquassent des plaintes généralisées, l'autorité de Pyrrhus était absolue, laissant aux habitants d'autres choix que de se conformer. Certains citoyens, principalement les oisifs et les dissolus, préféraient partir plutôt que de subir cette nouvelle discipline et ses restrictions, tandis que les plus déterminés et responsables restaient. Tout en restructurant les systèmes sociaux et militaires de Tarente, Pyrrhus renforça également les défenses physiques de la ville. Il consolida les murailles, fortifia les portes et mit en place un système de garde complet. Grâce à ces mesures, Tarente passa d'une ville non protégée remplie de citoyens oisifs à une forteresse bien défendue, occupée par une garnison disciplinée et déterminée, prête à affronter les défis à venir. Les habitants du sud-est de l'Italie, où se situait Tarente, étaient d'origine grecque, leurs ancêtres ayant traversé l'Adriatique pour s'y établir. Leur langue, leurs coutumes et leur mode de vie contrastaient fortement avec ceux des communautés romaines de l'ouest de la péninsule.
À cette époque, les Grecs se considéraient comme les seuls dépositaires de la civilisation, rejetant tous les autres peuples comme des barbares. Ainsi, lorsque les Tarentins sollicitèrent l'aide de Pyrrhus contre Rome, ils ne le considéraient pas comme un intervenant étranger dans un conflit civil, mais comme un parent grec venant à leur secours. Ils voyaient en Pyrrhus un représentant de leur héritage culturel et considéraient les Romains, qui descendaient des Apennins, comme des envahisseurs barbares. Ce sentiment d'identité grecque partagée rendit naturel pour Pyrrhus de prendre le contrôle total des affaires de Tarente dès son arrivée. Malgré les promesses des Tarentins, les troupes des villes voisines tardèrent à rejoindre les forces de Pyrrhus. Avant qu'il ne puisse rassembler pleinement son armée, une nouvelle parvint selon laquelle les Romains, sous le commandement du consul Lévinus, avançaient avec une grande armée. Pyrrhus se prépara rapidement à affronter cette menace. Rassemblant les troupes disponibles, il marcha à leur rencontre. En route, il envoya un émissaire au camp de Lévinus avec une proposition de paix, offrant de servir de médiateur dans le différend entre Rome et Tarente. La réponse de Lévinus fut brève. Il n'acceptait ni Pyrrhus comme médiateur, ni ne le craignait en tant qu'ennemi. Cet échange rendit le conflit inévitable. Pyrrhus mena ses troupes jusqu'à une plaine bordant la rivière Syrie, où il établit son campement. Les Romains arrivèrent bientôt et s'installèrent sur la rive opposée. Désireux d'évaluer ses adversaires, Pyrrhus monta à cheval jusqu'à un point d'observation près de la rivière pour examiner les forces romaines. Pyrrhus fut stupéfait par ce qu'il observa dans le camp romain. L'organisation disciplinée des troupes, le positionnement méthodique des gardes et des sentinelles, ainsi que l'ordre méticuleux de l'installation le laissèrent profondément impressionné. Pyrrhus murmura « Des barbares ? Il n'y a rien de barbare dans la manière dont ils organisent leur camp. Nous verrons bien s'ils font preuve d'autant de maîtrise sur le champ de bataille. » De retour à son camp, Pyrrhus sentit sa confiance vaciller. L'armée romaine s'était révélée bien plus redoutable que prévu. Inquiet quant à l'issue de la bataille, il décida de fortifier sa position et d'attendre des renforts provenant d'autres cités grecques. Il renforça ses défenses et stationna des troupes le long de la rivière pour empêcher les Romains de la traverser. Le consul Lévinus, cependant, refusa de se laisser intimider. Sachant que Pyrrhus attendait des renforts, il choisit d'agir sans délai. Il ordonna à ses forces de traverser immédiatement la rivière, malgré la présence des troupes ennemies sur la rive opposée. L'armée romaine traversa la rivière en plusieurs colonnes plutôt qu'en une seule masse. Les soldats pénétrèrent dans l'eau à différents points, l'infanterie franchissant les gués peu profonds, tandis que la cavalerie traversait les sections plus profondes. Bientôt, les soldats romains occupèrent toute la largeur de la rivière, avançant régulièrement vers l'autre rive. Débordés par le nombre impressionnant de Romains et craignant un encerclement, les défenseurs de Pyrrhus sur la rive se replièrent pour rejoindre le gros de l'armée. La traversée réussie des Romains alarma Pyrrhus. Conscient de la gravité de la situation, il disposa rapidement son infanterie en formation de combat et leur ordonna de se préparer à affronter l'ennemi. Il se dirigea ensuite vers la rivière à la tête de sa cavalerie pour faire face à la menace. Lorsque Pyrrhus atteignit la rive, un spectacle extraordinaire s'offrit à ses yeux. La surface de l'eau scintillait des boucliers levés des soldats romains traversant la rivière. Une fois sur la terre ferme, les Romains formèrent rapidement leurs rangs, prêts au combat. Sans hésitation, Pyrrhus lança sa cavalerie à leur rencontre. Ainsi débuta la bataille. Le combat fit rage avec une intensité féroce, les deux camps se battant avec une détermination inébranlable. Pyrrhus était une figure éclatante au milieu du chaos, son armure magnifique et scintillante attirant tous les regards. Insouciant du danger, il s'élança dans les mêlées les plus violentes, chargeant les rangs ennemis avec un courage sans faille. Il se déplaçait rapidement le long des lignes de front, là où sa présence était le plus nécessaire, inspirant ses hommes par sa bravoure. En pleine bataille, son général Léonatus se précipita vers lui avec une nouvelle urgente. « Sire,
Voyez-vous ce cavalier romain sur le cheval noir au pied de blanc? Prenez garde. Il n'a Dieu que pour vous. Il suit chacun de vos mouvements, attendant le moment propice pour frapper. Soyez vigilants. Il est évident qu'il a l'intention de tenter quelque chose de mortel contre vous. Pyrrhus répondit calmement. Léonatus, nul ne peut échapper à son destin, mais je vous assure, ni cet homme, ni aucun autre Romain qui osera me défier ne vivra assez longtemps pour s'en vanter. À peine ces mots prononcés, le cavalier dont Léonatus avait parlé chargea à pleine vitesse, la lance pointée directement vers le roi. Pyrrhus piqua des deux pour le rencontrer, leurs chevaux se percutant avec une force dévastatrice. Les deux cavaliers s'écrasèrent au sol dans un fracas retentissant. Les hommes de Pyrrhus se ruèrent pour protéger leur roi. Ils trouvèrent les deux chevaux mortellement blessés sur le champ de bataille. Tandis que certains soldats extrayaient Pyrrhus de dessous sa monture tombée et l'emmenaient en lieu sûr, d'autres encerclèrent le cavalier romain et l'abattirent sur place. Un silence solennel s'abattit sur le champ de bataille, un moment qui illustra à la fois l'esprit indomptable de Pyrrhus et la réalité brutale de la guerre. Après cette rencontre où il frôla la mort, Pyrrhus adopta une approche plus prudente. Conscient que les officiers romains redoubleraient d'efforts pour le cibler, surtout après la mort de leurs camarades, il échangea son armure distinctive avec l'un de ses officiers, Mégaclès. Vêtu d'une tenue plus sobre, Pyrrhus devint moins reconnaissable et retourna au combat. Au lieu de s'engager en combat individuel, il se concentra sur le commandement de ses troupes, ralliant ses hommes, organisant les lignes de bataille et dirigeant les renforts, y compris ses éléphants. Cet échange d'armures s'avéra salvateur. Mégaclès, arborant désormais la cape et le casque étincelant du roi, devint la cible incessante des soldats romains, convaincus qu'il s'agissait de Pyrrhus. Ils l'encerclèrent de toutes parts jusqu'à finir par le tuer. Persuadés d'avoir abattu Pyrrhus lui-même, les Romains s'emparèrent du casque et de la cape scintillant comme trophée et les ramenèrent dans leur rang avec triomphe. La nouvelle de la prétendue mort de Pyrrhus se propagea rapidement au sein de l'armée romaine, suscitant des acclamations joyeuses qui redoublèrent leur ardeur au combat. Pendant ce temps, ses propres soldats, croyant que leur roi avait péri, commencèrent à perdre courage. Conscient de leur désespoir grandissant, Pyrrhus chevaucha le long des rangs, casquetté, dévoilant son visage et s'adressant directement à ses hommes. Sa présence vivante raviva immédiatement leur esprit combatif. À l'issue de cette bataille acharnée, les Grecs sortirent victorieux. Le point décisif survint lorsque Pyrrhus déploya ses éléphants, des créatures que les Romains n'avaient jamais vues auparavant. Ces bêtes gigantesques semèrent la terreur parmi les chevaux romains, jetant leurs rangs dans un chaos total. Pris de panique, les chevaux effrayés se cabrèrent et s'enfuirent, piétinant les soldats romains et laissant les forces ennemies désorganisées et vulnérables. La défaite des Romains fut totale. Ils battirent en retraite en désordre de l'autre côté de la rivière, abandonnant leur campement et le territoire environnant. Pyrrhus, profitant de l'avantage, traversa la rivière, captura le camp romain et consolida son triomphe. Chapitre 10. Le choc de la diplomatie et de l'honneur. La bataille sur les rives de la Syrie, bien qu'une victoire décisive pour Pyrrhus et ses forces grecques, produisit un effet inattendu sur Rome. Au lieu de démoraliser le Sénat et le peuple romain, elle les galvanisa. Ils ne virent pas cette défaite comme une preuve de la supériorité grecque, mais comme une démonstration des capacités exceptionnelles de Pyrrhus en tant que chef militaire. On entendait couramment les Romains affirmer que c'était Pyrrhus qui avait vaincu Lévinus, et non les Grecs qui avaient vaincu les Romains. Cette distinction poussa le gouvernement romain à recruter rapidement de nouveaux soldats et à préparer une campagne encore plus grande et mieux organisée. Pyrrhus fut surpris par ces développements.
il avait sous-estimé la résilience et la détermination romaine. S'attendant à ce que leur défaite pousse les Romains à chercher la paix, il avait mal évalué la force de leur système politique et militaire. Pyrrhus présumait que les Romains accepteraient leur conquête et chercheraient à négocier les termes de leur reddition. Les Romains, cependant, avaient des plans bien différents. Bien que leurs troupes se soient temporairement retirées, permettant à Pyrrhus d'avancer sans opposition, ils étaient déjà en train de se mobiliser pour un conflit de plus grande envergure. Confronté à cette résistance inattendue, Pyrrhus se retrouva à un carrefour. Devait-il tirer parti de son avantage, marcher sur Rome et tenter de détruire leur puissance une bonne fois pour toutes, ou devait-il consolider ses gains actuels et renforcer sa position en Italie occidentale? Après une réflexion minutieuse, il opta pour la seconde option. Pyrrhus suspendit ses opérations militaires et choisit la voie des négociations de paix, confiant cette mission délicate à son diplomate de confiance, Cinéas. Cinéas se rendit à Rome avec une délégation digne d'un ambassadeur royal. Il apportait de précieux cadeaux, espérant influencer les principales figures politiques et faciliter les négociations. Bien que Cinéas jouisse d'une grande réputation pour ses talents diplomatiques en Grèce et en Asie, sa méthode éprouvée s'avéra inefficace à Rome. À son arrivée, Cinéas tenta d'influencer les sénateurs avec des présents somptueux. À sa grande surprise, ils refusèrent unanimement, renvoyant les cadeaux tout en expliquant que recevoir de telles offrandes au cours de négociations serait inapproprié. Il précisait que les échanges de présents ne pourraient reprendre qu'après la conclusion d'un traité de paix. Lorsqu'il se tourna vers les épouses des sénateurs, espérant trouver un public plus réceptif, il fut confronté à la même résistance de principe. Les femmes romaines, à l'instar de leurs maris, rejetèrent fermement ces offrandes. Ces tentatives infructueuses révélèrent l'intégrité inébranlable de la direction romaine, tant chez les hommes que chez les femmes, en ce moment crucial. Non découragé par ces revers, Cinéas obtint l'autorisation de s'adresser directement au Sénat romain au sujet des propositions de paix de Pyrrhus. Le jour venu, il se présenta devant le Sénat en présence de ses membres et de nombreux citoyens romains éminents. L'apparence digne du Sénat et la solennité de ses délibérations laissèrent une impression durable sur Cinéas. Plus tard, il affirma que le Sénat romain ressemblait à une assemblée de rois, leur présence imposante, leurs discussions mesurées et composées. Dans son discours, Cinéas présenta les propositions de paix de Pyrrhus avec une diplomatie soigneusement mesurée. Discours de Cinéas au Sénat romain. Noble sénateur de Rome, je viens vous transmettre les paroles du roi Pyrrhus, un homme qui nourrit un profond respect pour la force de votre cité et l'esprit indomptable de votre peuple. Le roi tend la main, non pas en conquérant, mais en homme d'État, désireux de conclure un accord qui apportera la paix à nos deux nations. Pyrrhus propose des termes d'égalité. Tous les prisonniers seront libérés sans rançon, et une alliance formelle unira désormais Épire et Rome en partenaires pour les jours à venir. Le roi s'engage à soutenir sans réserve vos campagnes militaires futures, un geste qui témoigne de son désir de coopération plutôt que de conflit. En retour, il demande simplement que Rome reconnaisse son autorité sur Tarente et les terres environnantes, une région déjà placée sous son influence. Il souhaite gouverner ces territoires, non pas en rival, mais en allié et en ami. Il ne s'agit pas seulement d'un règlement de conflit, mais d'une invitation à bâtir ensemble une fondation de respect mutuel et d'objectifs partagés. Considérez le coût d'une guerre sans fin, les vies perdues, les ressources drainées des deux côtés. La paix est à portée de main, mais elle demande du courage. Le courage de tendre la main au lieu de tirer l'épée. Le roi Pyrrhus est prêt à vous rencontrer en égaux pour tracer ensemble un chemin vers l'avenir. Après le départ de Cinéas, le Sénat plongea dans un débat animé. L'Assemblée se divisa en deux camps.
ceux qui rejetaient fermement les conditions proposées par Pyrrhus et ceux qui reconnaissaient le mérite d'accepter ces termes. Les partisans de la paix soulignèrent les risques d'un conflit prolongé. Un représentant d'une des familles les plus riches de Rome tenta de convaincre le Sénat. Nous avons déjà essuyé une défaite majeure. Si nous renouvelons le conflit, nous ferons face à un ennemi encore plus puissant. De nombreuses tribus italiennes de la côte orientale se sont ralliées à lui depuis sa victoire, et chaque jour, d'autres rejoignent ses rangs. Sa force ne fait que croître, tandis que les termes qu'il propose sont justes et honorables. Accepter ces conditions serait une solution bien plus sage que de risquer une autre bataille qui pourrait s'avérer catastrophique pour Rome. Alors que le débat s'enflammait, un vieil homme infirme fit une entrée dramatique dans la salle du Sénat. Il s'agissait d'Appius Claudius, devenu aveugle et presque immobile avec l'âge. Apprenant que le Sénat hésitait à poursuivre la guerre contre Pyrrhus, il en fut profondément troublé. Malgré sa faiblesse, il ordonna à ses serviteurs de le porter jusqu'à la curie pour défendre une dernière fois l'honneur de Rome. Lorsqu'Appius fut conduit à son siège, soutenu par ses fils et ses gendres, le silence se fit dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers lui, attendant ses paroles avec une révérence respectueuse. Une fois assis, Appius s'adressa au sénateur avec une conviction ardente. Discours d'Appius, Claudius. Sénateur de Rome, j'ai longtemps considéré ma cécité comme une grande infortune, mais aujourd'hui, je souhaiterais également être sourd pour ne pas entendre la honte qui menace notre cité, que sont devenues ces fières déclarations que nous faisions lorsqu'Alexandre le Grand entreprit ses conquêtes. À cette époque, nous proclamions haut et fort que si Alexandre avait tourné son regard vers l'Italie et Rome au lieu de la Perse et de l'Orient, il n'aurait trouvé ici ni invincibilité ni triomphe, mais la défaite, la retraite ou la mort aux mains des Romains. Ces vantardises résonnaient à travers le monde, proclamant la force inébranlable de Rome. Mais aujourd'hui, un simple aventurier débarque sur nos côtes et, après une seule victoire mineure, nous hésitons. Nous envisageons de ternir notre honneur en concluant la paix avec lui, en lui permettant de rester. Quelle ironie, n'est-ce pas? Nous qui défions la mémoire d'Alexandre, tremblons aujourd'hui devant Pyrrhus, un homme qui n'était qu'un serviteur de l'un des généraux secondaires d'Alexandre. Ne vous y trompez pas, la paix avec Pyrrhus ne nous apportera ni honneur ni sécurité. Ces conditions ne sont pas une réparation pour notre défaite, ni une protection contre les menaces futures. Au contraire, cette faiblesse encouragera d'autres envahisseurs. Le succès de Pyrrhus les attirera et ils nous mépriseront pour avoir cédé si facilement, en acceptant les insultes et les menaces. Sans répliquer, nous ouvrons grand nos portes à de nouveaux ennemis et à une honte encore plus grande. Je vous en conjure, ne laissez pas l'héritage de Rome être entaché par une telle lâcheté. Le discours émouvant d'Appius Claudius influença le Sénat de manière décisive, entraînant un vote unanime pour poursuivre la guerre. Ils envoyèrent Cinéas auprès de Pyrrhus avec un message ferme et sans équivoque. Le Sénat romain se tient uni dans sa détermination. Nous rejetons toute proposition de paix tant que Pyrrhus occupe ne serait-ce qu'une parcelle de terre italienne. Si votre roi souhaite discuter d'un traité d'amitié et d'alliance, qu'il commence par se retirer entièrement sur ses propres terres. Jusque-là, Rome le combattra sur chaque champ de bataille, sans hésitation ni crainte. Qu'il remporte 1000 victoires s'il le souhaite. Nous lutterons sans relâche, car notre terre et notre liberté ne sont pas négociables. Lorsqu'il retourna au camp de Pyrrhus avec cette réponse catégorique, Cinéas partagea également des informations cruciales qu'il avait recueillies durant son séjour à Rome. Il révéla que la puissance de Rome surpassait de loin les estimations initiales de Pyrrhus. Non seulement la population romaine était bien plus importante que prévu,
mais ils avaient déjà mobilisé une armée 2 fois plus grande que celle que Pyrrhus avait vaincue auparavant. De plus, la ville disposait encore de suffisamment d'hommes pour former plusieurs autres armées. Le constat de Cinéas était accablant. Tout espoir d'une victoire rapide s'était envolé. Alors que les deux camps se préparaient à reprendre le combat, Rome envoya un émissaire nommé Fabricius au camp de Pyrrhus pour négocier un échange de prisonniers. Fabricius jouissait d'une grande renommée à Rome, tant pour son intégrité que pour ses compétences militaires. Malgré son statut prestigieux, il menait une vie modeste, vivant uniquement de sa solde de soldats. Pyrrhus accueillit Fabricius avec beaucoup de respect et le traita avec les honneurs. Lors d'une réunion privée, Pyrrhus lui offrit une importante somme d'or, la présentant comme un geste d'amitié et d'hospitalité, plutôt qu'un pot de vin. Fabricius refusa fermement le cadeau, malgré l'insistance de Pyrrhus. Impressionné par l'intégrité inébranlable de Fabricius, Pyrrhus retira son offre et leur rencontre se termina dans un climat de respect mutuel. Le lendemain, Pyrrhus eut une idée pour déstabiliser son invité romain. Pensant que Fabricius n'avait jamais vu d'éléphant, il fit dissimuler son plus grand éléphant, entièrement harnaché et magnifiquement décoré, derrière un rideau dans la salle de réception. Une fois Fabricius installé, sans se douter de ce qui l'attendait, le rideau se souleva soudainement. L'éléphant apparut, levant sa trompe au-dessus de la tête du Romain et poussant un cri de guerre tonitruant, spécialement entraîné pour effrayer les ennemis sur le champ de bataille. Fabricius, cependant, resta totalement impassible. Sans montrer la moindre peur ni surprise, il demeura calmement assis sur sa chaise. Se tournant vers Pyrrhus avec une parfaite maîtrise de soi, il déclara « Voyez-vous, ni votre or d'hier, ni votre bête d'aujourd'hui n'ont eu le moindre effet sur moi. » Loin de se sentir offensé, Pyrrhus fut admiratif de la réponse de Fabricius. Le caractère incorruptible du Romain et son sang-froid remarquable impressionnèrent profondément le roi, au point qu'il envisagea une idée audacieuse. Pyrrhus proposa à Fabricius « Rejoignez-moi en Épire. Je ferai de vous le chef de mes armées et mon conseiller le plus proche. Vous bénéficierez des plus grands honneurs et des récompenses les plus généreuses. » Fabricius répondit avec un sourire malicieux « Non, je ne peux accepter votre offre. D'ailleurs, cela ne servirait pas vos intérêts si je le faisais. Si je devais venir en Épire, votre peuple, en me connaissant, préférerait m'avoir comme roi à votre place. » Cette réplique, tout comme son commentaire précédent sur l'éléphant, se voulait plus une plaisanterie qu'une réelle prétention. Elle mettait en lumière son caractère confiant mais enjoué, parfaitement en accord avec sa réputation d'intégrité et d'assurance. Pyrrhus, reconnaissant l'esprit vif de Fabricius, se sentit encore plus admiratif envers lui. Malgré le respect croissant que Pyrrhus éprouvait pour les Romains et son désir sincère de mettre fin au conflit, les négociations restèrent dans l'impasse. Les Romains se montrèrent inflexibles. Ils n'accepteraient la paix que si Pyrrhus quittait entièrement l'Italie. Pour Pyrrhus, un tel retrait serait perçu comme une admission de défaite, un aveu qu'il ne pouvait se résoudre à faire. Avec les pourparlers épuisés et les perspectives de paix dissipées, les deux camps reprirent activement leurs préparatifs pour la reprise des hostilités. Chapitre 11. La bataille pour l'Apulie. Les Romains marchèrent vers le sud avec une grande armée dirigée par leurs deux consuls, Sulpicius Saverio et Decius Mus. Leur destination était l'Apulie, une région située sur la côte orientale de l'Italie, au nord de Tarente. Ils établirent leur campement sur une plaine au pied des Apennins, protégée par un large cours d'eau profond à l'avant et les montagnes à l'arrière. Informé de l'avancée romaine, Pyrrhus prit la tête de ses troupes pour les affronter. Il positionna son armée sur la rive opposée du cours d'eau, directement face au camp romain. Séparés uniquement par l'eau, les deux camps restèrent sur leur position, aucun des deux ne prenant l'initiative de traverser et d'attaquer.
La tension montait à mesure que le temps passait sans qu'aucune des armées n'engage le combat. Pendant ce face-à-face tendu, une superstition inquiétante se répandit parmi les soldats de Pyrrhus. La rumeur disait que Decius Mus, l'un des consuls romains, possédait un pouvoir surnaturel capable de condamner ses ennemis dans des circonstances spécifiques. Bien que les soldats de Pyrrhus se sentissent sûrs d'eux face aux légions romaines, cette prétendue capacité mystique de Decius les remplissait d'effroi. Cette superstition trouvait son origine dans l'histoire remarquable de l'ancêtre de Decius Mus, qui portait le même nom, un général romain ayant accompli un acte héroïque environ un siècle plus tôt. Le premier Decius Mus avait sauvé une armée romaine entière en menant ses troupes pour capturer et défendre un passage stratégique à travers les montagnes. Cette manœuvre permit aux forces romaines de s'échapper d'un ravin où elles auraient été condamnées à périr. Pour cet exploit, Decius reçut des honneurs extraordinaires. Le consul commandant lui remit une couronne d'or, 100 bœufs, ainsi qu'un magnifique taureau blanc orné de cornes dorées. Ses compagnons d'armes lui rendirent un hommage encore plus prestigieux en tressant une couronne avec des herbes séchées du champ de bataille, une distinction rare et hautement prisée par les Romains, symbole de la sauvegarde d'une armée entière. Bien que fabriquée avec des matériaux simples, cette couronne portait une immense signification, réservée aux individus ayant accompli des actes héroïques exceptionnels. Cet héritage légendaire, combiné à la vénération des Romains pour les présages et les traditions, avait forgé la croyance selon laquelle la famille Decius Mus possédait des pouvoirs divins. Alors que les deux armées se faisaient face, cette superstition, désormais attribuée au consul Decius Mus actuel, propageait l'inquiétude parmi les rangs de Pyrrhus. Decius Mus gravit rapidement les échelons de la hiérarchie militaire après ses premières victoires et devint consul. Pendant son mandat de consul, lui et son collègue Torquatus menèrent une grande armée dans une campagne importante au centre de l'Italie. Alors qu'ils se préparaient à livrer une bataille décisive, un événement extraordinaire se produisit. La nuit précédant la bataille, les deux consuls auraient eu une vision. Cette vision prophétique annonçait qu'un destin fatal attendait l'un des deux camps. Soit un général tomberait au combat, soit une armée entière serait détruite. Pour garantir la victoire de Rome, l'un des consuls devait se sacrifier volontairement. S'il ne le faisait pas, le général ennemi serait tué, mais l'armée romaine subirait une annihilation totale. Les consuls discutèrent de la vision le lendemain matin et décidèrent qu'un d'eux devait se sacrifier pour assurer la victoire de Rome. Pour déterminer lequel des deux accomplirait ce sacrifice, ils choisirent chacun de mener une aile de l'armée au combat. Celui dont l'aile flancherait en premier aurait le devoir de se dévouer. Lorsque la bataille commença, il devint évident que l'aile dirigée par Decius était en difficulté. Sans hésiter, Decius se prépara à remplir son devoir funèbre. Il convoqua les grands prêtres, revêtit les habits cérémoniels de la victime sacrificielle et enveloppa son manteau militaire sur sa tête. Debout sur une lance posée au sol, il prononça un vœu solennel, se consacrant lui-même ainsi que l'armée ennemie au dieu de la mort. Puis, montant à cheval, il se jeta au cœur des rangs ennemis les plus denses. Decius fut abattu presque immédiatement, transpercé de lances et de javelots. Son sacrifice eut un effet immédiat et décisif. L'armée ennemie se brisa et prit la fuite, permettant aux Romains de remporter une victoire éclatante. Cet acte de dévouement suprême envers Rome fut considéré comme ayant conféré à la famille Decius un héritage surnaturel. On disait que la capacité de garantir la victoire par le sacrifice de soi s'était transmise à Decius Mus, petit-fils du consul héroïque qui faisait désormais face à Pyrrhus. Parmi les soldats de Pyrrhus, la rumeur se répandit que ce Decius avait l'intention de se sacrifier lors de la prochaine bataille, tout comme son grand-père, afin d'assurer l'anéantissement de ses ennemis.
Les soldats de Pyrrhus étaient prêts à affronter les dangers habituels de la guerre, mais l'idée de combattre une armée prétendument soutenue par des forces divines et implacables les troublait profondément. Ils craignaient qu'aucun courage humain ni aucune stratégie ne puisse prévaloir face à de mystérieux décrets spirituels. Face à cette tension grandissante, Pyrrhus envoya des messagers au camp romain pour transmettre un message à Decius. Le messager de Pyrrhus livre le message à Decius. Decius, écoute les paroles du roi Pyrrhus. Si tu prévois de réaliser l'un de tes prétendus sacrifices magiques lors de la bataille à venir, sache que ce sera en vain. Le roi a anticipé tes intentions et a pris des mesures pour les contrecarrer. Ces soldats grecs ont reçu des ordres stricts. Si tu te jettes dans leur rang, tu seras capturé vivant et non tué. Une fois dans le camp de Pyrrhus, tu subiras les conséquences de tes tromperies. Le roi promet une punition assez sévère pour révéler au grand jour que tu n'es qu'un imposteur et un charlatan. Considère ceci comme ton seul avertissement. Decius répondit au messager. Retourne auprès de ton roi, Pyrrhus, et dis-lui ceci. Les Romains ne recourent à des mesures extraordinaires que lorsque la situation est vraiment désespérée. Son invasion, bien que ambitieuse, ne justifie pas un tel recours. Nous sommes pleinement convaincus de notre capacité à le vaincre par une guerre conventionnelle. Pour prouver notre confiance, je propose ceci. Nous renoncerons à notre position défensive naturelle au bord de la rivière. Que ton roi choisisse, soit il traverse sans opposition pour nous affronter sur un terrain dégagé, soit nous traversons pour le rencontrer de son côté. Le choix lui appartient. Nous ne demandons qu'une chose, un combat équitable, à armes égales, que l'issue soit déterminée par la force et le courage de nos armées. Pyrrhus, sachant qu'il ne pouvait pas refuser un tel défi sans perdre la face, accepta. Il choisit de laisser les Romains traverser. Une fois que ceux-ci eurent formé leur ligne de bataille sur la plaine, Pyrrhus disposa ses forces et les deux armées se préparèrent au combat. Conscients des ravages causés par les éléphants de Pyrrhus lors des batailles précédentes, les Romains mirent au point une contre-mesure ingénieuse sous la forme de chars spécialement conçus. Chaque véhicule était équipé d'une longue lance pointant vers l'avant, conçue pour percer les éléphants pendant une charge. Les chars transportaient également des soldats munis de brandons enflammés, destinés à effrayer et disperser les énormes bêtes. Les Romains placèrent ces chars de manière stratégique face à la section de l'armée de Pyrrhus, où se trouvaient les éléphants. Les conducteurs de chars reçurent des ordres stricts. Rester en position jusqu'à ce que les éléphants avancent, puis lancer leur contre-attaque. Alors que les deux armées prenaient leur position, la scène était prête pour un affrontement féroce et décisif. La bataille se déroula avec la férocité et la détermination qu'on pouvait attendre de deux adversaires aussi redoutables. Elle fit rage toute la journée, avec des retournements de situation imprévisibles entre les deux camps. À différents moments, il semblait que Pyrrhus ou les Romains allaient remporter la victoire. Les éléphants de Pyrrhus réussirent à déjouer les chars romains conçus pour les stopper et semèrent le chaos parmi les troupes romaines. Pendant ce temps, un détachement romain perça jusqu'au camp de Pyrrhus et lança une attaque féroce. Cela força Pyrrhus à détourner une partie de son armée pour défendre le camp, affaiblissant sa position sur le champ de bataille. Malgré ce revers, Pyrrhus fit d'immenses efforts pour rallier ses forces, restaurer leur morale et reprendre temporairement l'avantage. Au cours de la bataille, Decius, l'un des consuls romains, fut tué, laissant Sulpicius, son collègue, seul aux commandes des forces romaines. Pyrrhus lui-même fut grièvement blessé. À la tombée de la nuit, l'obscurité mit fin au combat. Les deux camps se retirèrent avec leurs forces restantes du champ de bataille, jonchées de morts et de blessés. L'un des généraux de Pyrrhus le félicita pour sa victoire, mais Pyrrhus répondit sombrement « Oui, encore une victoire, comme celle-ci, et je suis perdu. » La bataille, bien que techniquement une victoire pour Pyrrhus, eut un coût énorme. Les deux armées, épuisées et affaiblies, furent réticentes à engager à nouveau le combat.
elles se replièrent sur des positions sécurisées et commencèrent à appeler des renforts, se concentrant sur le rétablissement de leurs forces pour de futures opérations. Les mois passèrent dans une impasse, aucun camp ne prenant l'initiative de relancer le conflit. Finalement, l'hiver s'installa et les deux armées se retirèrent dans leur quartier d'hiver, repoussant les hostilités actives jusqu'au printemps. Quand le printemps arriva, les deux armées reprirent le terrain. À ce moment-là, l'armée romaine était sous un nouveau commandement, notamment celui du célèbre Fabricius, qui avait auparavant négocié avec Pyrrhus. Bien qu'ils se retrouvaient désormais face à face en tant qu'adversaires militaires, Pyrrhus et Fabricius partageaient un respect mutuel et une relation personnelle amicale, malgré leur opposition dans la lutte pour la domination. Parmi les conseillers de confiance de Pyrrhus se trouvait un médecin nommé Nicias, qui échafauda un complot perfide contre son roi. Il envoya une lettre au général romain Fabricius, lui proposant d'empoisonner Pyrrhus en échange d'une récompense. Lorsque Fabricius reçut cette offre, il consulta immédiatement son collègue Quintus Aemilius. Les deux Romains décidèrent que l'honneur exigeait qu'ils informent Pyrrhus de ce complot et l'avertissent de la trahison de son médecin. Ils envoyèrent à Pyrrhus la lettre de Nicia, accompagnée de leur propre message. Caius Fabricius et Quintus Aemilius au roi Pyrrhus, salutations. Il semble que vous soyez aussi malchanceux dans le choix de vos amis que dans celui de vos ennemis. La lettre ci-jointe révélera que ceux en qui vous placez votre confiance sont absolument indignes de celle-ci. Votre médecin, qui devrait être votre plus fidèle serviteur, a proposé de vous empoisonner. Nous vous dévoilons cette information non par amitié particulière envers vous, mais parce que nous refusons de participer à un assassinat, un crime que nous détestons profondément. De plus, nous souhaitons préserver l'honneur de vous vaincre ouvertement sur le champ de bataille et non par la trahison. Profondément touché par cette remarquable démonstration d'honneur et de générosité de la part de ses ennemis, Pyrrhus rassembla tous ses prisonniers romains et les libéra pour qu'ils rejoignent leur camp. Les Romains, fidèles à leurs principes, refusèrent d'accepter ce geste sans rendre l'appareil. Ils libérèrent un nombre égal de prisonniers grecs de même rang et les renvoyèrent à Pyrrhus. Cet échange de respect mutuel et d'honneur accentua l'hésitation de Pyrrhus à poursuivre la guerre. Il voyait de plus en plus les Romains comme des alliés potentiels plutôt que comme des ennemis et aspirait à conclure la paix. Cependant, les Romains restaient inflexibles, exigeant le retrait complet de Pyrrhus d'Italie avant d'entamer toute négociation. Pris entre son désir de paix et la nécessité de préserver sa dignité, Pyrrhus se retrouva dans une impasse. Il se mit à chercher un prétexte honorable qui lui permettrait de quitter l'Italie sans donner l'impression de fuir. L'un des commandants, témoignant du changement d'attitude du roi, écrivit une lettre à sa femme. « Ma très chère, mon désir de sentir ton étreinte chaleureuse est la seule chose qui me garde en vie. Les champs de bataille sont froids, sanglants et pleins d'effroi. Le roi commence à éprouver de la sympathie pour ses ennemis. Je crois qu'il ne sera jamais autre chose qu'un bon roi, certainement pas un conquérant. Je ne suis pas un conquérant non plus, car mon cœur est rempli d'amour pour toi. Aimer une femme, c'est aimer la nature, chérir les fleurs, se réjouir du doux parfum de l'air. Être un conquérant, c'est l'œuvre d'un fou qui veut détruire tout ce qui est beau, comme Alexandre mettant le monde à feu et à sang. Notre roi n'a ni la témérité d'Alexandre, ni les Romains la naïveté de Darius. Chapitre 12. Les rêves d'un empire méditerranéen. Après la mort d'Antigone, Pyrrhus épousa Lanassa, fille d'Agathoclès, roi de Sicile. Agathoclès était tristement célèbre pour sa tyrannie impitoyable et sa cruauté. Plutôt que de commander une armée régulière, il dirigeait ce qui ressemblait davantage à une bande organisée de pillards. Il menait des raids à travers les régions voisines, en Italie, sur les territoires carthaginois d'Afrique du Nord et sur les îles méditerranéennes.
Ses campagnes oscillaient entre des triomphes remarquables et des échecs désastreux, en grande partie dus à ses décisions imprudentes et impulsives. Dans un cas particulièrement marquant, Agathoclès mena son armée en Afrique lors d'une expédition de pillage. Lorsque la campagne tourna contre lui, il s'enfuit avec un petit groupe de fidèles, abandonnant ses soldats, et même ses 2 fils, à leur sort. Ses troupes, furieuses de cette trahison, tuèrent ses fils et se rendirent en masse à l'ennemi. Apprenant ces événements depuis la Sicile, Agathoclès dirigea sa rage contre les familles des soldats qu'il avait abandonnés. Dans un acte de vengeance atroce, il ordonna l'arrestation et l'exécution de leurs épouses, enfants et proches. Il fit ensuite jeter leurs corps à la mer, un geste symbolique de défi envers l'Afrique. Le massacre fut si massif que les eaux côtières devinrent rouges de sang. Cette brutalité suscita inévitablement une haine profonde et des sentiments de vengeance parmi les survivants. Les complots d'assassinat contre Agathoclès se multiplièrent, forçant le tyran à vivre ses dernières années dans une peur et une paranoïa constantes. Pourtant, ses plus grandes souffrances ne vinrent pas de ses ennemis, mais de sa propre famille. Le petit-fils d'Agathoclès, Archagathos, mit fin à la vie du vieux roi de manière amère. Selon les récits, Archagathos assassina son propre oncle, le fils et héritier d'Agathoclès, pour se positionner comme successeur au trône. Non content d'attendre la mort naturelle du vieux roi, Archagathos commença alors à comploter contre son grand-père et les autres membres de la famille. Archagathos s'adressa à ses partisans. « Mes actions peuvent ne pas vous sembler justes, mais souvenez-vous de ceci. Je suis le petit-fils d'Agathoclès. Son sang coule dans mes veines, et je n'ai jamais hésité à suivre nos traditions familiales en prenant exemple sur lui. Ce pouvoir m'appartient, et il restera mien. Je ne serai peut-être pas un roi pire qu'Agathoclès, mais je ne serai peut-être pas aussi bon roi que vous l'espérez non plus. Ce que je vous offre, c'est la richesse, la gloire, le sang et les femmes. Je vous promets des expéditions vers des terres qui n'attendent qu'à être découvertes, pillées et annexées. » À ce moment-là, il ne restait plus qu'Agathoclès, son épouse Texina et leurs 2 jeunes enfants. Craignant pour leur sécurité, le roi organisa leur départ pour l'Égypte, afin de les éloigner de la portée d'Archagathos. Ce plan bouleversa Texina. Pour elle et ses fils, l'Égypte représentait un exil. Elle répugnait également à laisser son mari vulnérable face aux manigances de leur petit-fils. Malgré ses réticences, elle finit par accepter et partit avec ses enfants, faisant à Agathoclès des adieux déchirants. Peu de temps après que Texina et les enfants eurent mis les voiles pour l'Égypte, Agathoclès mourut, ses derniers instants marqués par la même trahison et la même violence qu'il avait si souvent infligée aux autres. L'histoire de la mort d'Agathoclès est aussi sombre que la vie qu'il mena. Parmi les membres de sa cour se trouvait un homme nommé Maënon, capturé dans sa jeunesse et élevé à une position de pouvoir par Agathoclès. Bien que promu à un poste élevé, Maënon n'éprouvait aucune loyauté envers son bienfaiteur. Lorsque Archagathos, le petit-fils traître d'Agathoclès, complota pour éliminer le roi, il trouva en Maënon un complice zélé. Les mesures de sécurité entourant Agathoclès rendaient les méthodes traditionnelles d'empoisonnement impossibles. Maënon élabora alors une solution ingénieuse. Il empoisonna une plume que le roi utilisait comme cure-dent. Le venin pénétra les gencives d'Agathoclès, provoquant une sévère ulcération et des douleurs insoutenables avant de se répandre dans tout son corps. Lorsque le roi tomba inconscient, ses meurtriers, craignant qu'il ne se rétablisse, précipitèrent sa fin en le plaçant sur un bûcher funéraire alors qu'il respirait encore. Les flammes achevèrent ce que le poison avait commencé. La mort d'Agathoclès illustre la vérité de l'adage. Qui prend l'épée périra par l'épée. L'histoire montre que les tyrans qui accèdent au pouvoir par la violence rencontrent souvent une fin violente. Ceux qui s'appuient sur le poison, l'assassinat ou l'usurpation deviennent fréquemment les victimes de leurs propres méthodes.
Agathoclès mourut environ 9 ans avant la campagne italienne de Pyrrhus. La Sicile sombra dans le chaos après sa mort. Maénon, ayant fui vers le camp militaire d'Archagathos à l'extérieur de la ville, assassina rapidement ce dernier et s'empara du pouvoir. Son règne fut cependant de courte durée. Le royaume, déstabilisé par des prétendants rivaux et des conflits incessants, vit finalement Maénon renversé. Durant cette période d'agitation, 2 généraux siciliens influents conçurent un plan pour restaurer la stabilité. Leur proposition reposait sur l'installation d'Alexandre, le jeune fils de Pyrrhus et de Lanassa, sur le trône. En tant que petit-fils d'Agathoclès et dernier héritier survivant de la lignée royale, Alexandre représentait une solution potentielle à la crise sicilienne. Les généraux envoyèrent une ambassade à Pyrrhus, lui demandant d'établir son fils, alors âgé d'environ 12 ans, comme roi. Pyrrhus se retrouva face à un dilemme lorsque 2 opportunités séduisantes se présentèrent simultanément. D'un côté, il reçut une invitation à se rendre en Sicile pour placer son jeune fils sur le trône et tirer parti des troubles de l'île. De l'autre, des factions en Grèce l'incitaient à prendre le pouvoir là-bas, où les bouleversements politiques récents avaient créé des conditions favorables. Les 2 perspectives offraient des récompenses attrayantes, mais Pyrrhus eut du mal à choisir entre elles. Il se lamentait à l'idée de devoir sélectionner un seul chemin, sachant que poursuivre l'une de ces options signifiait temporairement abandonner l'autre. Après une réflexion approfondie, Pyrrhus choisit de donner la priorité à l'expédition sicilienne. Un facteur clé dans sa décision fut la proximité stratégique de la Sicile avec l'Afrique. Avec les Siciliens déjà engagés dans un conflit contre les Carthaginois, Pyrrhus reconnut une opportunité d'étendre son influence au-delà de la Sicile elle-même. Il raisonnait qu'une conquête réussie de la Sicile le positionnerait pour envahir l'Afrique, renverser Carthage et s'emparer de ses territoires le long de la côte nord-africaine. Par cette conquête, il envisageait de bâtir un empire englobant l'Épire, le sud de l'Italie, la Sicile et des portions significatives de l'Afrique du Nord. Une fois ces territoires sous son contrôle, Pyrrhus prévoyait d'intégrer la Grèce à son domaine. Cet empire élargi encerclerait une grande partie de la Méditerranée, se posant comme une puissance navale et militaire dominante. Une telle position de force rendrait toute expansion future presque inévitable. Captivé par cette vision ambitieuse, Pyrrhus décida de se concentrer d'abord sur la Sicile, reportant à plus tard sa campagne en Grèce. Pyrrhus chercha à motiver ses conseillers les plus proches. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que les dieux sont de mon côté. Même mes ennemis, parfois frappés par ma grandeur, s'efforcent de préserver ma vie. Les occasions de construire mon empire surgissent de toutes parts. Je crois sincèrement ne manquer de rien pour devenir le plus grand empereur que l'histoire ait jamais connu. De plus, le fait d'avoir à mes côtés des généraux tels que vous ne fait que renforcer ma confiance. Alexandre s'est perdu dans les richesses de l'Orient, mais moi, je suis comme un léopard traquant sa proie à travers les terres brumeuses de l'Occident. L'odeur de la chasse est toujours dans mes narines. Pyrrhus commença à retirer ses troupes de l'intérieur de l'Italie pour les regrouper autour de Tarente. Parallèlement, il lança de vastes préparatifs pour une expédition navale. Le port de Tarente devint un centre d'activité débordant. Des ouvriers construisaient et réparaient des navires, préparaient les voiles et les gréements, armaient les galères, entraînaient les équipages et accumulaient provisions et armes. Pyrrhus supervisait personnellement chaque détail de ces activités incessantes. Les Tarentins eux-mêmes restaient largement passifs tout au long de ces préparatifs. Bien qu'ils aient initialement invité Pyrrhus à les défendre contre leurs ennemis, il avait depuis pris le contrôle absolu de leur ville et de leur gouvernement. Il justifiait son autorité par la nécessité de maintenir l'ordre et d'assurer leur défense, se comportant comme leur souverain de facto. Face à ses arguments convaincants et à sa puissance militaire écrasante,
Les Tarentins s'étaient résignés. Beaucoup trouvaient du réconfort dans l'idée que son règne, bien que non désiré, restait préférable à la défaite qu'ils redoutaient avant son arrivée. Lorsque les Tarentins découvrirent que Pyrrhus projetait de partir pour la Sicile avant de garantir leur indépendance, ils exprimèrent leur opposition. Ils insistèrent pour qu'il achève d'abord ce qu'il avait commencé, soumettre complètement les Romains et garantir leur liberté avant de partir. Pourtant, malgré leurs supplications, Pyrrhus resta inflexible. Ses ambitions en Sicile primaient et il demeura ferme dans sa décision. Une fois que les Tarentins acceptèrent que Pyrrhus ne resterait pas, ils exigèrent le retrait complet de ses forces afin de retrouver leur autonomie. Cependant, Pyrrhus refusa d'abandonner ses possessions italiennes. Au lieu de cela, il organisa le maintien d'une puissante garnison à Tarente pour conserver le contrôle en son absence. Il établit une régence et stationna une partie de son armée pour faire respecter son autorité. Après avoir sécurisé ses arrangements, Pyrrhus concentra ses efforts sur le transport de ses forces restantes vers la Sicile. Alors que les navires étaient préparés et que les détails de la traversée étaient finalisés, sa prochaine campagne militaire commença à prendre forme. Suivant sa stratégie habituelle, Pyrrhus envoya Cinéas en éclaireur en Sicile pour préparer son arrivée. Cinéas quitta Tarente avec une petite flotte et atteignit rapidement Syracuse. Sur place, il trouva les dirigeants de la ville enthousiastes à l'idée de soutenir Pyrrhus et de couronner son fils Alexandre roi. Après avoir finalisé les plans de succession, Cinéas envoya des émissaires dans d'autres villes du nord de la Sicile pour annoncer leur intention de restaurer la lignée d'Agathoclès sur le trône. Grâce à ses talents diplomatiques, Cinéas obtint un large soutien à travers les territoires siciliens en vue de l'arrivée de Pyrrhus et d'Alexandre. À cette époque, l'île triangulaire de la Sicile était divisée, avec seulement la partie méridionale sous contrôle sicilien. Deux puissances étrangères dominaient les deux autres extrémités de l'île. Dans le nord-est, la ville de Messana, aujourd'hui Messine, était tenue par les Mamertins, un groupe militaire originaire d'Italie. Ces guerriers avaient traversé le détroit de Messine à l'invitation d'Agathoclès pour participer à ses campagnes militaires. Bien que leur efficacité sur le champ de bataille fût incontestable, leur comportement chaotique devint rapidement problématique. Après qu'Agathoclès eut renvoyé les Mamertins, ces derniers traversèrent le nord-est de la Sicile en direction de Messana, ayant l'intention de retourner en Italie. Leur réputation de semeurs de troubles les précédait, semant la peur chez les habitants locaux. Espérant éviter des problèmes, les habitants de Messana accueillirent ces guerriers et leur offrirent l'hospitalité afin d'assurer leur passage pacifique. Les Mamertins répondirent à cette générosité par la trahison. À un signal préétabli, ils s'emparèrent de la ville, massacrèrent tous les hommes et revendiquèrent les femmes et les enfants comme leur propre famille. Chaque guerrier prit possession d'une maison, épousant de force la veuve et assumant le rôle de père auprès des enfants du défunt. Cette prise brutale provoqua un bouleversement sans précédent, transformant le tissu politique, social et domestique de Messana. Depuis cette forteresse, les Mamertins maintinrent une emprise de fer sur le nord-est de la Sicile, repoussant avec succès toutes les tentatives siciliennes de les déloger. Bien des années avant l'expédition de Pyrrhus, les Mamertins avaient pris le contrôle de Messana, dans le coin nord-est de la Sicile. Malgré de nombreuses tentatives des Siciliens pour reprendre la ville et chasser ses envahisseurs, les Mamertins avaient établi une position inébranlable. Depuis leur bastion de Messana, ils étendirent progressivement leur influence sur la région environnante, consolidant leur autorité. Dans la partie nord-ouest de l'île, les Carthaginois possédaient de vastes territoires, avec leur principale base à Eryx. Leur port stratégique de Lilybée, situé sur la côte sud, était essentiel pour maintenir leur pouvoir. À travers ce port,
Ils recevaient en continu des renforts et des provisions venant de Carthage, leur permettant de résister à toutes les tentatives siciliennes de les déloger. Pour établir un contrôle total sur la Sicile, Pyrrhus devait accomplir 3 tâches cruciales. Premièrement, il devait unir les Siciliens des régions du sud et du centre, résoudre leurs conflits internes et les convaincre d'accepter son jeune fils Alexandre comme roi. Deuxièmement, il devait vaincre et expulser les Mamertins du nord-est. Enfin, il devait affronter les Carthaginois dans le nord-ouest et éliminer leur présence sur l'île. Cinéas joua un rôle essentiel dans l'accomplissement du premier objectif. Grâce à son habileté diplomatique, il réussit à apaiser les divisions entre les Siciliens et à préparer le terrain pour que Pyrrhus et Alexandre soient acceptés comme souverains. Cependant, les défis posés par les Mamertins et les Carthaginois nécessitaient une intervention militaire, une action qui ne pouvait commencer qu'avec l'arrivée des flottes et des armées de Pyrrhus. Une fois les préparatifs terminés à Tarente, la magnifique flotte de Pyrrhus, composée de 200 navires chargés d'hommes armés et de provisions, était prête à partir. Le spectacle du départ de la flotte attira 100 000 spectateurs au port. Les navires naviguèrent majestueusement le long de la côte italienne en direction de Syracuse, où une population impatiente les attendait. Les habitants de Syracuse et des environs, encouragés par le travail diplomatique de Cinéas, considéraient Pyrrhus comme leur sauveur, celui qui restaurerait la monarchie, unirait le peuple et chasserait les envahisseurs étrangers. Lorsque la flotte apparut à l'horizon de Syracuse et entra dans son port, la ville éclata de joie. Des foules venues de la ville et des régions voisines se pressèrent sur le rivage pour accueillir Pyrrhus et ses forces. Le débarquement des troupes fut salué par des acclamations tonitruantes, tandis que les habitants célébraient l'arrivée de leur sauveur et roi. Après les festivités et les cérémonies, le fils de Pyrrhus, Alexandre, fut officiellement proclamé roi, bien que le véritable pouvoir restât entre les mains de Pyrrhus lui-même, qui prit le contrôle du gouvernement. Sans perdre de temps, Pyrrhus passa à l'action militaire. Lors de la revue de ses forces, il découvrit qu'il disposait d'une armée d'environ 40 000 hommes. Il concentra d'abord ses efforts sur les Carthaginois, qui occupaient une partie du territoire sicilien. Pyrrhus conduisit son armée dans les territoires contrôlés par les Carthaginois et lança une attaque agressive. Incapables de rivaliser avec ses forces en bataille ouverte, les Carthaginois se retirèrent dans leurs villes fortifiées, protégées par des murailles. Saisissant cet élan, Pyrrhus décida de cibler Eryx, leur bastion le plus puissant. Au lieu d'opter pour un siège prolongé visant à épuiser les défenseurs, il choisit de lancer une attaque immédiate. Pyrrhus ordonna à ses troupes de prendre d'assaut les murs d'Eryx. Ses soldats avancèrent avec des échelles, tentant d'escalader les remparts pour pénétrer dans la ville. Ils faisaient face à un danger extrême. Les défenseurs postés au sommet des murailles les attendaient avec un arsenal d'armes, des lances, des javelots, des pierres et d'autres projectiles mortels pleuvaient sur eux. Escalader des murs fortifiés sous un tel assaut représentait l'un des défis les plus périlleux de la guerre. Pourtant, l'armée de Pyrrhus continua d'avancer, leur détermination à remporter la victoire surpassant leur peur. Malgré ses défauts, Pyrrhus n'a jamais demandé à ses soldats d'affronter des dangers qu'il n'était pas prêt à affronter lui-même. Lors de l'assaut sur Eryx, il mena ses troupes depuis l'avant-garde, prenant place en tête de la colonne d'assaut et montant le premier les échelles. Avant l'attaque, il effectua une cérémonie religieuse solennelle pour demander la faveur d'Hercule. Il fit le vœu que si le dieu lui accordait la force et le courage de remporter une victoire digne de son nom et de son héritage, il organiserait des fêtes et des sacrifices grandioses en son honneur après la bataille. Quand la trompette retentit, l'assaut commença. Pyrrhus gravit l'échelle sous une pluie de projectiles, se protégeant derrière son bouclier tout en montant. Arrivé en haut, sa force extraordinaire et sa détermination inébranlable lui permirent d'abattre les défenseurs un par un.
il sécurisa une position pour ses hommes en débarrassant le mur de ses ennemis, créant une barricade macabre avec les corps des assaillants vaincus. En bas, les soldats escaladaient les échelles disposées le long des remparts, affrontant une résistance acharnée depuis le haut. Les troupes au sol apportaient un soutien crucial, tirant des volées de flèches, de javelots et d'autres projectiles pour affaiblir les défenseurs. Cette attaque coordonnée s'avéra décisive. La troupe d'assaut submergea les défenses et s'empara des murs, assurant ainsi la prise de la ville. Fidèle à sa promesse, Pyrrhus organisa une célébration somptueuse. Pendant plusieurs jours, la ville vibra au rythme des jeux, des spectacles et des festivités, tout cela en l'honneur d'Hercule, que Pyrrhus considérait comme le responsable divin de sa victoire. Grâce à ces victoires décisives, Pyrrhus repoussa les Carthaginois hors des campagnes ouvertes, les contraignant à se retrancher dans leurs bastions fortifiés et dans les régions montagneuses reculées. Ces positions défensives offrirent aux Carthaginois un refuge et empêchèrent Pyrrhus d'éliminer complètement leur présence. Laissant temporairement de côté la partie occidentale de la Sicile, Pyrrhus concentra ses efforts sur les Mamertins dans l'Est. Sa campagne contre les Mamertins fut tout aussi fructueuse. Grâce à ses tactiques militaires habiles et à son courage légendaire sur le champ de bataille, Pyrrhus captura et détruisit systématiquement leurs bastions. Il les repoussa jusqu'à ce qu'ils soient confinés dans la ville de Messine. Ces victoires permirent aux Siciliens de reprendre le contrôle de la majeure partie de l'île, bien que les deux puissances étrangères, les Carthaginois à l'ouest et les Mamertins à Messine, conservassent leur dernier bastion. Les Carthaginois, voyant leur position s'affaiblir, envoyèrent des émissaires à Pyrrhus avec une proposition de paix. Ils cherchaient à conserver leur province sicilienne en établissant des frontières territoriales claires avec les terres de Pyrrhus. Mais ce dernier rejeta fermement leur offre, déclarant, tout comme les Romains lui avaient dit auparavant, que les négociations ne pourraient commencer qu'après leur retrait complet de la Sicile. Lorsque les Carthaginois refusèrent cette condition, les pourparlers échouèrent. Bien qu'il fût victorieux, Pyrrhus comprenait que déloger les Carthaginois de leur bastion serait une entreprise longue et incertaine. Son esprit ambitieux et agité lui inspira une alternative audacieuse. Au lieu de poursuivre la lutte pour les derniers territoires siciliens, il décida d'envahir directement l'Afrique. Il pensait qu'une menace directe contre Carthage les forcerait à rappeler leurs forces stationnées en Sicile pour défendre leur patrie. Convaincu du bien fondé de cette stratégie, il entreprit immédiatement de préparer sa flotte pour traverser la Méditerranée. Pyrrhus discuta de son prochain mouvement avec ses généraux. Le défenseur se concentre toujours sur l'anticipation du prochain mouvement de l'attaquant. Dans 1 millier de batailles avant la nôtre, l'étape suivante aurait pu être un siège. Le défenseur se prépare probablement à un siège prolongé, pensant qu'il peut tenir. Avec des vivres et des renforts venus de Carthage, il croit pouvoir supporter la pression pendant longtemps. Mais un attaquant comme moi réfléchit 3 ou 4 coups à l'avance. Parfois, je saute complètement les 2 premières étapes, brisant l'illusion que le défenseur s'est construite. Mon plus grand avantage réside dans le fait que, hormis les Romains, aucun de mes ennemis ne comprend vraiment de quoi je suis capable. Bien que Pyrrhus disposât d'une flotte suffisamment grande pour mener son expédition africaine, il manquait de marins pour armer ses navires. Sa décision de recruter de force des Siciliens suscita une résistance farouche. Les Siciliens refusaient non seulement en raison des dangers inhérents à l'expédition, mais aussi par crainte de laisser leur île sans défense. Un gouverneur sicilien l'avertit. « Si vous partez, les Carthaginois et les Mamertins sortiront de leur bastion et replongeront l'île dans le chaos. Tous vos succès s'effondreront, et notre situation risque d'être pire qu'avant votre arrivée. » Malgré ses préoccupations légitimes, Pyrrhus poursuivit obstinément son projet. Déterminé à envahir l'Afrique, il adopta une approche de plus en plus autoritaire. Son leadership autrefois charismatique se transforma en une tyrannie sévère.
il fit arrêter plusieurs généraux et figures politiques influentes, parmi ceux qui avaient contribué à son arrivée en Sicile, mais qui s'opposaient désormais à ses plans. Il alla jusqu'à faire exécuter l'un de ses anciens alliés. Le recrutement forcé de soldats et de marins pour son armée et sa flotte, combiné à son règne oppressif, provoqua la colère des Siciliens. S'ils auraient pu tolérer de telles mesures de la part d'un dirigeant natif, ils ne supportaient pas de les subir d'un souverain étranger invité uniquement pour répondre à des menaces précises. Une rébellion généralisée éclata. Les Siciliens se divisèrent. Certains rejoignirent les Mamertins, d'autres s'allièrent aux Carthaginois, et l'île sombra dans le chaos. La structure de pouvoir que Pyrrhus avait patiemment bâtie s'effondra entièrement. Fidèle à son tempérament, Pyrrhus n'avait aucune envie de rester pour résoudre ces défis complexes. S'il excellait dans les batailles et les campagnes audacieuses, il manquait de la patience et de la sagesse nécessaires pour gérer les crises politiques et le gouvernement à long terme. Face à une opposition grandissante, Pyrrhus déclara son intention d'abandonner l'expédition africaine et de retourner à Tarente. Il invoqua des messages urgents en provenance de Tarente, exigeant son retour immédiat. Que ces messages fussent authentiques ou simplement un prétexte opportun reste incertain, mais cela lui offrit une issue honorable de Sicile, sans donner l'impression qu'il avait été chassé. Sous couvert de répondre à des affaires pressantes, Pyrrhus prépara son départ de l'île, se retirant du tumulte qui avait anéanti ses ambitions. Les ennemis de Pyrrhus étaient déterminés à empêcher sa fuite de Sicile. Lorsque les Carthaginois découvrirent de ses plans, ils dépêchèrent une flotte pour patrouiller la côte et l'intercepter. Pendant ce temps, les Mamertins traversèrent le détroit de Messine et avancèrent vers la côte italienne, planifiant d'affronter Pyrrhus dès son débarquement. Leur stratégie coordonnée s'avéra dévastatrice. La flotte carthaginoise attaqua les navires de Pyrrhus, détruisant une grande partie de sa force navale. Bien que Pyrrhus parvint à s'échapper avec quelques vaisseaux et à atteindre la côte, il se retrouva immédiatement face aux Mamertins, une force de 10 000 hommes déjà positionnés. Des navires survivants, Pyrrhus rassembla suffisamment de troupes pour constituer une force redoutable. Les Mamertins, conscients de cette puissance, évitèrent la confrontation directe. À la place, ils bloquèrent les principaux cols montagneux menant à Tarente tout en harcelant constamment sa marche. Leurs tactiques de guérilla s'avérèrent efficaces. Ils tuèrent 2 de ses éléphants, détruisirent plusieurs détachements isolés et semèrent le désordre dans sa retraite. Pyrrhus réunit ses généraux en conseil de guerre. Rien d'étonnant à ce que ces maudits gitans de l'île soient à nos trousses. Je leur ai infligé un coup sévère là-bas, et maintenant, bien qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas me vaincre, ils veulent me harceler. Ils craignent mon retour sur l'île avec une force encore plus grande. Mais ils ne briseront pas ma volonté. Nous les déchirerons comme un ours mettant en pièces une chèvre. Ils subiront les conséquences de m'avoir suivi et tenter d'entraver ma marche. Ensuite, je ferai tomber leurs forteresses, leurs maisons et même leurs écuries sur leurs têtes. Cette île qu'ils chérissent tant deviendra la terre la plus insignifiante de mon royaume. Furieux de ces attaques incessantes et déterminé à y mettre fin, Pyrrhus saisit l'occasion de confronter directement les Mamertins. Il mena une force puissante dans une attaque rapide et féroce contre leur position. La bataille qui s'ensuivit fut intense et sauvage. Pyrrhus, fidèle à lui-même, se jeta au cœur du combat avec son courage téméraire caractéristique. Amer après ses récentes défaites, sa rage alimenta une détermination implacable. Sa force physique extraordinaire s'avéra décisive. Il tailla à travers les lignes mamertines, écrasant chaque adversaire et repoussant les forces ennemies même dans les moments les plus critiques de la bataille. Au cours de l'affrontement, Pyrrhus subit une grave blessure à la tête qui le laissa temporairement hors de combat. Ses compagnons le transportèrent rapidement en lieu sûr, alors qu'il gisait évanoui, couvert de sang sur le visage et le cou, une vision terrifiante.
Derrière ces lignes, il reprit conscience, et il apparut que sa blessure n'était pas mortelle. Ses ennemis, furieux, s'approchèrent autant qu'ils osaient de sa position et lui lancèrent des railleries et des défis, le provoquant à revenir se battre s'il était encore vivant. Pendant un instant, Pyrrhus resta calme. Mais les moqueries incessantes éveillèrent bientôt sa colère. Ignorant les protestations de ses amis qui tentaient de le retenir, il s'empara de ses armes, traversa la foule de ses gardes et se précipita à nouveau sur le champ de bataille. Bien qu'affaibli et ensanglanté par ses efforts précédents, Pyrrhus combattit avec une férocité renouvelée. Son apparence, meurtrie et couvert de sang, inspirait la terreur à quiconque croisait son regard. L'un des champions mamertins, particulièrement virulent dans ses provocations à l'égard de Pyrrhus, s'avança pour l'affronter. Le guerrier leva son arme pour frapper, mais Pyrrhus dévia le coup et riposta sans hésiter. Son épée s'abattit avec une telle force qu'elle, selon le récit, trancha l'homme en deux de la tête aux pieds, les deux moitiés de son corps tombant de part et d'autre. Cette démonstration de force extraordinaire, fendre un homme en deux, était vénérée dans l'Antiquité comme l'ultime preuve de prouesse martiale, bien que les savants modernes doutent de la possibilité physique d'un tel exploit. Quoi qu'il en soit, les Mamertins subirent une défaite écrasante et prirent la fuite. Ils cessèrent leur harcèlement de Pyrrhus, lui permettant de marcher sans encombre jusqu'à Tarente. À son arrivée, les effectifs de son armée étaient restés en grande partie inchangés depuis son départ pour la Sicile. Cependant, l'expédition s'avéra un échec. Bien qu'elle eût commencé par des victoires spectaculaires et de grandes promesses, la campagne se termina finalement par une déception, un schéma récurrent dans les entreprises de Pyrrhus. Ses brillants succès initiaux se dissolvaient à nouveau en revers et en défaites. Chapitre 13. La malédiction de Proserpine. À son retour à Tarente, l'armée de Pyrrhus avait conservé son effectif initial, mais sa composition avait radicalement changé. Les soldats épirotes d'origine qui l'avaient accompagné étaient désormais en grande partie absents. Beaucoup étaient tombés au combat, tandis que d'autres avaient succombé à l'épuisement, aux maladies ou aux épreuves des campagnes militaires. Pour reconstituer ses rangs, Pyrrhus dut recourir à des conscriptions forcées et à l'engagement de mercenaires. Ces nouveaux soldats ne lui portaient aucune fidélité personnelle. Ils combattaient non par dévouement ou respect, mais par opportunisme, cherchant à obtenir leur solde, à faire du butin et à vivre la vie d'un soldat. La situation à laquelle Pyrrhus fut confronté à son retour à Tarente était sombre. Pendant son absence en Sicile, les Romains avaient pénétré profondément dans le territoire tarentin, capturant des villes et des cités qui étaient autrefois sous son contrôle. Si certaines de ces terres avaient été prises par la force militaire, d'autres s'étaient rendues volontairement à l'autorité romaine. Ce recul avait considérablement affaibli le gouvernement tarentin qu'il avait mis en place et réduit son territoire de manière drastique. Conscient de la gravité de la crise, Pyrrhus décida d'agir rapidement pour récupérer ses pertes et restaurer sa position. Pour renforcer son armée et garantir l'approvisionnement de ses troupes, Pyrrhus mobilisa toutes les ressources disponibles. Cependant, son trésor quasiment vide posait un problème majeur. Comme ses mercenaires risquaient de déserter s'ils n'étaient pas payés, il se hâta de trouver un soutien financier. Il envoya des émissaires auprès de ses alliés pour solliciter des prêts urgents, insistant sur la gravité de sa situation et sur son besoin immédiat d'aide. Sa capacité à reconquérir les territoires perdus, et même à maintenir son armée, dépendait entièrement de l'obtention de ces fonds. Sans attendre les réponses à ses demandes de soutien financier, Pyrrhus lança immédiatement des opérations militaires. Son premier grand succès fut la reprise de Locre, une ville importante située sur la côte sud de l'Italie, qui avait fait défection en faveur des Romains pendant sa campagne en Sicile. La reconquête de Locre marqua une victoire significative, car la ville était célèbre pour son temple de Proserpine, la déesse de la mort. Ce temple,
connu pour sa grandeur et ses immenses trésors, conféraient à la cité à la fois prestige et importance. Ce lieu sacré allait bientôt jouer un rôle central dans un épisode décisif de la vie de Pyrrhus. Proserpine, déesse de la mort, occupait une place particulière dans la mythologie grecque et romaine. La vision que les anciens avaient de leur divinité reflétait un monde où la réalité se mêlait étroitement à l'imaginaire et aux superstitions. À cette époque, les limites du savoir humain faisaient disparaître la frontière entre le naturel et le surnaturel, permettant à la réalité et au mythe de s'entrelacer sans distinction claire. Les peuples antiques observaient des créatures bien réelles, comme les lions ou les éléphants, dans les terres voisines, tout en imaginant des êtres fantastiques, centaures, sirènes et dragons, dans les territoires inexplorés. Alors qu'ils voyaient des héros mortels et des chefs de guerre arpenter les plaines, ils imaginaient des dieux et des demi-dieux résidant dans les sommets brumeux et inaccessibles des montagnes. Ces sommets cachaient, selon eux, des royaumes paradisiaques réservés aux divinités, à l'abri des regards mortels. Sous la terre, ils concevaient un vaste monde souterrain, enveloppé d'obscurité et de mystère. Ce royaume d'ombre, auquel on accédait par des grottes et des cavernes, était perçu comme le dernier refuge des esprits des défunts. Proserpine, en tant que reine de cet empire souterrain, incarnait la transition entre la vie et la mort. Son temple à l'ocre représentait cette porte d'entrée vers l'au-delà, revêtant une immense signification culturelle et religieuse pour ses fidèles. De nombreux récits relatent l'origine et l'histoire de Proserpine. La version la plus connue et détaillée raconte l'histoire suivante. Proserpine, fille de Jupiter et de Cérès, possédait une beauté extraordinaire. Inquiète pour la sécurité de sa fille, sa mère la cacha dans une grotte sicilienne sous la garde d'une servante nommée Caligena, tandis que des dragons féroces montaient la garde à l'entrée pour dissuader les prétendants indésirables. Pluton, le souverain des enfers, tomba amoureux de Proserpine et demanda à Jupiter sa bénédiction pour l'épouser. Après avoir obtenu son approbation, Jupiter fit appel à Vénus, la déesse de l'amour, pour convaincre Proserpine de sortir de son refuge. Accompagnée de Minerve et de Diane, Vénus se rendit à la grotte, où elles réussirent à distraire les dragons et à attirer Proserpine à l'extérieur. Sortant pour la première fois, Proserpine fut émerveillée par la splendeur du monde. Elle s'émerveilla devant les couleurs vives, les paysages verdoyants et les fleurs parfumées, si différents de la pénombre de sa grotte. Des nymphes et des zéphyrs l'accompagnèrent dans sa promenade, tandis que Jupiter, à son insu, faisait éclore des fleurs magnifiques le long de son chemin, captivant davantage son attention. Alors qu'elle admirait le paysage, le sol s'ouvrit soudainement. Pluton apparut dans un char doré, tiré par des chevaux immortels, s'empara de Proserpine et l'emmena dans son royaume souterrain. Dévastée par la disparition de sa fille, Cérès implora Jupiter de ramener Proserpine à la surface. Bien que Jupiter lui conseillât d'accepter le mariage, les prières incessantes et le chagrin de Cérès finirent par l'émouvoir. Il accepta de faire revenir Proserpine, mais à une condition, elle ne devait avoir rien mangé du royaume des morts. Lorsque Cérès retrouva sa fille, se promenant avec Pluton dans les champs Élysées, elle découvrit avec amertume que Proserpine avait mangé des graines de grenade provenant des enfers, la liant à jamais à ce royaume. Finalement, Jupiter trouva un compromis. Proserpine partagerait son temps entre les deux mondes, 6 mois avec Pluton dans le royaume souterrain et 6 mois avec sa mère dans le monde des vivants. Cet arrangement devint une partie intégrante du cycle éternel, marquant le rythme des saisons changeantes. Les peuples vénéraient profondément Proserpine en tant que déesse et reine de la mort. Son existence partagée entre les deux mondes symbolisait puissamment les cycles de la vie. Cette division reflétait le rythme de la nature. Pendant 6 mois, les plantes fleurissent et apportent la vie à la terre.
Pendant les 6 autres mois, elles demeurent en sommeil sous forme de graines et de racines enfouies sous le sol. À travers cette connexion, Proserpine devint un symbole à la fois de la mort et du renouveau, représentant non seulement la mortalité, mais aussi la renaissance constante de la vie. Beaucoup la vénéraient autant pour le renouveau qu'elle incarnait que pour son rôle souverain dans le royaume des morts. Son temple à Locre comptait parmi ses sanctuaires les plus importants et abritait des festivals et des rituels grandioses. À travers les générations de célébrations, le temple accumula des richesses extraordinaires, des vases en or et en argent, des pierres précieuses et des objets cérémoniels ornés, tous offerts par des rois et des nobles. Ces offrandes firent du temple à la fois un témoignage de dévotion et une véritable réserve de trésors remarquables. Après avoir repris Locres aux Romains, Pyrrhus prit possession du temple et de ses trésors. Sa situation financière étant devenue désespérée après l'échec de ses précédentes tentatives de levée de fonds, il chercha une solution rapide pour subvenir aux besoins de son armée. L'un de ses conseillers lui proposa une manœuvre risquée. « Mon roi, la reprise de Locre nous offre une opportunité en or, une opportunité qui pourrait résoudre les graves tensions financières de votre campagne. Les trésors du temple sont désormais à votre portée. N'oublions pas que les habitants de Locre vous ont trahi en votre absence, en s'alliant avec les Romains. Ce n'est pas du pillage, c'est une juste rétribution pour leur déloyauté. De plus, la richesse du temple est en réalité une propriété publique. En tant que souverain légitime de ces terres, il vous revient de diriger ces ressources là où elles sont le plus nécessaires pour renforcer votre armée, consolider votre position et assurer la victoire dans les batailles à venir. Les dieux favorisent les audacieux, mon roi, et il serait sage de saisir ce qui vous a été placé sous les yeux. Que les trésors de Locre alimentent vos ambitions et rappellent à tous que la trahison a un prix. » Convaincu par ces arguments, Pyrrhus ordonna le pillage du temple. Il sélectionna soigneusement les objets les plus précieux, les fit charger sur des navires et les envoya à Tarente. Il comptait convertir ces trésors en fonds pour payer ses troupes et poursuivre sa campagne militaire. Mais cette décision allait avoir de lourdes conséquences. La nuit précédant le départ des navires, Pyrrhus rêva que Proserpine lui murmurait à l'oreille « Pauvre petit roi, ne t'a-t-on jamais dit que ce qui m'appartient ne peut être pris? Penses-tu être monté assez haut pour défier les dieux? N'as-tu donc aucune crainte de notre colère? Nous avons pavé ta route et t'avons honoré. Tu as enduré une enfance difficile, et pourtant nous avons permis à ton règne de prospérer. À chaque succès succédaient des échecs que tu as portés en notre nom, et malgré cela, nous avons continué à te soutenir. N'as-tu jamais senti notre souffle sur ta nuque? Si tu comptes apaiser ta cupidité et ta pauvreté avec mes trésors, tu en paieras les conséquences. Tu apprendras, de la manière la plus brutale qui soit, que ce qui m'appartient ne doit pas être touché. » Alors que les navires de Pyrrhus transportaient les trésors du temple le long de la côte, une violente tempête éclata, détruisant la quasi-totalité de la flotte. De nombreux marins périrent dans la tempête, mais les trésors sacrés survécurent miraculeusement. Les vagues les rejetèrent sur les rochers et le sable, dispersant les coffres à travers le rivage. Les témoins de la scène y virent une intervention divine. Tandis que la tempête avait anéanti les navires et leurs équipages, les trésors étaient restés intacts. Ce désastre bouleversa profondément Pyrrhus. Il interpréta l'événement comme un jugement divin de Proserpine elle-même, un châtiment pour avoir profané son sanctuaire. Saisi de terreur et de remords, il ordonna que tous les trésors récupérés soient rendus au temple de Locre. Pour témoigner de son repentir, il institua des cérémonies solennelles en l'honneur de Proserpine et chercha à apaiser sa colère. Dans un dernier acte d'expiation, il fit exécuter les conseillers qui l'avaient poussé à s'emparer des trésors. Malgré ses efforts, Pyrrhus restait tourmenté par la conviction qu'il avait attiré sur lui la colère durable de la déesse.
le mécontentement de Proserpine pesait lourdement sur son esprit, et dans les années qui suivirent, il attribua ses échecs et ses malheurs à sa vengeance. Il avait l'impression que la déesse de la mort le poursuivait sans relâche, déterminée à provoquer sa chute. À l'approche de l'hiver, les opérations militaires entre Pyrrhus et les Romains cessèrent jusqu'au printemps. Durant cette trêve, il prépara la prochaine campagne, mais sa situation devenait de plus en plus précaire. Ses problèmes financiers perduraient, les tentatives pour obtenir des fonds ayant donné des résultats médiocres, les habitants de Tarente et des régions environnantes, déçus par son départ pour la Sicile, se sentaient trahis, ce qui érodait leur confiance en son leadership et diminuait leur enthousiasme pour sa cause. Privé de ressources, isolé de ses alliés et confronté à des échecs constants, Pyrrhus luttait contre des défis de plus en plus insurmontables. Chaque tentative d'avancer rencontrait des obstacles, le laissant embourbé dans la frustration et l'anxiété. Lorsque la saison des campagnes reprit, Pyrrhus rassembla une armée importante et quitta Tarente pour affronter les Romains, affichant sa détermination et son énergie caractéristique. Les Romains avaient préparé une armée redoutable, divisée en 2 segments sous le commandement de leur consul. Ces divisions avançaient vers Tarente par 2 routes distinctes, l'une à travers le Samnium, au nord, et l'autre à travers la Lucanie, au sud. En réponse, Pyrrhus divisa son armée. Il envoya un contingent vers le nord, dans le Samnium, pour intercepter les forces romaines du nord, tandis qu'il menait la division sud contre le consul Curius Dentatus, qui avançait en Lucanie. En voyant Pyrrhus progresser, Curius comprit que la confrontation était imminente. Cependant, au lieu de se précipiter dans une bataille immédiate, il choisit d'attendre des renforts de la division romaine du Nord sous le commandement de Lentulus. Il établit une position fortifiée près de Beneventum et envoya un appel urgent à Lentulus pour qu'il fasse avancer ses troupes vers le sud. Lorsque Pyrrhus apprit cela, il comprit l'importance stratégique d'agir rapidement. Il devait frapper avant que les forces romaines ne se rejoignent. Il décida de lancer une attaque rapide et décisive contre le camp de Curius avant l'arrivée de Lentulus. Approchant de Beneventum, Pyrrhus pesa soigneusement ses options. Il réalisa que la clé du succès résidait dans la vitesse et l'effet de surprise. Il devait prendre les Romains au dépourvu, à l'intérieur de leurs fortifications. Plutôt que d'avancer directement en plein jour, Pyrrhus opta pour une manœuvre nocturne. Au crépuscule, il établit un camp temporaire, puis, sous le couvert de l'obscurité, il guida ses troupes le long d'un chemin sinueux à travers le terrain accidenté autour de Beneventum. Des guides locaux les aidèrent à naviguer à travers les forêts denses et les ravins étroits. Ces soldats portaient d'innombrables torches pour éclairer leur chemin, formant une procession lumineuse alors qu'ils progressaient vers leur cible. Pyrrhus prévoyait de descendre des montagnes à l'aube et de prendre le camp romain par surprise, espérant porter un coup décisif avant que Curius ne puisse organiser une défense. La réussite de cette audacieuse stratégie dépendait de la vitesse, de la coordination et de l'effet de surprise. Malgré la planification minutieuse de Pyrrhus, le terrain accidenté ralentit considérablement la progression de son armée. Des buissons denses, des rochers épars, des arbres tombés et des zones marécageuses bloquaient leur chemin, obligeant les soldats à avancer péniblement. Au fil de la nuit, de nombreuses torches s'éteignirent, certaines à cause d'accidents, d'autres par manque de combustible. Privés de lumière, de larges sections de l'armée se perdirent dans l'obscurité de la forêt. Cependant, le noyau dur des forces de Pyrrhus continua d'avancer. Aux premières lueurs de l'aube, les troupes de tête émergèrent sur les hauteurs surplombant le camp romain. Rassemblant les soldats disponibles, ils formèrent rapidement leur ligne de bataille et lancèrent un assaut immédiat, chargeant à toute vitesse vers les fortifications romaines. Pris totalement par surprise, les Romains réagirent avec une rapidité remarquable. Tandis que les soldats se réveillaient
En sursaut et s'armaient dans la confusion, ils formèrent en un rien de temps une ligne défensive efficace, repoussant les forces de Pyrrhus au point stratégique d'entrée. Encouragés par leur réussite, les Romains contre-attaquèrent avec une vigueur renouvelée depuis leur fortification, submergeant les Grecs et les forçant à battre en retraite. Cette bataille coûta cher à Pyrrhus. De nombreux soldats périrent dans la mêlée, et les Romains réussirent même à capturer plusieurs de ces éléphants de guerre, considérés comme des atouts précieux. Cette victoire provoqua une grande exaltation dans le camp romain, en particulier chez le consul commandant Curius Dentatus. Au lieu d'attendre l'arrivée de Lentulus et des renforts venus du nord, Curius prit une décision audacieuse. Il conduisit son armée sur une plaine voisine, choisissant un terrain qui offrait des avantages tactiques. Ce geste fut une provocation claire à l'attention de Pyrrhus, un défi ouvert à livrer une bataille décisive. Fidèle à son caractère, Pyrrhus ne recula pas devant ce défi. Il avança avec ses forces pour affronter les Romains sur le champ de bataille et les deux armées s'engagèrent dans un affrontement féroce et sanglant. L'issue de la bataille oscille plusieurs fois entre les deux camps. Tandis qu'une aile de l'armée de Pyrrhus fléchissait et reculait sous la pression romaine, l'autre aile, où Pyrrhus lui-même dirigeait les opérations, remportait des victoires significatives. Son courage et sa présence inlassable galvanisaient ses soldats, qui combattirent avec une détermination féroce, repoussant les Romains vers leur camp. Ce succès ne reposait pas uniquement sur le commandement de Pyrrhus, mais également sur l'impact de ces éléphants de guerre. Ces créatures gigantesques, inconnues des Romains, semaient la terreur à chaque charge. Incapables de faire face à de tels monstres, les soldats romains se trouvaient impuissants devant les éléphants qui dévastaient leurs rangs, piétinant tout sur leur passage. À ce moment crucial, Curius Dentatus donna l'ordre à ses troupes de réserve fraîches d'entrer en action. Il avait placé ses soldats près du camp précisément pour exploiter une telle opportunité. Les réserves avancèrent vers les éléphants, armés d'épées et de torches enflammées. Leur tactique était simple mais ingénieuse. Lancer des torches pour effrayer et désorienter les éléphants tout en frappant les cornacs et les gardes avec leurs lames. La stratégie s'avéra redoutablement efficace. Terrifiés par les flammes et violemment attaqués, les éléphants prirent peur et se retournèrent contre leur propre armée. Ils traversèrent les rangs de Pyrrhus dans une charge désordonnée, brisant la phalange autrefois redoutable. Ces bêtes massives, blessées et paniquées, piétinèrent les soldats tombés à terre, plongeant l'armée de Pyrrhus dans un chaos total et inversant définitivement le cours de la bataille. Au milieu de la confusion du champ de bataille, une scène poignante d'instinct maternel se déroula. Un jeune éléphant de l'armée de Pyrrhus avait été gravement blessé au combat. Malgré son entraînement militaire, il restait encore dépendant de sa mère, qui se trouvait dans la même division. Les cris de douleur du petit percèrent le tumulte de la bataille, et la mère reconnut immédiatement la détresse de son petit. Elle devint incontrôlable, se libéra de ses gardiens et chargea à travers le champ de bataille, écrasant tout sur son passage pour rejoindre son petit blessé. Cette scène dramatique coïncida avec l'assaut des réserves romaines sur les éléphants, ce qui intensifia la panique qui s'empara des forces de Pyrrhus. La bataille se solda par une défaite écrasante pour Pyrrhus. Son armée en déroute abandonna son camp et prit la fuite en direction de Tarente, poursuivi sans relâche par les Romains qui s'emparèrent de forteresse en forteresse. Pendant la retraite, ses forces s'amenuisèrent rapidement jusqu'à ce que Pyrrhus atteigne Tarente avec seulement une poignée de cavaliers. Dans un dernier effort désespéré pour obtenir du soutien, Pyrrhus envoya des messages urgents à ses alliés en Grèce, implorant des renforts. Lorsque aucune aide ne se manifesta, il se tourna vers la ruse, forgeant de fausses lettres affirmant que des alliés allaient bientôt envoyer des troupes. Il montra ces documents falsifiés à ses officiers afin de maintenir leur morale et d'empêcher l'armée de se dissoudre. Cette tromperie parvint à relever temporairement le moral de ses troupes, mais ce sursaut d'espoir fut de courte durée.
Pyrrhus finit par reconnaître que sa campagne en Italie était vouée à l'échec. Au lieu d'admettre sa défaite de manière frontale, il mit en scène une sortie élégante. Il exprima une surprise théâtrale face à l'absence de renfort promis par ses alliés et annonça qu'il se rendrait personnellement en Grèce pour accélérer leur arrivée. Bien qu'il jurât de revenir rapidement, il savait qu'il ne reviendrait jamais. Après 6 longues années, Pyrrhus quitta Tarente pour rentrer en Épire. Sa campagne, qui avait débuté par des victoires éclatantes et des ambitions sans limite, se termina par un échec total. Chapitre 14. Le trône empoisonné de Macédoine. Lorsque Pyrrhus se retira de Macédoine avant sa campagne en Italie, son rival Lysimaque prit le pouvoir. Bien que Lysimaque ait continué à régner après le départ de Pyrrhus, sa chute survenue plus tard se produisit dans des circonstances dramatiques. Son histoire illustre avec force les défis inhérents à la monarchie héréditaire, un système largement adopté dans le monde antique. Dans ce système, le pouvoir suprême se transmettait de manière automatique au sein des familles royales, sans que les dirigeants n'aient à rendre de compte à ceux qu'ils gouvernaient. Les défenseurs de la monarchie héréditaire ont souvent soutenu que ce système présente un avantage majeur par rapport aux systèmes électifs, sa simplicité apparente et la certitude qu'il offre. Puisque la succession se fait automatiquement en faveur du fils aîné ou du parent le plus proche, cela évite les débats, les campagnes politiques ou les élections contestées. Selon eux, les systèmes électifs risquent de semer le chaos en divisant la population en factions, déclenchant de longues querelles et, parfois, des guerres civiles en cas de désaccord sur les résultats. Cependant, la simplicité apparente de la monarchie héréditaire s'avère illusoire en pratique. À la mort d'un souverain, il est rare que ses héritiers ne voient pas leurs revendications contestées. Les familles royales se retrouvent souvent prises dans des réseaux complexes de mariage entre dynasties, de revendications concurrentes et de complications dues aux guerres, aux révolutions et aux conquêtes. Ces facteurs rendent fréquemment impossible l'établissement d'une succession claire et incontestable. L'histoire moderne illustre bien cette incertitude. En France, par exemple, 3 factions distinctes se sont disputées le trône, les Bourbons, les Orléans et les Bonaparte. Bien que chaque groupe revendiquât des droits d'héritage légitimes, aucun principe juridique cohérent ne permettait de déterminer lequel avait la plus forte légitimité. Les faits étaient trop complexes, les interprétations trop divergentes, et aucune autorité ne pouvait trancher définitivement la question. En fin de compte, de telles querelles de succession ne trouvent leur résolution que par la force, qu'il s'agisse de négociations, de manœuvres politiques ou de conflits armés. L'histoire des petites monarchies anciennes tournait largement autour des intrigues, des conflits et des luttes violentes pour le pouvoir entre familles rivales. Ce schéma devint particulièrement évident en Macédoine pendant l'absence de Pyrrhus, en Italie et en Sicile, notamment dans les événements entourant Lysimaque et son successeur. Ces circonstances illustrent de manière frappante la nature instable de la monarchie héréditaire, un phénomène que nous allons maintenant examiner. Après avoir chassé Pyrrhus de Macédoine, Lysimaque, alors âgé d'environ 70 ans, exerça le pouvoir avant le départ de Pyrrhus pour l'Italie. Sa carrière militaire remarquable avait commencé des décennies plus tôt sous Alexandre le Grand, auprès de qui il s'était distingué comme l'un des meilleurs généraux. Des récits légendaires relatent sa force et son courage exceptionnels durant sa jeunesse. Un récit évoque une chasse en Syrie, au cours de laquelle Lysimaque se retrouva seul face à un immense lion. Après une lutte acharnée, il parvint à tuer la bête, bien qu'il ait subi de graves blessures. Une autre histoire raconte que Lysimaque, tombé en disgrâce auprès d'Alexandre, fut condamné à une mort brutale, être jeté dans la fosse aux lions. Ce mode d'exécution servait 2 objectifs dans l'Antiquité. Il terrifiait les condamnés tout en maintenant les lions féroces pour de futures exécutions. Cependant, Lysimaque défia son destin. Jeté dans la fosse aux lions, il attaqua la bête à main nue
et parvint à la tuer. Cette démonstration extraordinaire de courage impressionna profondément Alexandre, qui décida de gracier Lysimaque et de le rétablir dans ses fonctions. Ces récits mettent en lumière la bravoure exceptionnelle de Lysimaque et annoncent la résilience dont il fera preuve tout au long de sa carrière tumultueuse. Après avoir servi sous les ordres d'Alexandre le Grand jusqu'à sa mort, Lysimaque reçut le contrôle de la Thrace, une région située à l'est de la Macédoine, lorsque l'immense empire d'Alexandre fut divisé entre ses généraux. Bien qu'il fût principalement connu comme roi de Thrace, il étendit par la suite son pouvoir en conquérant la Macédoine. La vie personnelle de Lysimaque fut marquée par des mariages tumultueux et des conflits familiaux. Sa deuxième épouse, Amastris, une princesse sicilienne et veuve, avait 2 fils issus d'un précédent mariage. Leur union prit fin lorsque Lysimaque l'abandonna, la laissant retourner en Sicile avec ses enfants. Là-bas, elle gouverna une ville en tant que régente pour ses jeunes fils. Cependant, cette situation se termina tragiquement. La relation entre Amastris et ses fils se dégrada au point qu'ils commirent un acte impensable en noyant leur propre mère pour s'emparer du pouvoir. Bien qu'il eût lui-même abandonné Amastris, Lysimaque fut outré par son assassinat. Il monta rapidement une expédition en Sicile, captura la ville et fit exécuter ses fils pour leurs crimes odieux. Après avoir mis fin à son mariage avec Amastris, Lysimaque épousa Arsinoé, une princesse égyptienne et fille de Ptolémée, le souverain d'Égypte. Que ce changement soit dû au charme d'Arsinoé ou à des querelles conjugales, le résultat fut sans équivoque. Amastris fut écartée et Arsinoé devint reine. Cependant, la présence d'Arsinoé apporta de nouveaux troubles à la cour de Lysimaque. Sa famille, les Ptolémées, était plongée dans de féroces rivalités, et son mariage avec Lysimaque attira son royaume au cœur de ces conflits. Un mariage ultérieur aggrava encore ces relations, intensifiant les hostilités et provoquant des événements catastrophiques au sein de la famille de Lysimaque. Le conflit au sein de la famille de Ptolémée prenait racine dans ces mariages. Après avoir épousé Eurydice, fille d'Antipater, Ptolémée accueillit à la cour sa cousine Bérénice en tant que dame de compagnie. Bien que les 2 femmes fussent au départ très proches, leur relation se transforma lorsque Bérénice conquit le cœur de Ptolémée. Il finit par l'épouser, transformant les anciennes amies en rivales. Le mariage de Bérénice avec Ptolémée donna naissance à plusieurs enfants, notamment Arsinoé, qui devint plus tard l'épouse de Lysimaque, et Ptolémée, qui succéda à son père sous le nom de Ptolémée, Philadelphe, 2e souverain de la dynastie ptolémaïque. Eurydice, de son côté, donna naissance à des enfants tels que Ptolémée Séronos et Lysandra. Ces mariages divisèrent la maison royale en 2 factions rivales, les descendants de Bérénice contre ceux d'Eurydice. La rivalité amère entre les 2 épouses engendra des années d'intrigues à la cour, chaque camp complotant continuellement contre l'autre. La famille royale se fractura à mesure que les alliances évoluaient et que les complots se multipliaient. Arsinoé, la fille de Bérénice, apporta l'influence de sa mère à la cour de Lysimaque en Thrace et en Macédoine. Cependant, son pouvoir se heurta à un contrepoids important. Agathoclès, le fils de Lysimaque, avait épousé Lysandra, la fille d'Eurydice. Ce mariage fit entrer directement le conflit égyptien dans la cour de Lysimaque, où Arsinoé et Lysandra devinrent des rivales acharnées. Les 2 femmes n'eurent de cesse de se nuire par tous les moyens possibles. Leur lutte plongea la maison de Lysimaque, à l'image de celle de Ptolémée auparavant, dans un réseau d'intrigues et de discordes qui finirait par déstabiliser à la fois la famille et le royaume. Dans cette lutte de pouvoir entre Arsinoé et Lysandra, Arsinoé disposait d'un avantage considérable en tant qu'épouse du roi Lysimaque, tandis que Lysandra n'était que sa belle-fille par son mariage avec Agathoclès. Cependant, Lysandra conservait une influence importante grâce à la réputation éclatante de son mari. Agathoclès s'était illustré au combat,
avait étendu les territoires du royaume et jouissait d'une large admiration de la part des soldats et des citoyens, qui le considéraient comme leur futur souverain. Cette popularité croissante d'Agathoclès attisait la jalousie et l'hostilité d'Arsinoé. Bien que les deux femmes fussent demi-sœurs, elles devinrent de féroces ennemies, un conflit enraciné dans la rivalité qui opposait leurs mères respectives. Se sentant menacé par l'ascension d'Agathoclès, Arsinoé ne cessa de conspirer contre lui, tandis qu'il s'efforçait de déjouer ses machinations. Arsinoé ne cessa de harceler Lysimaque, l'incitant à se méfier de son propre fils. « Mon grand roi, mon compagnon d'armes, mon amour véritable, tu n'es ni aveugle à ce qui se trame autour de toi, ni sourd aux murmures qui résonnent dans ta cour. Je suis épuisé de m'inquiéter plus pour ton règne que toi-même. La nuit, je perds le sommeil. Le jour, mes mains tremblent. Veux-tu être celui dont on se souviendra comme d'un roi renversé par son propre fils? Et moi, as-tu pensé à ce qu'il adviendra de moi? Tandis que tu trouveras ta place dans les palais des dieux, prendras-tu plaisir à me voir endurer les tourments qu'ils m'infligeront? J'ai affronté le monde pour toi, et pourtant, tu hésites à montrer la même préoccupation pour mon avenir. » Finalement, Arsinoé parvint à convaincre Lysimaque que son fils complotait pour s'emparer du trône. La véracité de cette accusation reste incertaine, mais Lysimaque fut persuadé. Sur les allégations de son épouse, il fit emprisonner Agathoclès et ordonna qu'il soit empoisonné. La mort d'Agathoclès plongea Lysandra dans le deuil et la terreur. Elle comprit qu'en Macédoine, ni elle, ni ses enfants, ni son frère Ptolémée Séronos, qui se trouvait alors à ses côtés, n'étaient en sécurité. Craignant pour leur vie, Lysandra s'enfuit avec ses enfants, Ptolémée Séronos et un petit groupe de fidèles en Asie, cherchant refuge auprès de Séleucos, roi de Syrie. Séleucos, un autre des généraux survivants d'Alexandre le Grand, avait alors plus de 75 ans, le même âge que Lysimaque. Bien qu'on aurait pu s'attendre à ce que ces souverains âgés aspirent à la paix dans leurs dernières années, leurs anciennes rivalités brûlaient encore aussi intensément qu'auparavant. Séleucos considéra l'arrivée de Lysandra comme une occasion de raviver le conflit. De nombreux nobles macédoniens et chefs exilés par les politiques répressives de Lysimaque avaient également trouvé refuge à la cour de Séleucos. Aux côtés de Lysandra et de Ptolémée Séronos, ils commencèrent à comploter pour envahir le royaume de Lysimaque et venger la mort d'Agathoclès. Séleucos honora Lysandra dans son palais et lui promit son soutien. « Je suis profondément désolé pour tout ce que vous avez enduré. Malheureusement, après la mort d'Alexandre, des parties de l'Empire sont tombées entre les mains d'hommes indignes. Croire que ceux capables de tuer des lions à main nue deviendraient de bons rois était une erreur. Depuis des années, j'observe Lysimaque déshonorer l'héritage d'Alexandre, attendant le bon moment pour agir. Aujourd'hui, vous êtes devenu mon opportunité. Votre quête de justice est un coup du destin qui m'offre la chance de laisser un héritage digne d'honorer Alexandre. À partir de ce jour, votre cause devient la mienne. Bientôt, le sang de ceux qui vous ont fait du tort imbibera les terres d'Asie mineure. » Plutôt que d'attendre l'invasion de Séleucos, Lysimaque prit l'initiative. Il rassembla une armée, traversa l'Hellespont et marcha en Asie mineure pour affronter son rival. Les deux armées se rencontrèrent en Phrygie, où une bataille féroce et décisive se solda par la défaite et la mort de Lysimaque. Avec l'élimination de Lysimaque, Séleucos lança son offensive. Il traversa l'Hellespont pour pénétrer en Europe, déterminé à ajouter la Thrace et la Macédoine à son empire en pleine expansion. Ptolémée Séronos, qui avait accompagné Séleucos tout au long de la campagne, y vit une occasion de poursuivre ses propres ambitions. Fils du roi d'Égypte Ptolémée et de la reine Eurydice, Ptolémée Séronos ne semblait initialement avoir aucune prétention légitime au trône macédonien. Pourtant,
Son grand-père maternel était Antipater, le général qui avait gouverné la Macédoine après la mort d'Alexandre le Grand. Le règne remarquable d'Antipater avait laissé un héritage durable et le peuple macédonien continuait de vénérer son nom. S'appuyant sur cette connexion, Ptolémée Séronos se déclara héritier légitime du trône de Macédoine, affirmant sa priorité sur tous les autres prétendants. Séronos entretenait des liens solides avec la Macédoine, ayant passé une grande partie de sa vie à la cour de Lysimaque après avoir fui l'Égypte. Il avait quitté son pays d'origine à la suite d'une querelle de succession avec son père, qui avait favorisé les enfants de sa seconde épouse, Bérénice, pour le trône d'Égypte. Le tempérament violent et instable de Séronos avait probablement influencé la décision de son père. Furieux, Séronos se rebella et se réfugia en Macédoine, où résidait sa sœur Lysandra. Pendant son séjour en Macédoine, Séraonos acquit une influence considérable à la cour de Lysimaque. Après l'empoisonnement d'Agathoclès, le mari de Lysandra, Séraonos rejoignit sa sœur pour chercher la protection de Séleucos. Lorsque Séleucos se prépara à la guerre contre Lysimaque, Séronos vit une opportunité à saisir. Il rejoignit la campagne, voyant en Séleucos non seulement un allié, mais aussi un moyen de revendiquer ce qu'il considérait comme son droit de naissance, le trône de Macédoine. Pour Séronos, cette guerre représentait bien plus qu'une simple vengeance. C'était la voie pour restaurer l'héritage de sa famille et sécuriser son propre pouvoir. Séleucos n'avait jamais eu l'intention de soutenir les ambitions de Ptolémée Séronos. Son seul objectif était l'expansion de son empire, et il considérait Séronos comme un simple subordonné utile, pas comme un partenaire de pouvoir. En prenant conscience de cette réalité, la nature perfide de Séronos le poussa à comploter l'assassinat de Séleucos. Ignorant le danger imminent, Séleucos poursuivit sa marche vers la Macédoine en traversant la Thrace sans prendre de précautions particulières. Au cours de son voyage, il atteignit une ville nommée Argos. Ce nom provoqua en lui une vive inquiétude. Il se souvint d'un avertissement donné par un oracle, qui l'avait mis en garde contre un lieu appelé Argos, où un grave danger l'attendait. Jusqu'à ce moment, il avait supposé que la prophétie faisait référence à Argos, en Grèce, ignorant l'existence d'un homonyme en Thrace. S'il avait été au courant de cet autre Argos, il aurait évité la région. Cette révélation troubla profondément Séleucos, et il résolut de quitter les lieux immédiatement. Cependant, le destin en décida autrement. Avant qu'il ne puisse agir, l'irréparable se produisit. Saisissant sa chance, Ptolémée Séronos s'approcha discrètement de Séleucos et lui enfonça une dague dans le dos, tuant le vieux roi sur le coup. Avec l'élimination de Séleucos, Séronos passa rapidement à l'action pour s'assurer le pouvoir. Il rassembla ses fidèles partisans, marcha sur la Macédoine et se proclama roi. La Macédoine était plongée dans le chaos, divisée par des factions concurrentes apparues au fil des années, chacune soutenant différents prétendants au trône. Séronos balaya d'un revers de main toutes les revendications rivales. Pour gagner les faveurs des partisans d'Antipater, il mit en avant son statut de petit-fils d'Antipater et d'héritier légitime. En même temps, il chercha à rallier les partisans de Lysimaque en se présentant comme le vengeur de leur roi déchu ayant éliminé Séleucos, l'homme qui avait causé la chute de Lysimaque. Cependant, malgré ses tentatives pour légitimer son règne, Séronos comprenait que son autorité reposait davantage sur la force militaire que sur le soutien populaire. Il entra en Macédoine non comme un successeur légitime prenant sa place, mais comme un conquérant déterminé à soumettre la population par la force. Une fois le pouvoir consolidé, Ptolémée Séronos se retrouva face à trois grands rivaux pour le trône macédonien, Antiochus, Antigone et Pyrrhus. Chaque prétendant basait sa revendication sur un mélange de conquêtes et de droits d'héritage, ce qui entraîna une lutte de pouvoir complexe. Antiochus, le fils de Séleucos,
revendiquait le trône par le biais de la récente conquête de la Macédoine par son père. Il affirmait que l'assassinat de Séleucos par Céraonos n'avait pas annulé ses droits, qui lui revenaient désormais en tant qu'héritier. Antigone, quant à lui, fondait sa revendication sur le règne précédent de son père Démétrios en Macédoine, un règne qui avait précédé la prise de pouvoir de Lysimaque. Il soutenait que ce règne antérieur donnait à sa famille la priorité sur tous les autres prétendants. Pyrrhus, qui avait lui-même régné sur la Macédoine par la conquête avant d'en être chassé par Lysimaque, affirmait que la chute de Lysimaque rétablissait automatiquement son droit au trône. Les revendications des 4 rivaux, Ptolémée, Céraonos, Antiochus, Antigone et Pyrrhus, étaient si inextricablement liées qu'une résolution pacifique était impossible. Le débat sur la légitimité céda finalement la place à la force brute. Celui qui parviendrait à s'emparer du trône et à le conserver régnerait. Le premier défi de Céronos vint d'Antigone, qui envahit la Macédoine avec une force combinée terrestre et navale depuis la Grèce. Dans le bref mais violent conflit qui s'ensuivit, Céronos vainquit Antigone sur les 2 fronts, renforçant ainsi son emprise sur le royaume et sa position face à ses autres adversaires. Après cette victoire, Céraonos négocia habilement des traités de paix avec ses rivaux restants, qui reconnurent sa royauté. Avec Pyrrhus en particulier, il conclut un accord en promettant un soutien militaire pour les campagnes italiennes et siciliennes de ce dernier. En fournissant 5000 fantassins, 4000 cavaliers et 50 éléphants de guerre, Céronos non seulement renforça les forces expéditionnaires de Pyrrhus, mais il s'assura également la paix nécessaire pour consolider son règne en Macédoine. Une fois sa position consolidée, en vainquant Antigone et en concluant la paix avec Antiochus et Pyrrhus, Ptolémée Céronos se retrouva face à un dernier obstacle, Arsinoé, la veuve de Lysimaque. Sa jalousie envers sa demi-sœur Lysandra avait déclenché les événements menant à la mort de son mari et au bouleversement de la Macédoine. Désormais déterminé à protéger ses revendications, Arsinoé se réfugia avec ses fils, les héritiers légitimes du trône de Lysimaque, dans la ville fortifiée de Cassandreia. Bien qu'elle manquât de ressources immédiates pour affirmer ses droits, Arsinoé renforça sa position et attendit une occasion favorable. Céraonos, voyant en Arsinoé et ses fils une menace pour son règne, élabora un plan. Plutôt que de prendre la ville d'assaut, il choisit la ruse. Il lui proposa un mariage, affirmant que leur union unirait leurs prétentions et ramènerait la paix dans le royaume. Il jura d'adopter ses fils comme les siens, offrant une solution apparemment harmonieuse au conflit. Céronos envoya des émissaires chargés de présents à Cassandreia pour convaincre Arsinoé. Honorable Arsinoé, comme vous le savez, le jeu des trônes est une entreprise à la fois périlleuse et pleine d'opportunités. Le destin m'a conduit à y participer. Pour revendiquer le pouvoir que les dieux m'ont confié, j'ai agi comme il le fallait. Beaucoup peuvent voir dans mes actions de la cruauté, mais en étudiant notre histoire, j'ai tiré une leçon précieuse d'Alexandre. Son attitude envers les épouses, les enfants et même les mères des rois vaincus m'a toujours inspiré. Il est de mon devoir d'adopter les principes de nos ancêtres. La manière la plus pacifique de mettre fin à ces troubles prolongés est que vous m'épousiez. Vos enfants seront traités comme les miens, et je vous donne ma parole qu'aucun mal ne leur sera fait. Même si vous ne pouvez me donner un héritier pour renforcer notre cause. De plus, entamer cette nouvelle ère aux côtés d'une reine noble et expérimentée, comme vous m'apporterez à la fois confiance et honneur dans les premières années de mon règne. Arsinoé accepta la proposition. Bien qu'ils fussent demi-frères et demi-sœurs, de tels mariages étaient courants et politiquement avantageux parmi la royauté de l'époque. Faisant confiance à ses promesses, elle ouvrit les portes de Cassandreia à Céronos et à ses forces. Une fois à l'intérieur,
Céronos révéla sa véritable nature. Il ordonna immédiatement l'exécution des 2 fils d'Arsinoé, éliminant ainsi leurs prétentions au trône. Arsinoé s'enfuit de la ville, probablement avec la permission implicite de Céronos, puisqu'elle ne représentait plus une menace sans ses enfants. La tuer n'aurait fait qu'ajouter une controverse inutile à ses actes déjà impitoyables. Après une période d'errance, Arsinoé trouva finalement refuge à la cour de son père Ptolémée à Alexandrie, loin de la traîtrise de Céronos. Ivrogne de fierté et d'assurance, Ptolémée Céronos croyait sa position de souverain de Macédoine inébranlable. Convaincu de son triomphe, il écrivit à son frère Ptolémée Philadelphe en Égypte, déclarant qu'il ne nourrissait plus aucun ressentiment quant à la perte du trône égyptien. Après tout, se vantait-il, il avait conquis un royaume encore plus vaste en Macédoine. Tandis que Céronos s'affairait à consolider son pouvoir, recrutant des troupes, fortifiant des villes et organisant son administration, il restait persuadé que rien ne pourrait ébranler son règne. Pourtant, sa confiance allait bientôt être brisée par une menace inattendue. Au-delà des frontières nord de la Macédoine et de la Thrace, le long du Danube, vivaient les Gaulois, un peuple de guerriers redoutables. Bien qu'ils finiraient par s'établir dans l'actuelle France, leur pouvoir à cette époque était centré dans leur territoire danubien. Alors que les Gaulois passaient des années à renforcer leur puissance et à préparer leur expansion, Céronos ignorait leurs mouvements. Son insouciance prit fin lorsque des envoyés gaulois se présentèrent à sa cour avec un ultimatum: payer un tribut en échange de la paix ou faire face à une invasion. Arrogant dans sa récente ascension au pouvoir, Céronos rejeta les exigences des Gaulois avec mépris. Il renvoya les envoyés avec un message de défi. Non seulement il refusait de payer pour la paix, mais il exigeait qu'ils lui livrent leurs principaux généraux comme otages. Furieux de cette réponse, les Gaulois se préparèrent à la guerre. Céronos, trop sûr de sa puissance militaire, rassembla ses forces et marcha vers le nord pour les affronter. Les 2 armées s'affrontèrent dans une bataille brutale. Céronos menait ses troupes du haut d'un éléphant, symbole de sa puissance et de son autorité. Pourtant, au milieu du chaos, il fut grièvement blessé. Son éléphant, probablement blessé lui aussi, devint incontrôlable et le projeta violemment au sol. Des guerriers gaulois se précipitèrent aussitôt sur le roi déchu, le décapitèrent et brandirent sa tête au bout d'une pique, exhibant leur trophée sur le champ de bataille. La vue de la tête tranchée de leur roi brisa le moral de l'armée macédonienne. La panique se répandit dans les rangs et les soldats prirent la fuite en désordre. Les Gaulois, enhardis par leur victoire, envahirent le champ de bataille en triomphe. L'orgueil et l'imprudence de Céronos lui avaient non seulement coûté la vie, mais avaient également laissé la Macédoine vulnérable à de nouvelles turbulences. La mort de Ptolémée Céronos raviva la lutte pour le trône de Macédoine, chaque prétendant réaffirmant ses droits. Le royaume plongea dans le chaos et l'anarchie. Profitant de la situation, les Gaulois dévastèrent les territoires nord de la Macédoine, semant la destruction sur leur passage. Bien qu'Antigone parvint à prendre le contrôle du trône, son autorité demeura fragile. De retour en Épire après ses campagnes en Italie, Pyrrhus découvrit l'état instable de la Macédoine. Opportuniste comme toujours, il se sentit attiré par cette possible conquête. Voyant le trône contesté par des rivaux qu'il ne considérait pas plus légitimes que lui-même, Pyrrhus commença à préparer une invasion, espérant s'emparer du pouvoir au milieu des troubles persistants. Chapitre 15. Des guerres sans fin. La vie de Pyrrhus fut marquée par un défaut tragique, son incapacité à s'engager dans un plan ou un objectif à long terme. Poussé par l'impulsion et une soif de danger plutôt que par une stratégie réfléchie, il trouvait son plaisir dans les exploits militaires purement pour leur excitation, aveugle aux implications plus larges. Bien que doté d'un talent et d'une force indéniables, ses efforts manquaient de la concentration et de la persévérance nécessaires
pour garantir un succès durable. Cette approche dispersée le conduisait à abandonner ses projets dès qu'une difficulté surgissait, surtout lorsque d'autres batailles, plus palpitantes, l'attiraient ailleurs. Pyrrhus incarnait l'individu talentueux qui gâche son potentiel par des ambitions dispersées. Sa renommée ne provenait pas d'accomplissements durables, mais de la simple promesse de ses capacités. Son génie militaire était incontestable. Il excellait dans l'organisation des armées, l'exécution des manœuvres stratégiques et la conduite des troupes sur le champ de bataille. Pourtant, ses victoires restaient vaines, car il lui manquait la patience et la détermination nécessaires pour les transformer en héritage durable. Son caractère agité le poussait à passer d'une entreprise à une autre. Il erra de la Macédoine à l'Italie, puis en Sicile, retourna en Italie avant de revenir en Macédoine. Bien qu'il ait remporté d'innombrables batailles et démontré des compétences remarquables dans chaque campagne, il ne mena jamais à terme aucune mission. Sa carrière devint une succession de débuts brillants qui ne laissèrent aucune trace durable. Après son retour d'Italie, Pyrrhus décida impulsivement d'envahir la Macédoine sans plan stratégique clair. Plutôt que de viser une conquête, il prévoyait une simple expédition de pillage, exploitant l'instabilité du royaume sous le règne faible d'Antigone. Pyrrhus justifia son agression en invoquant l'hostilité d'Antigone. Contrairement à Ptolémée Séronos, qui avait fourni des troupes pour les campagnes italiennes de Pyrrhus, Antigone avait refusé de lui apporter un soutien similaire lorsqu'il l'avait demandé. Pour Pyrrhus, cet affront constituait un prétexte suffisant pour lancer une invasion. La nécessité dictait aussi sa décision. Bien qu'il ait été contraint d'abandonner l'Italie, Pyrrhus était revenu avec une immense armée qui avait besoin de nourriture et de soldes. Ses campagnes en Italie avaient épuisé le trésor de son royaume, le laissant désespéré en quête de ressources. Persuadé que la guerre était sa seule option pour maintenir ses forces et préserver son autorité, Pyrrhus tourna son regard vers la Macédoine. Pour renforcer son armée, Pyrrhus recruta de nombreux Gaulois comme troupes auxiliaires. Antigone avait fait de même, profitant des conflits internes des Gaulois. Pyrrhus exploita habilement ces divisions, persuadant certaines forces gauloises de le rejoindre, tandis que d'autres restaient fidèles à Antigone. Avec ses préparatifs militaires achevés, Pyrrhus mena son armée à travers la frontière macédonienne, prêt à commencer sa campagne. Comme à son habitude, la campagne de Pyrrhus débuta par un succès rapide. Bien qu'il ait initialement prévu de se limiter à des raids sur la frontière macédonienne, ses victoires révélèrent bientôt une possibilité plus grandiose, renverser Antigone et reprendre le trône de Macédoine. Pyrrhus bénéficiait d'un fort soutien en Macédoine, où ses campagnes précédentes avaient mis en avant ses talents de chef militaire. Son apparence, son charisme et son style de combat rappelaient à beaucoup le grand Alexandre lui-même. Cette association avec leur légendaire conquérant incita les Macédoniens à accueillir avec enthousiasme le retour de Pyrrhus. Rapidement, Pyrrhus s'empara de plusieurs villes frontalières, consolidant son emprise sur la région. La rumeur de son succès se propagea à travers toute la Macédoine, inspirant de nombreuses cités à ouvrir leurs portes sans résistance. Les habitants voyaient en lui un sauveur capable de restaurer la gloire perdue du royaume, et les soldats de l'armée d'Antigone commencèrent à déserter pour rejoindre les rangs de Pyrrhus. Antigone, conscient de la menace grandissante, convoqua ses forces et marcha au-devant de Pyrrhus. Mais le moral de son armée avait été irrémédiablement ébranlé. Face à Pyrrhus, qui incarnait à leurs yeux la réincarnation d'Alexandre le Grand, de nombreux soldats d'Antigone choisirent de faire défection. En peu de temps, Pyrrhus se retrouva à la tête d'une armée renforcée par des renforts macédoniens et acculait Antigone à se replier vers la capitale, Péla. Alors que Pyrrhus avançait, les villes et les villages se rendaient volontairement ou rejoignaient activement sa cause. Même les garnisons et les troupes d'Antigone firent défection pour combattre sous la bannière de Pyrrhus.
Ce qui avait commencé comme une simple incursion de pillage se transforma en une invasion à grande échelle, avec Pyrrhus prêt à défier Antigone pour le contrôle de tout le royaume. La conquête de la Macédoine dépendait désormais d'une seule bataille décisive. Saisissant cette opportunité, Pyrrhus regroupa ses forces et pénétra plus profondément en territoire macédonien. Antigone se replia, cherchant un terrain défensif favorable, tandis que Pyrrhus le poursuivait inlassablement. Leurs forces se rencontrèrent finalement dans un défilé montagneux. Bien que les historiens antiques le décrivent comme un passage étroit, le champ de bataille devait inclure une zone plane importante, compte tenu de l'ampleur et de l'intensité de la bataille qui s'ensuivit. Le cœur de l'armée d'Antigone reposait sur la phalange macédonienne, une formation militaire extraordinaire qui révolutionna la guerre antique. Bien que Philippe, le père d'Alexandre le Grand, soit souvent crédité de sa création, il est plus probable qu'il ait perfectionné et popularisé un concept déjà existant. Une seule phalange comptait environ 4000 soldats, formant un rectangle compact, 16 rangs de 256 hommes chacun. Chaque soldat portait une épée courte pour le combat rapproché et un grand bouclier, mais la véritable puissance de la phalange résidait dans ses lances. Ces armes massives, mesurant entre 6 et 7 mètres de long, n'étaient pas lancées, mais maintenues fermement en position, leurs pointes en acier dirigées vers l'ennemi. La formation était si serrée que les lances des soldats du 5e rang dépassaient la ligne de front, offrant à chaque soldat de la première rangée 5 pointes de lance projetées devant lui, créant un mur d'acier presque impénétrable. Les soldats des rangs arrière posaient leurs lances sur les épaules de ceux qui se trouvaient devant eux, inclinant les pointes vers le haut pour créer une couche défensive supplémentaire. Leurs boucliers se chevauchaient, formant une barrière protectrice ininterrompue. En formation, la phalange avançait comme une force unifiée, une machine de guerre intimidante, semblable à une créature massive et blindée hérissée de lances d'acier. Son avance méthodique sur le champ de bataille inspirait la terreur chez les ennemis, tout en se révélant dévastatrice. La phalange était presque impossible à percer avec des armes à distance. Les flèches, les dards et les javelots rebondissaient simplement sur le mur de bouclier et tombaient sans causer de dommages. Le combat rapproché était tout aussi futile. Les attaquants ne pouvaient atteindre les soldats sans être empalés par le mur de lance. Même les charges de cavalerie, habituellement efficaces pour briser les formations d'infanterie, échouaient contre la phalange. Les rangs denses et les pointes de lance saillantes créaient une barrière mortelle qui transperçait chevaux et cavaliers. La phalange macédonienne fut l'une des innovations militaires les plus redoutables de l'Antiquité, combinant une discipline absolue avec une défense coordonnée. Son impact, tant sur le plan tactique que psychologique, transforma les méthodes de guerre de l'époque. La formation et le commandement d'une phalange exigeaient un entraînement rigoureux, tant pour les officiers que pour les soldats, une discipline dans laquelle les Macédoniens excellaient. Cependant, les auxiliaires étrangers présents dans les armées macédoniennes conservaient généralement leur propre commandement et leurs méthodes de combat traditionnelles. Ainsi, tandis que l'armée d'Antigone se retirait devant Pyrrhus, elle était divisée en 2 groupes distincts, la phalange macédonienne à l'avant et d'importantes forces gauloises à l'arrière, combattant selon leur style natif. Dans la vallée étroite où Pyrrhus rattrapa finalement les forces d'Antigone, les Gaulois formèrent la première ligne de défense. Leur formation s'étendait sur toute la largeur de la vallée, bloquant l'accès à la phalange derrière eux. La phalange, bien qu'avancée, ne disposait pas d'un espace suffisant pour engager le combat initial. Entre ces 2 forces se trouvait un contingent d'éléphants de guerre, positionnés comme seconde ligne défensive. Pyrrhus lança un assaut féroce contre les Gaulois. Bien qu'ils défendirent résolument leur position, son attaque implacable écrasa presque entièrement leurs forces. Après avoir vaincu les Gaulois, l'armée de Pyrrhus avança vers les éléphants. Encore galvanisés par leur victoire,
ils encerclèrent rapidement les gigantesques bêtes, empêchant leurs cornacs de se défendre. Les gardiens des éléphants, voyant qu'ils n'avaient aucune issue, se rendirent sans résistance. Il ne restait plus que la phalange macédonienne. Les soldats de la phalange s'étaient réorganisés pour faire face à l'ennemi qui avançait, tenant fermement leur formation défensive, leurs longues lances pointant vers l'extérieur comme les piquants d'un porc-épic. Pyrrhus et ses troupes approchèrent prudemment, s'arrêtant devant le redoutable mur de lances. À cheval devant son armée, Pyrrhus observa attentivement la phalange. Il reconnut de nombreux visages familiers, des officiers avec qui il avait combattu lors de ses précédentes campagnes en Macédoine. Il les interpella par leurs noms, évoquant avec chaleur les batailles et la fraternité qu'ils avaient de partager. Touchés par cette reconnaissance personnelle de la part d'un commandant légendaire, les officiers écoutèrent avec attention, tandis que Pyrrhus dénonçait Antigone comme un usurpateur et se présentait comme le roi légitime de la Macédoine, les invitant à rejoindre sa cause. Pyrrhus, s'adressant à la phalange macédonienne. « Frères, regardez bien, je ne vous suis pas étranger. Beaucoup d'entre vous, je vous connais par votre nom, car nous avons combattu côte à côte sur le champ de bataille, pour la gloire de la Macédoine. Nous avons saigné ensemble, enduré ensemble, et remporté des victoires ensemble. Vous souvenez-vous de ces jours? À présent, vous vous tenez derrière Antigone, un homme qui revendique ce qui ne lui appartient pas, un usurpateur qui n'a aucun droit de se proclamer votre roi. Mais moi, Pyrrhus, je suis du même sang que vos ancêtres, un héritier légitime du trône de Macédoine. Je ne viens pas ici en ennemi, je viens pour restaurer l'honneur et la grandeur de notre patrie. Regardez l'armée derrière moi, elle ne marche pas par avidité, mais par loyauté envers la cause de la Macédoine. Ne laissez pas vos lances nous séparer, frères. Rejoignez-moi et ensemble, nous rendrons à la Macédoine la fierté qu'elle connaissait autrefois sous Alexandre. Le choix vous appartient. Combattez-vous pour un imposteur ou vous tiendrez-vous aux côtés d'un vrai roi? Séduits par la personnalité magnétique de Pyrrhus et ses paroles persuasives, les officiers lui jurèrent fidélité. La phalange entière suivit leur exemple, changeant d'allégeance d'un seul mouvement. Abandonné par ses forces, Antigone prit la fuite du champ de bataille avec seulement quelques compagnons fidèles, laissant Pyrrhus maître de la Macédoine. Après avoir pris le contrôle du royaume macédonien, Pyrrhus dut faire face à une résistance persistante de la part d'Antigone, qui s'était retirée sur la côte et conservait le contrôle de plusieurs villes maritimes. Bien que la prétention d'Antigone au trône fût pratiquement terminée, quelques villes de l'intérieur défièrent initialement l'autorité de Pyrrhus. Celui-ci écrasa rapidement cette résistance et installa des garnisons gauloises dans les villes conquises pour maintenir l'ordre. Les bouleversements politiques ayant pris fin, il devint nécessaire de stabiliser le gouvernement et de sécuriser le règne de Pyrrhus. Cependant, ceux qui connaissaient le caractère de Pyrrhus savaient qu'il n'était pas adapté à cette tâche cruciale. Bien qu'il fût brillant sur le champ de bataille, il manquait de la prévoyance et de la détermination nécessaires pour consolider le pouvoir et établir une gouvernance efficace. Son talent pour remporter des batailles était égalé seulement par son incapacité à préserver et à tirer parti de ses victoires. Au lieu de stabiliser son règne, le gouvernement de Pyrrhus aggrava les conditions en Macédoine. Les Gaulois qu'il nomma à la tête des villes conquises devinrent des oppresseurs, gouvernant avec brutalité et pillant à leur guise. Cette tyrannie suscita un large mécontentement, et les citoyens présentèrent leurs doléances à Pyrrhus. Mais lui, n'ayant aucun intérêt pour les affaires civiles, ignora leurs supplications. S'il prospérait dans la bataille, il trouvait les tâches essentielles du leadership, écouter les plaintes, peser les preuves et élaborer des solutions ennuyeuses et fastidieuses. L'avenir du règne de Pyrrhus en Macédoine, s'il avait continué, reste une question de spéculation. Sa négligence avait déjà semé des graines profondes de discorde. Pourtant, comme auparavant,
le destin lui offrit une échappatoire à ses problèmes croissants. Lorsqu'une invitation à participer à une nouvelle campagne militaire à l'étranger lui parvint, Pyrrhus saisit avec empressement cette opportunité, abandonnant la Macédoine sans la moindre hésitation. Chapitre 16. La révolution spartiate. Le conflit qui poussa Pyrrhus à intervenir naquit d'un différend familial au sein de la famille royale de Sparte. Sparte, cité dominante du Péloponnèse et centre d'un puissant royaume militariste, possédait une structure gouvernementale unique. Contrairement aux monarchies traditionnelles, Sparte était dirigée par 2 rois simultanément, chacun représentant une dynastie héréditaire distincte. Ce système différait de l'organisation consulaire romaine, car les rois spartiates héritaient de leur position au lieu d'être élus. Cette double monarchie inhabituelle remontait à un incident ancien, lorsqu'un roi spartiate mourut soudainement, laissant derrière lui des fils jumeaux, sans préciser lequel serait l'héritier. Lorsqu'on interrogea leur mère, elle affirma ne pas savoir lequel des 2 enfants était né le premier. Les Spartiates consultèrent alors l'oracle de Delphes, qui leur donna une réponse énigmatique, faite des 2 enfants des rois, mais accordée de plus grands honneurs à l'aîné. Ce décret établit le principe de la gouvernance partagée, mais la question restait de savoir comment identifier l'aîné des jumeaux. Les Spartiates trouvèrent une solution ingénieuse. Ils observèrent attentivement la mère, pensant qu'elle révélerait inconsciemment l'identité de l'aîné à travers ses comportements de soins. Cette méthode s'avéra efficace, permettant d'identifier le premier-né. Comme l'avait ordonné l'oracle, les 2 fils devinrent rois, mais l'aîné reçut des honneurs supérieurs. Par la suite, les 2 frères épousèrent des sœurs jumelles, établissant ainsi 2 dynasties royales distinctes, qui co-gouvernèrent Sparte pendant des générations. Cette diarchie unique distinguait Sparte des autres monarchies conventionnelles. Cependant, cette double royauté n'était pas exempte de problèmes. Des luttes de pouvoir éclatèrent fréquemment, et après 2 siècles, le système sombra dans le chaos, menaçant la stabilité du royaume. Ce fut alors que Lycurgue, le législateur célèbre, intervint. Ses réformes et ses lois non seulement restaurèrent l'ordre, mais transformèrent également Sparte en un État puissant et discipliné. Le succès de Lycurgue dans la mise en œuvre de ces réformes tenait autant à sa sagesse qu'à sa position unique au sein de la famille royale spartiate. En tant que fils cadet d'un des rois spartiates, il possédait à la fois l'influence et la légitimité nécessaires. Son père mourut tragiquement après avoir été poignardé avec un couteau de cuisine en tentant de séparer 2 personnes en train de se battre. Après la mort de son père, le frère aîné de Lycurgue, Polydecte, hérita du trône, mais mourut peu après. Bien que la veuve de Polydecte fût enceinte et que l'enfant à naître, s'il s'agissait d'un garçon, aurait un droit légitime au trône, Lycurgue prit temporairement le contrôle du gouvernement. Il avait pleinement l'intention de transférer le pouvoir à l'héritier légitime lorsque le moment serait venu. Cependant, la reine, soupçonnant Lycurgue de vouloir conserver le pouvoir de façon permanente, lui fit une proposition choquante, motivée par son ambition. « Mon cher roi Lycurgue, votre splendeur et votre sagesse éblouissent mes yeux. J'aurais préféré porter votre héritier dans mon ventre. En vérité, il n'est pas trop tard pour que cela devienne possible. Je suis une reine, et je le resterai. Pour sécuriser votre règne, je m'offre à vous. Je dois avouer que j'ai toujours été captivée par votre caractère et votre prestance. Le destin nous crie que nos chemins doivent s'unir. Si vous me prenez comme femme, me déclarez votre reine, et me permettez de réchauffer votre lit, je m'assurerai que l'enfant que je porte ne vous fasse pas obstacle. À sa naissance, je l'éliminerai et vous offrirai des dizaines d'héritiers à la place. Prenez-moi dans vos bras, et ne manquez pas l'occasion de devenir le roi d'une véritable reine. » Lycurgue feignit d'accepter la proposition, disant à la reine « Attendez que l'enfant soit né. Ensuite, je m'occuperai de tout. Il serait plus prudent que je gère la situation moi-même. » Lycurgue donna alors secrètement des instructions à ses serviteurs. Si l'enfant était un garçon,
Il devait immédiatement lui apporter le nouveau-né, peu importe où il se trouvait ou ce qu'il faisait. Si c'était une fille, il devait la laisser aux soins des domestiques de la reine. Lorsque l'enfant naquit et que l'on découvrit qu'il s'agissait d'un garçon, les serviteurs l'apportèrent directement à Lycurgue. La reine, persuadée que leur prétendu accord était en cours d'exécution, resta sereine, convaincue que cela garantirait son accès au pouvoir. Cependant, Lycurgue avait conçu un tout autre plan. Il amena l'enfant devant l'assemblée publique et le présenta comme l'héritier légitime du trône, affirmant son engagement indéfectible à protéger la succession héréditaire. Cette action audacieuse sauva non seulement la vie de l'enfant, mais elle démontra également l'intégrité de Lycurgue, gagnant ainsi le respect et la confiance profonds des citoyens spartiates. Lorsque les serviteurs apportèrent le nouveau-né à Lycurgue, il était en train d'accueillir une réunion de figures importantes de Sparte, des nobles, des généraux et des dirigeants de l'État. Le moment semblait délibéré, anticipant cet événement majeur. Lorsque les serviteurs entrèrent avec l'enfant, Lycurgue prit le bébé dans ses bras et, le levant bien haut, proclama « Spartiates, je vous présente votre roi nouveau-né. » L'assemblée éclata en cris de joie alors que Lycurgue nomma l'enfant Charilaos, signifiant « chéri du peuple ». Les actions de Lycurgue démontrèrent une noblesse et un désintéressement remarquables. En reconnaissant publiquement le nourrisson comme héritier légitime, il renonçait à toute prétention au trône et acceptait de redevenir un simple citoyen. De tels gestes d'humilité et d'intégrité étaient rares, en particulier parmi les fils de rois. Par cet acte, Lycurgue gagna un respect et une admiration sans précédent de la part du peuple spartiate. Les Spartiates le nommèrent rapidement protecteur et régent du jeune roi jusqu'à sa majorité, consolidant ainsi l'influence et la position de Lycurgue au sein de la communauté. Malgré cette reconnaissance générale, Lycurgue rencontra une vive opposition d'une petite mais déterminée faction. Son principal adversaire était la reine, dont il avait contrecarré les ambitions. Sa colère provenait non seulement de son plan avorté, mais aussi du rejet de sa proposition de mariage par Lycurgue. Cette humiliation se transforma en une profonde hostilité persistante. La reine trouva un allié en la personne de son frère Léonidas, qui devint le critique le plus virulent de Lycurgue. Lors d'une confrontation particulièrement vive, Léonidas dénonça publiquement Lycurgue. « Ton affichage de désintéressement et de dévouement envers le jeune roi n'est qu'une mascarade. Tu ne fais que gagner du temps en complotant pour éliminer l'enfant et prendre le trône pour toi-même. Il ne faudra pas longtemps avant que tes véritables ambitions ne se dévoilent, et tout le monde verra l'hypocrisie et la perfidie de tes actes. » Ce conflit marqua le début des plus grandes épreuves de Lycurgue. Bien qu'il jouît de la confiance et de l'admiration de la majorité des Spartiates, ses ennemis menaçaient sa position et ses plans pour guider le royaume. Sa réponse face à ces défis et le succès qu'il remporta en mettant en œuvre ses réformes visionnaires définirent son héritage comme l'un des plus grands dirigeants de Sparte. Confronté aux accusations et aux menaces de ses adversaires, Lycurgue réagit non pas avec colère, mais avec une profonde réflexion. Après avoir évalué la situation, il conclut que le meilleur moyen de dissiper toute suspicion serait de se retirer entièrement de Sparte. Il comprit que, malgré toutes les précautions, si le jeune roi venait à être blessé ou assassiné, il en serait probablement tenu pour responsable. Afin de protéger sa réputation et de lever tout doute sur son intégrité, Lycurgue prit la décision de s'éloigner de Sparte jusqu'à ce que le roi Charilaos atteigne l'âge adulte. Avant de partir, Lycurgue organisa tout avec minutie. Il confia la garde du jeune roi à des tuteurs irréprochables et mit en place un gouvernement provisoire chargé de superviser les affaires de la cité pendant son absence. Une fois ces dispositions prises, il fit ses adieux à sa patrie et entreprit un long voyage qui allait devenir une quête de savoir et de découverte. Pendant de nombreuses années, Lycurgue parcourut le monde connu afin d'étudier les plus grandes civilisations.
son périple débuta en Crète, une île influente au sud de la mer Égée, où il examina les systèmes politiques, l'histoire et le tissu social des cités crétoises. De là, il se rendit en Asie mineure pour observer le gouvernement des grandes capitales de la région. En Égypte, il s'immergea dans les connaissances et traditions anciennes de la civilisation du Nil. Il poursuivit ensuite son voyage vers l'ouest, longeant la côte nord de l'Afrique, avant d'atteindre l'Espagne. Tout au long de son parcours, Lycurgue étudia avec soin les philosophies, les gouvernements et les réalisations culturelles de chaque société qu'il visita. Son objectif était clair: comprendre quels éléments favorisaient la prospérité nationale, la stabilité et le bien-être des citoyens. Pendant l'absence de Lycurgue, Sparte sombra dans le désordre. Lorsque Charilaos atteignit l'âge adulte et monta sur le trône, son tempérament doux se révéla mal adapté à l'exercice du pouvoir. Manquant de fermeté et de détermination, il peina à faire face aux défis du gouvernement. Des conflits éclatèrent non seulement entre Charilaos et son co-roi, mais également entre la monarchie et les nobles, ainsi que les citoyens de Sparte. Peu à peu, le respect des Spartiates envers leurs dirigeants s'éroda et l'autorité royale commença à s'effondrer. Dans ce climat de dégradation, les Spartiates se mirent à se remémorer avec nostalgie le leadership de Lycurgue. Ils se souvenaient de la stabilité, de l'efficacité et de la justice qui avaient caractérisé son gouvernement, des qualités qui contrastaient fortement avec l'incapacité de leurs dirigeants actuels. La clairvoyance, la détermination et le désintéressement de Lycurgue leur apparaissaient désormais comme des traits d'une grandeur exceptionnelle. Alors que le contraste entre la noble conduite de Lycurgue et la gouvernance faible et mesquine de leur roi actuel devenait de plus en plus évident, un seul désir s'imposa dans tout Sparte. Le peuple aspirait au retour de Lycurgue pour rétablir l'ordre dans leur cité troublée. Alors que la situation à Sparte continuait de se dégrader, même les rois se joignirent aux appels pour le retour de Lycurgue. Malgré les demandes répétées, tant de la part des citoyens que de la royauté, Lycurgue poursuivit ses études à l'étranger. Finalement, Sparte envoya des ambassadeurs officiels qui exposèrent sans détour l'instabilité du royaume. Ils admirent que leurs rois n'étaient que des figures de proue, portant les titres royaux sans en avoir les compétences nécessaires pour gouverner. Ils supplièrent de Lycurgue de revenir pour rétablir l'ordre et sauver leur patrie du chaos. Touché par l'urgence de leur appel et profondément préoccupé par l'état critique de Sparte, Lycurgue finit par accepter de rentrer. À son arrivée, il entreprit une évaluation minutieuse de la situation. Il examina l'état des institutions, consulta les figures influentes de la cité et reprit contact avec le peuple afin de comprendre ses besoins et préoccupations. Cette analyse approfondie lui permit d'élaborer un plan de réorganisation du gouvernement et de réforme des institutions publiques. Lycurgue présenta ensuite son projet aux citoyens les plus éminents de Sparte, cherchant à obtenir leur soutien pour les principales dispositions de la nouvelle constitution qu'il proposait. Une fois le soutien suffisant acquis, il se prépara à introduire formellement le nouveau système, visant à restaurer l'ordre et à établir une gouvernance stable et juste pour Sparte. Afin d'obtenir un soutien populaire, Lycurgue chercha d'abord à obtenir l'approbation divine. Il quitta Sparte sous prétexte de consulter l'oracle de Delphes. À son retour, il apporta une proclamation prétendument émanant des dieux. Lycurgue est aimé des dieux, et lui-même touche au divin. Les lois qu'il a conçues sont parfaites, et sous leur égide naîtra une communauté qui deviendra la plus renommée du monde. Cette déclaration de l'oracle impressionna profondément les Spartiates, inspirant une vénération pour Lycurgue et ses réformes. Pourtant, il ne prit aucun risque. Le matin de la mise en œuvre du nouveau gouvernement, il positionna des troupes armées dans tout le marché. Lorsque les citoyens sortirent de chez eux, ils découvrirent leur cité sous contrôle militaire. Cette démonstration de force sema la panique parmi la population. Le roi Charilaos,
terrifié, crut à une rébellion contre son autorité. Convaincu que sa vie était en danger, il chercha refuge dans un temple. Lycurgue envoya rapidement un message pour le rassurer, affirmant qu'aucun mal ne lui serait fait et que sa position royale resterait intacte. Rassuré, Charilaos quitta son sanctuaire et finit par soutenir les réformes de Lycurgue. Lycurgue déclara alors sa vision pour Sparte. Citoyens de Sparte, écoutez mes paroles. Le chemin que nous empruntons n'est pas celui de la facilité ni de l'indulgence, mais celui du devoir, de la force et de l'unité. Notre cité ne sera pas connue pour ses richesses ou ses luxes, mais pour son courage, sa discipline et sa détermination inébranlable. À partir de ce jour, Sparte se transformera en une forteresse d'excellence. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant vivra avec un seul objectif: servir le bien commun de notre État. Nos vies reflèteront l'ordre et la rigueur d'un camp militaire où la discipline sera notre bouclier et l'endurance notre arme. Il n'y aura plus de distinction entre les riches et les pauvres, car la richesse ne fait qu'engendrer la division. Notre valeur sera mesurée par notre force de caractère, par notre capacité à endurer et par notre volonté de nous sacrifier pour le bien commun. Que les jeunes soient élevés avec un feu dans le cœur, prêts à affronter les épreuves sans fléchir, et que les anciens soient des piliers de sagesse et de conseil. L'excès matériel n'aura aucune place à Sparte. Nous éliminerons les distractions du luxe et nous concentrerons uniquement sur ce qui est nécessaire à la préservation de notre État et de notre mode de vie. Le courage, la résilience et le désintéressement nous définiront, car ce sont ces vertus qui assureront notre survie et garantiront notre héritage. Voici la vision que je vous apporte. Une Sparte unie, disciplinée et invincible. Ensemble, nous bâtirons une cité qui restera un symbole de force à travers les âges. Notamment, Lycurgue refusa de consigner ses réformes par écrit. Il croyait fermement que les intégrer dans la vie quotidienne des citoyens garantirait leur pérennité à travers la tradition vivante et la pratique, plutôt que par des décrets écrits. Une fois son système solidement établi, Lycurgue annonça son intention de partir pour un nouveau voyage, confiant aux Spartiates la responsabilité de préserver leur nouveau gouvernement. Avant de quitter la cité, il leur fit prêter un serment solennel. Ils jurèrent de ne jamais modifier son système jusqu'à son retour. Mais Lycurgue, dans son esprit rusé, n'avait aucunement l'intention de revenir. Grâce à cette astuce, il s'assura que ces réformes perdureraient, car les Spartiates, liés par leur serment, maintinrent son système pendant plusieurs générations. Le gouvernement spartiate, façonné par les réformes de Lycurgue, avait perduré environ 5 siècles à l'époque de Pyrrhus. Durant cette période, Sparte avait affronté d'innombrables guerres, tant défensives qu'offensives, ainsi que de nombreuses crises et calamités. Cependant, les caractéristiques fondamentales du système de Lycurgue, discipline, austérité et prouesse militaire, restèrent profondément ancrées dans la société. Les Spartiates continuaient d'inspirer respect et crainte pour leur esprit indomptable et leur détermination sans faille. C'est de cet état redoutable qu'émana un appel à l'aide adressé à Pyrrhus en raison d'un différend au sein de la famille royale. Le requérant, Cléonyme, un fils cadet d'un roi spartiate, cherchait à résoudre une crise de succession qui avait éclaté après la mort de son père. Cléonyme avait un frère aîné, Acrotatus, qui aurait dû hériter du trône si la mort ne l'avait pas emporté avant leur père. Cependant, avant le décès du roi, Acrotatus laissa derrière lui un fils nommé Aréus. À la mort du vieux roi, Aréus, désormais un homme mûr avec son propre fils adulte, revendiqua le trône. Cléonyme contesta amèrement cette revendication, faisant valoir que son statut de fils survivant du roi lui conférait un droit plus légitime à régner qu'Aréus, qui n'était que le petit-fils du roi. Les Spartiates rejetèrent l'argument de Cléonyme et confirmèrent Aréus comme roi. Cette décision, perçue comme une insulte,
laissa Cléonime bouillir de ressentiment, le poussant finalement à demander l'aide de Pyrrhus pour obtenir ce qu'il considérait comme son héritage légitime. Après l'accession d'Aréus au trône, celui-ci partit pour la Crète, laissant Sparte sous la gouvernance de son fils Acrotatus. Déjà empli de ressentiment envers la famille royale, Cléonime nourrissait une animosité particulière à l'encontre d'Acrotatus. Cette hostilité se transforma rapidement en haine absolue à la suite d'une série d'événements qui aboutirent à une profonde humiliation personnelle. Bien que leur différence d'âge fût considérable, Cléonime avait épousé Chélidonis, une jeune et ravissante princesse issue de la famille royale spartiate. Cependant, Chélidonis n'éprouvait aucun amour pour son mari et entama une romance avec le jeune et charismatique Acrotatus. Cette trahison plongea Cléonime dans une rage jalouse. Humilié et furieux, il quitta Sparte, animé par un désir de vengeance. Cléonime se rendit au nord, en Macédoine, pour rencontrer Pyrrhus, un souverain connu pour ses ambitions militaires. Dans une supplication passionnée, Cléonime dénonça Acrotatus et Aréus comme des usurpateurs et implora Pyrrhus de l'aider à les renverser. En guise d'incitation, il promit à Pyrrhus l'occasion de devenir une puissance dominante dans le Péloponnèse. Le projet de conquête éveilla immédiatement l'esprit aventureux et les ambitions territoriales de Pyrrhus. Attiré par la perspective de nouvelles campagnes glorieuses, il décida d'abandonner ses intérêts en Macédoine pour diriger son armée vers le Péloponnèse. Cette décision rendit inévitable l'invasion de Sparte par Pyrrhus. Il convoqua son conseil de guerre et s'adressa à ses généraux. « Mes amis, un nouvel appel à la grandeur nous est parvenu. Sparte, une terre connue depuis des siècles pour son courage, sa discipline, son gouvernement et son unité, a désormais besoin de mon soutien. Le chaos, les troubles et la trahison gangrènent leur maison royale. Une fois encore, les peuples se tournent vers moi, convaincus que je suis le seul à pouvoir rétablir l'ordre et la justice. Nous ne pouvons ignorer cet appel. Les succès que nous avons obtenus en Italie et en Sicile résonnent encore à travers le monde. Bien que nous ayons été trahis en Italie, notre passage a laissé une marque indélébile sur ces terres. Le moment est venu de placer Sparte sous notre contrôle et d'en faire une partie intégrante de l'Épire. Assurément, la colère des dieux qui s'était abattue sur moi a désormais pris fin. Ils m'ont suffisamment mis à l'épreuve. Aujourd'hui, ils prouvent leur faveur en éclairant mon chemin et en offrant de nouvelles opportunités de façonner les civilisations. Préparez vos forces sans tarder. Pour la gloire de la victoire, votre roi est prêt, encore une fois, à se tenir en première ligne et à affronter Sparte. Chapitre 17. Le siège de Sparte. En réponse à l'appel de Cléonime, Pyrrhus entama des préparatifs étendus pour sa campagne. Il rassembla des troupes issues de Macédoine et d'Épire, leva des impôts, sécurisa des provisions militaires et prit toutes les mesures nécessaires pour mener à bien cette ambitieuse expédition. Les préparatifs prirent du temps, et ce n'est que l'année suivante que Pyrrhus fut prêt à partir. Son armée comprenait environ 25 000 fantassins, 2 000 cavaliers et 24 éléphants de guerre. Ne jugeant ni Ptolémée ni Hélénos, ses deux fils, suffisamment mûrs pour gérer les affaires de Macédoine ou d'Épire en son absence, Pyrrhus les emmena avec lui. Il avait alors environ 45 ans. Si Cléonime pensait que Pyrrhus venait en Grèce uniquement en tant qu'allié pour le soutenir contre Aréus et le placer sur le trône, Pyrrhus nourrissait en réalité des ambitions bien plus vastes. Son véritable objectif était de se servir de cette invasion comme prétexte pour conquérir et annexer toute la Grèce. Il prit soin de dissimuler ses véritables intentions à Cléonime. Lorsque la nouvelle de l'approche de Pyrrhus parvint à Sparte, elle provoqua une grande inquiétude. La réputation de Pyrrhus en tant que brillant stratège militaire le précédait,
et la vue d'une force aussi redoutable progressant vers leur territoire alarma profondément les Spartiates. Pourtant, fidèles à leur légendaire résolution, les Spartiates ne cédèrent pas à la panique et commencèrent à organiser leur défense. Dans une tentative de retarder l'avancée de Pyrrhus et de découvrir ses véritables intentions, les Spartiates envoyèrent des émissaires à sa rencontre pour l'interroger sur sa présence sur leur terre. Pyrrhus leur répondit par des propos vagues et trompeurs. Il affirma n'avoir aucune intention hostile envers Sparte et expliqua que sa mission se limitait à libérer d'autres cités du Péloponnèse du joug étranger. Bien que ces assurances ne convainquirent pas les Spartiates, elles permirent à Pyrrhus de gagner du temps tout en poursuivant sa progression. À mesure que son armée avançait, les forces de Pyrrhus capturèrent et pillèrent plusieurs localités sur le territoire spartiate. Alarmés, les Spartiates envoyèrent de nouveaux émissaires pour le confronter directement et lui demander des explications. Ils l'accusèrent d'avoir violé les coutumes de la guerre en attaquant sans déclaration préalable des hostilités. Pyrrhus rejeta leurs protestations d'un ton cinglant. « Vous, Spartiates, annoncez-vous toujours vos intentions au monde entier avant d'agir. Vous qui êtes si fiers de vos actions rapides et décisives, envoyez-vous des héros à chaque cité-État pour leur faire part de vos plans ?» Cette réponse révéla sans ambiguïté que la véritable cible de Pyrrhus était Sparte elle-même. Les émissaires skieurs spartiates, loin de se laisser intimider, lui répondirent avec défi. « Qu'il y ait guerre, donc, si c'est ce que vous cherchez. Nous ne craignons ni les dieux, ni les hommes. Si vous êtes un dieu, vous n'avez aucune raison de nous nuire, car nous ne vous avons fait aucun tort. Si vous êtes un homme, sachez que Sparte est capable de produire des guerriers, capable de rivaliser avec n'importe quel adversaire. » Avec ces paroles, les envoyés retournèrent à Sparte, où les citoyens redoublèrent d'efforts pour préparer les défenses de la ville. Dès le soir, l'armée de Pyrrhos atteignit les murs de la ville. Cléonymos, connaissant bien l'esprit résolu des Spartiates, exhorta Pyrrhos à lancer une attaque nocturne immédiate. Il l'avertit que patienter jusqu'au matin donnerait aux Spartiates un temps précieux pour renforcer leur défense. Cependant, Pyrrhos rejeta ce conseil. Extrêmement confiant dans sa victoire, il ne voyait aucune raison de se presser. Certains récits suggèrent qu'il souhaitait éviter le chaos d'une attaque nocturne, craignant que ses soldats pillent la ville de manière désordonnée et lui privent sa part légitime du butin. Il pensait que la lumière du jour lui permettrait de mieux contrôler ses troupes ainsi que les richesses capturées. Sûr de sa décision, Pyrrhos ordonna à son armée d'établir un camp sur la plaine située devant la ville. Ses soldats dressèrent leurs tentes et s'installèrent pour la nuit, prêts à lancer l'assaut à l'aube. Derrière les murs de la ville, une activité frénétique éclata. Le Sénat spartiate se réunit pour aborder les questions urgentes, la principale étant une proposition controversée visant à évacuer les femmes. Le plan visait à les protéger d'éventuelles atrocités, au cas où les forces de Pyrrhos franchiraient les défenses. La proposition suggérait que les femmes puissent s'enfuir à la tombée de la nuit par le côté opposé au camp de Pyrrhos, rejoindre la côte et s'embarquer pour la Crète, où elles seraient en sécurité. Cela garantirait la survie des femmes et des enfants, quel que soit le sort réservé aux défenseurs de la ville. La proposition fut rapidement et fermement rejetée par les femmes spartiates, qui refusèrent catégoriquement d'abandonner leurs pères, maris et frères en cette heure de péril. Unies dans leur détermination, elles choisirent Archidamie, une princesse spartiate, comme porte-parole. Archidamie entra dans la salle du Sénat avec une détermination farouche, une épée dégainée à la main symbolisant sa résolution. Discours d'Archidamie devant le Sénat spartiate. « Fils de Sparte, comment pouvez-vous rester ici, à débattre d'une voix aussi lâche, en imaginant que les femmes spartiates choisiraient de survivre à la chute de notre ville et à la mort de nos proches? Croyez-vous vraiment que nous chercherions la sécurité au prix d'abandonner nos hommes, nos pères, nos fils et nos frères? Nous sommes des femmes spartiates. Nous n'avons pas été élevés pour fuir devant le combat,
mais pour l'affronter de front, avec le même courage et la même résolution que n'importe quel homme de cette ville. Si notre cité doit tenir, elle tiendra avec nous tous, hommes et femmes, la défendant ensemble. Et si elle doit tomber, alors nous tomberons tous avec elle, en combattant jusqu'à notre dernier souffle. Ne perdez pas plus de temps à prévoir des plans d'évacuation. Armez-nous et laissez-nous combattre à vos côtés. Ensemble, nous montrerons à l'ennemi que les femmes spartiates ne sont pas moins redoutables que les hommes qu'ils cherchent à conquérir. Ceci est notre cité, notre foyer, et nous la défendrons avec tout ce que nous avons. Le puissant plaidoyer d'Archidamie convainquit le Sénat de renoncer à son projet d'évacuation et de concentrer tous ses efforts sur l'organisation de la défense de la cité. Cependant, dans le palais de Cléonyme, une ambiance bien différente régnait. Un air d'anticipation jubilatoire emplissait les couloirs, les serviteurs étant persuadés que la victoire de leur maître aux côtés de Pyrrhus était imminente. Le personnel s'affairait avec une confiance déplacée, ornant le palais de décorations somptueuses et préparant un festin luxueux pour célébrer le triomphe attendu. Ce contraste saisissant entre les préparatifs austères de la ville pour la bataille et l'optimisme naïf qui régnait au palais de Cléonyme illustrait les attentes divergentes à l'approche de l'affrontement décisif. Chélidonis, la jeune et belle épouse infidèle de Cléonyme, ne participait pas aux préparatifs de célébration. Ayant abandonné le foyer de son mari depuis longtemps, elle faisait face à une réalité sombre, le retour possible de Cléonyme si Pyrrhus parvenait à prendre la ville. Déterminée à ne jamais retomber sous le contrôle de son époux, elle se retira dans ses appartements privés, où elle noua une corde autour de son cou, prête à mettre fin à ses jours si la victoire de Pyrrhus lui était annoncée. Pendant ce temps, les chefs militaires spartiates se concentraient sur le renforcement des défenses de la ville et la préparation au combat à venir. Fidèles à l'esprit spartiate, ils refusèrent de rester passifs derrière leurs remparts et décidèrent d'affronter Pyrrhus directement à l'aube. Cette décision était dictée par une considération pratique. Contrairement aux autres cités grecques, Sparte ne disposait pas de murs de pierre imposants. Les Spartiates en tiraient une grande fierté, estimant que la sécurité de leur cité reposait sur leur courage et leur force, et non sur des fortifications. Conscients de la nécessité de renforcer leur défense, les Spartiates décidèrent d'ériger une palissade de terre temporaire le long de la route par laquelle l'ennemi était censé avancer. Bien que cette construction doive être achevée pendant la nuit, les chefs prirent soin de préserver la force de leurs soldats pour le combat imminent en confiant les travaux aux garçons, aux vieillards et aux femmes de la cité. Les femmes spartiates, produits de leur culture unique, travaillèrent sans relâche toute la nuit avec une détermination inébranlable. Elles retirèrent leurs manteaux pour travailler plus efficacement, une pratique qui tranchait avec la vie protégée des femmes dans d'autres sociétés grecques. Élevées à valoriser la force physique et l'endurance, elles participaient dès leur enfance à des compétitions publiques qui développaient leur résilience. Dans leur culture, la douceur et la fragilité étaient perçues comme des faiblesses à surmonter. Tout au long de la nuit, les Spartiates œuvrèrent, sans relâche, pour renforcer leur cité. Pendant que les hommes valides creusaient les tranchées, ceux qui en étaient incapables, enfants, vieillards et infirmes, jouèrent un rôle crucial en apportant des outils, de la nourriture et des boissons aux travailleurs. La tranchée défensive qu'ils creusèrent était à la fois suffisamment profonde et large pour empêcher les éléphants et la cavalerie de Pyrrhus de passer. Ils consolidèrent les extrémités en enterrant partiellement des chariots, transformés en barrières immuables. Avec une détermination calme mais résolue, les Spartiates achevèrent leurs préparatifs sans alerter les forces de Pyrrhus. À l'aube, leur fortification était prête. À l'aube, le camp de Pyrrhus s'éveilla tandis que les préparatifs de l'assaut débutaient. À l'intérieur de Sparte, les soldats revêtirent leurs armures et se mirent en formation. Les femmes circulaient parmi eux, ajustant les protections et prodiguant des paroles d'encouragement. Archidamie s'adressa à l'armée en ces termes : « Gagnez cette bataille sous nos yeux.
et votre gloire sera immortalisée par tous. Et si vous tombez, sachez que vos mères et vos épouses seront là pour vous étreindre dans vos derniers instants. Lorsque les préparatifs furent achevés, l'armée spartiate sortit de la cité pour affronter les forces de Pyrrhus. Dès le début des hostilités, Pyrrhus se rendit compte que la tranchée constituait un obstacle redoutable. Ses éléphants et sa cavalerie étaient incapables de la franchir, et son infanterie peinait à gravir le remblai escarpé et instable. Chaque tentative d'escalade se soldait par un échec, les attaquants perdant pied sous les projectiles des défenseurs spartiates. Les assaillants multiplièrent les tentatives pour dégager les chariots bloquant les extrémités de la tranchée, mais leurs efforts restaient vains, jusqu'à ce que Ptolémée, le fils de Pyrrhus, élabore une nouvelle stratégie. À la tête de 2000 Gaulois, il contourna les chariots pour frapper depuis une position avantageuse. Malgré la détermination des Spartiates à défendre leur position, les Gaulois gagnèrent peu à peu du terrain. Ils parvinrent à extraire plusieurs chariots de la tranchée, les traînant au loin et les jetant dans la rivière, créant ainsi une brèche dans les défenses spartiates. Acrotatos, le jeune prince laissé à la tête de la ville par son père Aréus, encore en Crète, comprit rapidement l'urgence de la situation. Rassemblant une petite force de 200 à 300 hommes, il élabora un plan audacieux. Il mena son détachement hors de la ville, par le côté opposé à la bataille, puis contourna les lignes ennemies pour lancer une attaque surprise sur les Gaulois par l'arrière. Déjà en difficulté face aux Spartiates devant eux, les Gaulois furent plongés dans le chaos par cette attaque inattendue. Submergés, ils durent de battre en retraite dans un désordre total. Triomphant, Acrotato revint en ville avec ses hommes, couverts de sang et haletants, mais victorieux. Son arrivée fut accueillie par des acclamations enthousiastes et une admiration sans bornes de la part des habitants. Les femmes de Spartiate l'entourèrent, louant son courage et lui adressant leurs remerciements sincères. L'une d'entre elles s'écria à son intention « Va voir Chélidonis et repose-toi, elle t'appartient, tu l'as bien mérité. Quelle chance elle a d'avoir un tel champion! » Malgré la défense acharnée des Spartiates, la bataille se poursuivit tout au long de la journée, aucune des deux parties ne cédant de terrain. À la tombée de la nuit, Pyrrhus se rendit compte qu'il avait fait peu de progrès dans la brèche des défenses de la ville. Il n'eut d'autre choix que de suspendre l'assaut jusqu'au lendemain. Cette nuit-là, Pyrrhus fit un rêve vif et troublant. À l'aube, il convoqua ses officiers et leur décrivit ce qu'il interpréta comme un présage de victoire. « J'ai vu un éclair frapper Sparte et embraser toute la ville. Cela ne peut être qu'un signe divin nous promettant le succès. Préparez les troupes. Nous sommes destinés à triompher aujourd'hui. » Qu'il ait réellement fait ce rêve ou qu'il l'ait inventé pour remonter le moral de ses hommes reste incertain. Cependant, l'interprétation qu'il espérait susciter eut l'effet inverse. Ses généraux, versés dans la lecture des présages, affirmèrent que le songe n'annonçait pas une victoire, mais un avertissement divin. Selon leur croyance, la foudre sanctifie ce qu'elle touche, le plaçant sous la protection des dieux. Le rêve, expliquèrent-ils, était un message clair. Sparte était désormais sous la protection divine, et toute tentative d'y porter atteinte serait vouée à l'échec. Voyant que son récit sapait le moral de ses troupes, au lieu de le renforcer, Pyrrhus balaya d'un geste l'importance des rêves. Pyrrhus déclara « Ces visions n'ont aucune signification. Elles influencent les ignorants, mais les hommes de raison et de courage ne doivent compter que sur leurs armes et leurs chefs. Vous avez vos épées, et vous avez Pyrrhus à votre tête. Voilà la seule assurance dont vous avez besoin pour remporter la victoire. » L'efficacité de ces paroles pour rallier ses généraux resta incertaine, mais les événements de la journée allaient bientôt contredire les prédictions confiantes de Pyrrhus. Bien que ses premières avancées parurent prometteuses et que la chute de la ville ait semblé possible à plusieurs reprises, l'issue finale divergea fortement de ses attentes. Pyrrhus débuta l'assaut en tentant de combler la tranchée spartiate. Ses soldats y jetèrent de grandes quantités de matériaux, terre, pierres, branches et troncs d'arbres.
Dans une tournure macabre, ils utilisèrent même les cadavres des combattants tombés la veille pour créer un pont de fortune. Tandis que ces troupes tentaient de franchir ce passage improvisé, les Spartiates défendirent férocement leur position depuis le sommet du remblai. Derrière les lignes de front, les femmes spartiates jouèrent un rôle crucial. Elles apportèrent de l'eau et des vivres aux combattants, évacuèrent les blessés et ramenèrent les corps des morts. Leur endurance et leur dévouement galvanisèrent les défenseurs. À un moment critique, Pyrrhus prit la tête d'une division de troupes et mena une attaque décisive qui parvint à ouvrir une brèche près de l'extrémité du remblai. Voyant leur percée, ces soldats poussèrent des cris de victoire et se ruèrent vers la ville. Sparte semblait sur le point de tomber, jusqu'à ce que le destin intervienne. Une flèche transperça la poitrine du cheval de Pyrrhus, infligeant à l'animal une blessure mortelle. Sous la douleur, le cheval se cabra violemment avant de s'effondrer, projetant Pyrrhus à terre avec fracas. Ces soldats, apercevant leur commandant au sol, stoppèrent immédiatement leur avancée pour courir à son secours. Ce contretemps crucial permit aux Spartiates de se regrouper et de renforcer leur position. Profitant de ce répit, les Spartiates lancèrent une contre-attaque féroce qui repoussa les forces de Pyrrhus au-delà de la tranchée. Tandis que ces hommes ramenaient leur chef blessé à l'arrière, le moral de l'armée épirroite s'effondra. La chute du cheval de Pyrrhus, suivie de la retraite de ses troupes, brisa l'élan de son armée. Leur ardeur combative faiblit et les attaques devinrent plus désordonnées et inefficaces le long de la ligne de front. Conscient que poursuivre les combats ne ferait qu'épuiser davantage ses forces, Pyrrhus ordonna la fin de l'assaut. Il donna l'ordre de repli, et son armée se retira au camp pour se remettre de cet échec cuisant. Avant que Pyrrhus ne puisse tenter une nouvelle offensive pour capturer Sparte, un tournant majeur changea le cours du conflit. Areus, le roi spartiate, qui se trouvait en Crète au moment de l'arrivée de Pyrrhus, entreprit immédiatement son retour dès qu'il apprit l'invasion. Il rassembla une force de 2000 hommes et marcha vers Sparte, arrivant juste après que son fils, Acrotatus, eut repoussé le deuxième assaut de Pyrrhus. Parallèlement, des renforts supplémentaires arrivèrent depuis Corinthe, composés de troupes alliées venant du nord du Péloponnèse. L'arrivée de ces forces insuffla un nouvel espoir et une confiance renouvelée aux Spartiates. Se sentant désormais en sécurité grâce à ces défenses renforcées, les anciens et les femmes, qui avaient participé aux premières lignes de la défense de la ville, se retirèrent pour se reposer après leurs efforts acharnés. Malgré ces développements défavorables, Pyrrhus refusa d'abandonner son ambition. Stimulé par l'arrivée de nouveaux défenseurs dans la ville, il résolut de lancer une nouvelle série d'assauts désespérés pour prendre Sparte. Cependant, toutes ces tentatives échouèrent lamentablement. Après avoir subi des pertes répétées et rencontré des échecs successifs, Pyrrhus fut finalement contraint d'abandonner le siège. Frustré et vaincu, il se retira dans une localité voisine où il établit un camp permanent. Afin de subvenir aux besoins de son armée, il se mit à piller la campagne environnante, tout en ruminant sa défaite et en réfléchissant à sa prochaine action. Alors que Pyrrhus méditait sur sa situation, une invitation parvint de la ville d'Argos, située dans le nord du Péloponnèse. La cité d'Argos était plongée dans des troubles civils et l'une des factions, connaissant la réputation de Pyrrhus pour son goût des conflits, fit appel à lui pour obtenir de l'aide. Fidèle à lui-même, Pyrrhus saisit immédiatement cette opportunité. Cet appel lui offrait une justification pour abandonner la campagne spartiate, qu'il considérait désormais comme perdue, et rediriger son attention vers une nouvelle entreprise. Sans hésitation, il ordonna à son armée de marcher vers le nord. Cependant, les Spartiates n'étaient pas disposés à laisser Pyrrhus se retirer sans le harceler. Ils mobilisèrent toutes les forces disponibles pour le poursuivre, attaquant son armée à chaque occasion. Bien qu'il n'ait pas la capacité de l'affronter lors d'une bataille rangée, ils lui tendirent des embuscades dans les passages montagneux, attaquèrent ses détachements isolés et pillèrent ses convois de ravitaillement.
Ces attaques incessantes rendirent la marche de Pyrrhus extrêmement difficile. En réponse, Pyrrhus envoya un détachement de sa garde, dirigé par son fils Ptolémée, pour contrer la résistance spartiate. Ptolémée combattit vaillamment et parvint à maintenir sa position pendant un certain temps. Cependant, au cours d'une bataille particulièrement féroce, un guerrier crétois renommé pour sa force exceptionnelle et son habileté au combat se lança à toute vitesse sur Ptolémée. Avec une puissance redoutable, le Crétois frappa Ptolémée d'un seul coup, le tuant sur le coup. La vue de leur chef tombé au combat plongea les gardes de Pyrrhus dans le désarroi. Démoralisés, ils rompirent leurs rangs et prirent la fuite pour rejoindre Pyrrhus, portant avec eux la terrible nouvelle de la mort de son fils. Chapitre 18. Les guerriers meurent au combat. Furieux d'apprendre la mort de son fils Ptolémée, Pyrrhus rassembla une troupe de cavaliers et galopa pour affronter les Spartiates. À son arrivée sur leur position, il lança une attaque féroce, abattant de nombreux ennemis au cours de la bataille qui s'ensuivit. Pendant le combat, sa vie fut en grand danger lorsqu'un guerrier spartiate nommé Evalcus l'engagea en duel singulier. Avec une puissance redoutable, Evalcus tenta de porter un coup fatal à la tête de Pyrrhus. Bien que le coup manquât sa cible, il trancha les rênes du cheval de Pyrrhus. Ce dernier réagit immédiatement en transperçant Evalcus de sa lance, le tuant sur le coup. Le cheval de Pyrrhus, devenu incontrôlable, s'emballa. Pyrrhus descendit alors de sa monture pour poursuivre le combat à pied. Les Spartiates, déterminés à récupérer le corps d'Evalcus, l'encerclèrent, déclenchant une lutte féroce et sanglante. La bataille fit de nombreuses victimes des deux côtés avant que Pyrrhus ne parvienne finalement à s'extraire de la mêlée. Après la retraite des Spartiates et sa vengeance pour la mort de son fils, Pyrrhus reprit sa marche vers Argos. À son arrivée près d'Argos, Pyrrhus découvrit l'armée du général Antigone positionnée sur une colline surplombant la ville. Rongé par la frustration après une série interminable de revers et d'humiliations, la rage de Pyrrhus atteignit son apogée. Il envoya un héros au camp d'Antigone, lançant un défi audacieux, descendre de la colline et le rencontrer en combat singulier sur la plaine. Pyrrhus s'adressa à Antigone en ces termes. « Crois-tu qu'en te dressant sans cesse sur mon chemin, tu peux me faire abandonner ? Je ne suis ni un roi passif, ni un simple soldat, ni un homme ordinaire, je suis un guerrier. Et bien que je mène des armées au combat, je suis tout aussi prêt à affronter un adversaire seul à seul, lorsque les circonstances l'exigent. Si tu te considères comme un véritable guerrier, alors avance et affronte-moi. Laissons nos épées parler et que celui destiné à l'éternité soit béni. Toi, qui commandes ton armée à distance, tu n'es qu'un spectateur, un observateur passif. Tu ne vaux pas mieux qu'un paysan usurpant une autorité qui n'est pas la sienne. Cesse de te cacher derrière ta lâcheté et saisis cette chance de défendre ton honneur devant tes soldats. Voici ton opportunité de laisser une empreinte, même fugace, dans les pages de l'histoire. Si tu oses te battre, tu n'auras besoin de rien d'autre pour y inscrire ton nom. » Antigone, imperturbable, répondit avec sarcasme par l'intermédiaire de son héros. « Le temps est une arme, tout autant que l'épée. Je ne suis pas encore prêt pour le combat. Mais si tu tiens tant à écourter ta vie, il existe bien d'autres moyens de le faire sans m'impliquer. » Cette réponse mesurée ne fit qu'attiser davantage la fureur de Pyrrhus, mais il n'avait pas d'autre choix que d'attendre une nouvelle occasion. Pendant plusieurs jours, Pyrrhus campa aux abords des murs d'Argos, tandis que les dirigeants et les factions rivales de la ville tentaient de négocier la paix, afin d'épargner à la cité les ravages de la guerre. Un accord fut finalement conclu, les deux camps promettant de se retirer sans engager le combat. Cependant, Pyrrhus n'avait aucune intention de tenir sa promesse. Il voyait dans cet accord une ruse pour inciter la ville à relâcher ses défenses et comptait bien en profiter pour s'emparer d'Argos par surprise. Sous le couvert de l'obscurité,
Pyrrhus mena ses troupes vers une porte de la ville, où un complice de l'intérieur avait promis de leur ouvrir l'accès. Ces soldats, sommés de garder un silence absolu, s'infiltrèrent dans la cité et atteignirent la place du marché. Une force considérable de soldats gaulois de l'armée de Pyrrhus prit position sans être détectée. Leur discrétion laissait penser que les gardes et sentinelles de la ville avaient probablement été soudoyés ou persuadés de rallier la cause de Pyrrhus. Après l'entrée de son infanterie, Pyrrhus tenta d'introduire ses éléphants de guerre. Cependant, la hauteur de la porte empêchait les animaux, équipés de tours montées sur leur dos, de passer. Dans l'obscurité, les soldats s'efforcèrent de démonter ces tours, une opération lente et complexe. Le remontage des tours, une fois les éléphants à l'intérieur, s'avéra tout aussi laborieux. Le bruit provoqué par ces manœuvres finit par éveiller les citoyens endormis, qui comprirent rapidement que leur ville était attaquée. Les habitants d'Argos se mobilisèrent en urgence, se rassemblant à la citadelle pour envoyer un appel pressant à Antigone, toujours campé à l'extérieur. Ce dernier réagit promptement, déployant des troupes pour venir en aide aux défenseurs de la ville, tout en positionnant son armée principale plus près des murs. Simultanément, Aréus, le roi spartiate qui surveillait les mouvements de Pyrrhus, saisit l'opportunité. Ses forces spartiates s'engouffrèrent par une autre porte de la ville, lançant des attaques féroces sur les troupes de Pyrrhus à travers les rues, la place du marché et d'autres points stratégiques. Le chaos s'empara d'Argos. Les citoyens, arrachés à leur sommeil par le fracas des combats, furent saisis de terreur, tandis que les renforts d'Antigone rejoignaient les défenseurs et que les forces spartiates d'Aréus intensifiaient leurs assauts. La nuit se transforma en un véritable enfer de combats et de confusion. Piégés entre les murs de la ville, Pyrrhus et ses hommes se battirent désespérément pour leur survie. Alors que la faible lumière de l'aube se levait, le chaos parmi les combattants commença à s'apaiser. Les affrontements nocturnes n'avaient rien produit de décisif. Les soldats des différents camps s'étaient heurtés dans l'obscurité, incapables de distinguer leurs alliés de leurs ennemis. Nombreux étaient ceux qui s'étaient retrouvés piégés dans des ruelles étroites ou tombés dans des canalisations, coupés de leurs commandants. Les officiers, incapables d'organiser leurs troupes ou de coordonner les attaques, durent abandonner leurs efforts. Épuisés et frustrés, toutes les parties cessèrent de combattre pour attendre la lumière du jour. À la lueur grise du matin, Pyrrhus évalua sa position. Les remparts de la citadelle étaient garnis de défenseurs armés, une force redoutable prête à lui résister. Son inquiétude grandit à mesure que le jour dévoilait l'étendue de la place du marché où étaient stationnées ses troupes. Là, parmi les statues et monuments de la place, une sculpture en bronze attira particulièrement son attention, éveillant en lui un profond effroi. La statue représentait un loup et un taureau en pleine lutte, ravivant dans l'esprit de Pyrrhus le souvenir d'une ancienne prophétie. Un devin lui avait prédit qu'assister à une scène où un loup attaquait un taureau annoncerait sa mort. Il avait toujours rejeté cette prédiction, la croyant liée à quelque scène lointaine dans une nature sauvage. À présent, voyant cette prophétie se réaliser sous forme de bronze devant ses yeux, il sentit un froid glacial parcourir son corps. Ce présage troublant, combiné à la situation tactique désespérée, emplit Pyrrhus d'un pressentiment écrasant. Convaincu que la prophétie annonçait sa fin imminente, il décida de fuir la ville immédiatement, désespéré de s'échapper d'un destin qui semblait se rapprocher inexorablement. Pyrrhus faisait face à un défi crucial, organiser une retraite sans que celle-ci ne tourne au chaos. La porte étroite de la ville constituait un risque majeur, car sa grande armée risquait de s'y retrouver piégée. Il savait que ses troupes subiraient des attaques de toutes parts lors de leur retraite, des soldats dans les rues, des toits et des remparts. Une telle offensive ne manquerait pas de semer la panique, rendant la porte totalement obstruée. Pour éviter ce désastre, Pyrrhus envoya des ordres à son fils Hélénos,
qui commandait la force principale à l'extérieur de la ville. Hélénos devait avancer ses troupes et démolir une section de mur près de la porte, créant ainsi une sortie plus large pour l'armée en retraite. Pendant ce temps, Pyrrhus maintenait sa position sur la place du marché, repoussant les attaques ennemies croissantes en attendant la confirmation du succès de son fils. Après ce qui sembla être un délai suffisant, et face à l'intensification des attaques ennemies, Pyrrhus donna l'ordre à ses troupes de commencer leur retraite. Elles se déplacèrent dans les rues en direction de la porte, s'attendant à trouver l'ouverture promise pour leur évasion. Au lieu de cela, elles se heurtèrent à une vague massive de troupes entrant dans la ville. Hélénos avait mal interprété les ordres de son père. Plutôt que de créer une voie d'évasion, il avait mené ses forces dans la ville, croyant qu'il devait renforcer la position de Pyrrhus. Les deux flux opposés de soldats, ceux de Pyrrhus essayant de sortir et ceux d'Hélénos avançant vers l'intérieur, se heurtèrent dans une collision catastrophique. Au milieu du chaos, Pyrrhus et ses officiers crièrent des ordres pour que les troupes d'Hélénos battent en retraite, mais leurs voix se perdirent dans le vacarme assourdissant des armes qui s'entrechoquaient, des hurlements et des sabots martelant le sol. Même si les soldats avaient entendu ces ordres, ils étaient incapables d'obéir. La masse compacte des hommes poussant vers l'avant rendait tout mouvement de recul impossible. Ce qui suivit fut une scène d'horreur indicible. Soldats, chevaux et éléphants s'entassèrent dans les rues étroites dans une masse mouvante de chair. Les corps se pressaient les uns contre les autres, alors que la pression augmentait de tous côtés. Ceux qui trébuchaient disparaissaient sous une marée de bottes et de sabots, tandis que les cris déchirants des blessés et des mourants ne faisaient qu'accroître la panique. Le combat lui-même devint impossible. Il n'y avait plus d'espace pour brandir une épée ou lancer une lance. Les bras restaient immobilisés, coincés par la pression suffocante des corps. La mort ne venait plus de la bataille, mais du chaos lui-même. Le poids écrasant de la foule, les convulsions désespérées des hommes et des bêtes prises au piège, et les piétinements impitoyables des chevaux affolés et des éléphants massifs. Depuis la sécurité des toits et des remparts, des spectateurs horrifiés observaient la masse humaine en contrebas, ondulant et se tordant comme une marée d'âmes condamnées. Les éléphants amplifièrent le chaos. L'un des plus grands tomba à l'entrée de la porte, couché sur le flanc, bloquant le passage tout en poussant de puissants bruits stridents en tentant de se relever. Un autre éléphant, dont le maître avait été blessé et était tombé de son dos, montra une loyauté extraordinaire. Il fit demi-tour pour protéger son maître blessé, utilisant sa trompe pour projeter les soldats à l'écart et dégager un chemin. Avec un soin impressionnant, il souleva le corps de son maître avec ses défenses et tenta de se frayer un passage à travers la foule, piétinant quiconque se trouvait sur son chemin. Cet éléphant, nommé Nikon, gagna sa place dans l'histoire grâce à cet acte de dévouement. Pyrrhus, positionné à l'arrière de ses troupes, parvint à éviter le pire du carnage. Il se retournait périodiquement pour engager les assaillants qui pressaient par derrière, luttant pour les maintenir à distance. Conscient que son apparence distinctive faisait de lui une cible, il retira la crête de son casque, symbole de son rang, et la remit à un compagnon. Pourtant, même avec cette précaution, les combats acharnés à l'arrière ne cessèrent pas. Lors d'une violente escarmouche survenue dans le chaos, un guerrier argien, combattant pour défendre sa ville, lança son javelot avec une précision remarquable. L'arme trouva une faille dans l'armure de Pyrrhus, perforant son plastron orné et pénétrant son flanc. Bien que la blessure ne fût pas immédiatement mortelle, la douleur brûlante et l'humiliation d'avoir été touché par un simple soldat emplirent Pyrrhus d'une rage incontrôlable. Son visage déformé par la fureur, il se retourna pour faire face à son assaillant, son épée levée haut, prêt à asséner une vengeance brutale. À cet instant fatidique, le destin tissa son dernier fil dans l'histoire de Pyrrhus. La mère âgée du guerrier,
observant la bataille depuis un toit voisin, vit son fils bien-aimé sur le point de mourir sous les coups du légendaire roi guerrier. Poussée par un instinct maternel surpassant toute crainte, elle chercha frénétiquement une arme. Ses mains tombèrent sur une lourde tuile en céramique, polie par des années de pluie et de soleil. Sans hésiter, elle souleva l'objet massif et, rassemblant toutes ses forces, le lança avec une détermination désespérée en direction de la tête de Pyrrhus. La tuile fendit l'air en sifflant et atteignit sa cible avec une précision dévastatrice, frappant Pyrrhus en plein sommet de la tête. L'impact fut catastrophique. Son casque en bronze, bien qu'exceptionnellement fabriqué, offrit peu de protection contre un coup aussi direct venu d'en haut. La force de la frappe fit voler des éclats de métal et de céramique, brisant le casque. L'impact écrasant se transmit à travers son crâne jusqu'à sa colonne vertébrale, fracturant violemment la base de son crâne et plusieurs vertèbres. Pyrrhus s'effondra lourdement de son cheval, lâchant les rênes alors qu'il s'écroulait au sol. Dans le chaos de la bataille, aucun de ceux qui l'entouraient ne réalisa qui il était. Séparé de ses compagnons, Pyrrhus resta inaperçu, tandis que les soldats autour de lui, concentrés uniquement sur leur survie, passaient sans s'arrêter. Finalement, un soldat de l'armée d'Antigonus, nommé Zopyrus, s'approcha, accompagné de plusieurs autres. Reconnaissant Pyrrhus parmi les blessés, Zopyrus le traîna jusqu'à un portique voisin pour le mettre à l'abri. Tirant son épée, Zopyrus s'apprêta à trancher la tête de Pyrrhus pour en faire un trophée. Au moment où il levait son arme, Pyrrhus ouvrit les yeux et fixa Zopyrus d'un regard terrifiant. Cette expression glaça le soldat et son premier coup vacilla, manquant sa cible. Au lieu de sectionner proprement le coup blessa et mutila la bouche et le menton de Pyrrhus. Zopyrus dut frapper à plusieurs reprises avant de finalement accomplir l'acte macabre. Enfin, la tête fut séparée du corps. Peu après, Alcyoncus, le fils d'Antigonus, arriva sur les lieux. Voyant ce qui s'était passé, il exigea que les soldats lui montrent la tête pour qu'ils puissent l'examiner. Une fois cela fait, Alcyoncus s'empara de la tête et s'élança à cheval pour la présenter à son père comme trophée de leur victoire. Alcyoncus trouva Antigonus assis avec ses conseillers et jeta triomphalement la tête aux pieds de son père, attendant des éloges. À sa grande surprise, Antigonus fut horrifié par cette vision. Profondément troublé par l'acte de son fils, il le réprimanda sévèrement pour une telle barbarie. Le combat acharné s'éteignit peu après que la nouvelle de la mort de Pyrrhus se fut répandue. Ni l'un ni l'autre camp ne trouva de raison de poursuivre les hostilités, et la ville fut abandonnée à son sort. Ainsi prit fin une époque, marquée par la disparition d'un leader dont l'ambition avait redéfini le cours de l'histoire. Antigonus fit en sorte que les restes de Pyrrhus soient traités avec dignité et se tint devant eux avec ses généraux. Contemplant le corps inanimé, Antigonus prononça une adresse solennelle. L'univers produit rarement des rois guerriers de cette envergure. Il était un homme dévoré par la guerre, convaincu de sa destinée divine, certain qu'il fonderait de grandes civilisations et assuré de sa grandeur promise. Lorsqu'il m'a défié en duel, poussé par une ambition sans limite, j'étais convaincu que ce serait moi qui tomberais. Si la guerre était façonnée uniquement par le courage personnel et la détermination, Pyrrhus aurait peut-être été le roi de toutes les civilisations. Mais la guerre est l'art de la raison, de la prévoyance et de l'hésitation. Et dans cet art, il n'était pas meilleur que le reste d'entre nous. Adieu, roi guerrier. Puisses-tu trouver la compagnie éternelle des dieux que tu as tant vénérés.